Salut tout le monde, salut, très heureux de vous retrouver aujourd'hui, ce soir, pour ce qui sera certainement un live ultra important quand on reparlera de l'histoire de Tesla. On reviendra sur cette soirée, le Investor Day 2023. J'espère qu'on aura plein de belles choses, plein de belles informations ce soir. Merci beaucoup d'être là. On est déjà plus de 230. C'est un truc de fou. C'est un truc de dingue. Merci beaucoup de rejoindre le live. Merci d'être là ce soir. Merci de lâcher déjà un petit pouce en l'air. Ça nous fait plaisir. J'espère que vous allez très, très bien. Et qui est là ce soir? On a Sexy, on a Fedi, on a Chris, on a Juliane. Hello, dites-moi d'où vous venez, comme ça on fait un petit coucou à tout le monde avant de parler de cet Investor Day. Moi, je voudrais d'abord, dans la première demi-heure, donc l'événement commence à 22h. Hein. Il y a des gens ça va être chaud patate ce soir. Exactement. De quoi on va parler? On va déjà parler, à votre avis, de quoi justement Tesla va parler ce soir. Donc, il y a pas mal de rumeurs, pas mal de leaks. Il y a pas beaucoup de choses que l'on voudrait avoir. Il y a beaucoup de choses qui pourraient se produire. Mais qu'est-ce qui va vraiment y avoir? Alors, certains parlent de la petite Tesla Model 2, la compacte. J'ai vu sur le sondage que je vous ai fait tout à l'heure qu'il y a une énorme hype par rapport à ça. Donc, est-ce qu'on va parler de ça? Est-ce qu'on va avoir du robotaxi? Est-ce qu'on va avoir des infos sur le semi-remorque? Est-ce que l'on va avoir le pick-up, le Cybertruck? Voilà, ça va être assez intéressant de voir tout ça. Le thème du jour, pourtant, je vous retrouve le tweet d'Elon. Voilà ce qu'il nous a dit. Je vous fais un petit partage d'écran. Partager l'écran. Alors, pour l'instant, le partage d'écran est sur nos amis de Tesla sur YouTube. Alors, pour l'instant, on n'a rien. Donc, ils sont bien, ils seront à l'heure, 23 minutes. Donc, on a 23 minutes pour discuter tranquillement. Ça, c'est cool. Donc, le tweet d'Elon, qui était intéressant pour savoir de quoi on va parler, parce que j'ai vu plein de choses, tout et son contraire, en fait, sur cette soirée. Mais en fait, il nous a quand même teasé le truc. Hein. Partage d'écran ici. On va aller dans la fenêtre qui est là, sur le Twitter. Donc, il nous dit « Looking forward to Tesla Investor Day » le 1er mars. Donc, c'est bien aujourd'hui. Hop là. Donc, ça va être autant pour les investisseurs que pour, il dit, les investisseurs de la planète. Donc, pour tout le monde, ça va concerner tout le monde. Et il veut que ce soit un message
un message positif et d'espoir pour le futur. Je vous rappelle que si vous pensez que Tesla n'est qu'un constructeur automobile, eh ben, vous manquez un petit morceau de ce qu'est Tesla, parce que Tesla, ça a commencé euh, parce que leur objectif, c'est d'accélérer la transition vers les énergies renouvelables. Voilà, donc Elon Musk était soucieux de ça dans les années 90, début 2000. Il s'est dit comment ça se fait qu'on n'a pas de voiture électrique, comment ça se fait qu'on n'a pas plus d'énergie renouvelable, pourquoi on est autant au charbon, pourquoi les problèmes environnementaux que l'on a, qu'on connaît aujourd'hui, vont se produire. Et il s'est dit bon, il faut faire quelque chose. Et du coup, il a vendu, quand il a eu vendu ses parts dans PayPal, il a créé SpaceX et il a rejoint les équipes de Tesla pour après en prendre le contrôle. Et voilà, donc l'objectif de Tesla, ne pas oublier, c'est l'avènement des énergies renouvelables pour sortir du pétrole. Et je ne retrouve pas son autre tweet, mais donc il avait bien tweeté aussi en disant ce soir, on va parler de Tesla, on va parler de SpaceX, on va parler de The Boring Company, et on va voir comment être capable de scaler, donc d'augmenter la capacité des énergies renouvelables dans le monde pour que ça soit au niveau de la civilisation. Donc, certainement qu'on va parler de voitures, certainement qu'on va parler de transport, mais on va aussi, et je pense surtout, parler le grand projet d'Elon Musk pour sortir des énergies fossiles. C'est donc le part 3 de son fameux master plan. Oui, le Tesla Vision aussi, je vois passer dans les commentaires, exactement. Donc tout ça, je pense qu'on va y avoir droit, mais il va vraiment y avoir un segment sur le côté énergie. Le premier master plan, il date de 2006, c'était comment on va faire une voiture qui soit électrique et qui soit bon marché. Donc, salut Julien, hello. Il est trop hypé. On est tous ultra hypés. Tous ultra hypés. Tiens, pendant que je vous relate les 3 master plans, enfin les 2 précédents master plans, dites-moi en partie commentaire ici, là, tout de suite dans le chat, quel est le premier truc qui vous vient à l'esprit? De quoi vous voulez qu'on parle? Voilà. De quoi vous voulez que Elon Musk nous parle aujourd'hui? La petite voiture compacte, du Powerwall, le Cybertruck, Tesla Vision. Dites-moi, bombardez dans les commentaires ce qui pour vous hype le plus. Donc le premier master plan, c'était, comme je vous disais, comment faire une voiture qui soit abordable pour tout le monde, une voiture électrique. Donc c'était en fait concevoir la Model 3 à grande échelle. Ça, c'était une première chose. C'était en 2006 que ça a été annoncé, et la voiture est sortie en 2017, vraiment en production, fin 2017, les grosses productions. Et il nous avait fait en 2016 un autre master plan, le master plan par 2, où là, l'objectif était clairement de pouvoir monter en scalabilité. Et il y avait tout un point autour de la voiture autonome, diversifier le transport électrique. Donc, il nous a parlé à ce moment-là du camion, du Cybertruck, et aussi il a parlé d'intelligence artificielle et de l'autopilote. Donc ça, c'était la part 2. Ils avaient présenté aussi l'énergie juste avant. Maintenant, c'est le part 3. Donc vous voyez, au départ, une petite voiture, puis élargir la gamme et partir vers l'énergie, l'autonomie. Et maintenant, terminer la rigolade. L'objectif en 2030, c'est produire 20 millions de voitures, produire 3 TWh de batterie. Rien qu'à eux, aujourd'hui, l'humanité en produit 1 TWh en 2022. Et donc accélérer cette transition vers les énergies renouvelables. Donc, comment ils vont faire? Je pense que ça va être leur roadmap ce soir de comment on fait ça. Je pense qu'ils vont nous expliquer dans la durée comment ils vont arriver à 20 millions de voitures, comment ils vont produire d'autant plus de batteries. Donc, avec des annonces de Gigafactory, moi, je vois bien ça. On a quasi certitude, c'est le président mexicain, si vous n'avez pas vu l'info, qui a annoncé qu'il y a une Gigafactory qui va ouvrir à la frontière mexicaine, donc à Monterrey. Donc ça, c'est pour sûr. Elon va en parler ce soir. Et je pense que cette Gigafactory serait potentiellement la première Terrafactory, puisque le président du Mexique a annoncé que ça serait la plus grosse usine de Tesla à date. Donc, on peut penser, en regroupant un petit peu tout, que ça va être là-bas qu'ils vont produire la petite voiture compacte, qui serait éventuellement cette voiture à 25 000 $, qui aurait ou n'aurait pas de pédales et de volant, qui serait directement compatible ou pas avec le robot taxi, qui serait peut-être en vente ou qui serait pas en vente, qui serait destiné que à faire du robot taxi.
Donc, à voir et surtout aussi produire forcément beaucoup de batteries. Et ça sera certainement les batteries 46-80 qui vont rentrer en cadence. Est-ce qu'il va y avoir d'autres gigafactories de présenter, d'annoncer à ce moment-là? Peut-être, certainement. Je me rappelle que Elon, l'année dernière, avait dit, si tout se passe bien, c'est le Elon time, on devrait pouvoir vous annoncer 1 ou 2 gigafactories d'ici la fin de l'année. Bon, la fin de l'année, elle s'est passée et on n'a pas eu d'infos. Donc, ils avaient au moins 2 gigafactories dans les cartons à nous annoncer à ce moment-là. Donc, certainement le Mexique et peut-être quelque chose en Inde, en Indonésie. On a entendu parler aussi du Canada. Bon, bref. Autre gros point, est-ce que Tesla va se lancer dans le raffinage de matériaux? Grosse question. On a vu là, ils sont intéressés par l'achat d'une compagnie qui fait du lithium au Brésil. Donc, potentiellement, on va avoir des news là-dessus aussi. Et on aura bien évidemment, pour les aficionados de la voiture Tesla, on aura des news sur cette nouvelle voiture à 25 000. Est-ce qu'on la verra ou pas? Ça, j'en sais rien. Est-ce qu'elle est prête ou pas? Ça, on n'en sait rien. Donc, peut-être qu'il y aura une surprise. Peut-être qu'il y aura un gros leak à la fin avec un one more thing, comme on avait eu avec le Roadster, nous présenter la voiture. Je ne sais pas. Je ne sais pas. De toute façon, on peut juste... Hey, salut du Québec. Hello. Salut Steve. Salut, salut. De toute façon, on peut que pronostiquer. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il va parler de The Boring Company, qui va parler de SpaceX et qui va expliquer comment est-ce que l'humanité va sortir des énergies fossiles à l'échelle de l'humanité et passer aux renouvelables. Donc voilà. À partir de ça, on peut tout extrapoler. Est-ce qu'ils vont aussi se lancer dans, comment on appelle, est-ce qu'ils vont aussi se lancer, j'ai perdu le mot, dans les pompes à chaleur, dans les systèmes pour les maisons, parce qu'on sait que ce qui consomme le plus finalement d'énergie, c'est les logements. Je crois que c'est un tiers ou même plus, 45% des consommations, c'est à la maison. Là, ils ont lancé un programme immobilier à Austin pour héberger leurs employés. Est-ce que ce projet pilote ne serait pas un pilote d'une maison Tesla ultra connectée avec forcément, si c'est une maison Tesla, c'est clair qu'elle aura le solar roof, c'est clair qu'elle aura des power walls. Est-ce qu'il y aura cette fameuse pompe à chaleur qu'ils ont mis en place dans la voiture, qui est ultra efficiente, ultra petite, que l'on a dans les Tesla? Est-ce qu'ils vont appliquer ce système à la maison? Moi, j'y crois. Je pense que c'est quelque chose sur lequel Tesla voudrait se lancer. Surtout que tout ça a pour objectif, et un seul objectif, c'est d'agréger ces technologies pour pouvoir aller sur Mars. Donc, si vous regardez tout ce qu'ils sont en train de faire chez Tesla et SpaceX, c'est pour pouvoir coloniser Mars, pour être autonome. Donc, le côté biome, le côté hébergement est aussi intéressant et aussi important, gestion de l'énergie à domicile. Donc voilà, ils ont déjà un pied dans le domicile très fortement avec le solar roof et avec les Powerwall. Moi, je vois bien un truc beaucoup plus intégré maintenant. Bon, j'oublie le chargeur Tesla, qui est la base de tout. Mais voilà, je verrais bien une annonce de quelque chose comme ça. Maintenant, c'est assez compliqué pour rétrofiter les maisons déjà existantes. Comment tu fais pour mettre une pompe à chaleur dans quelque chose qui est déjà existant? Je ne sais pas trop, même si les pompes à chaleur, ça s'installe partout. Mais bon, voilà, ça va être quelque chose de très, très grand. Et si vous vous contentez que au côté voiture, je pense que soit vous serez déçus, soit vous allez manquer un morceau. Parce que voilà, on va vraiment parler de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, à mon avis, ce soir. Donc, à ne surtout pas manquer. Je retourne sur leur fil pour voir où est-ce qu'ils en sont, mes petits amis, là. Ça commence dans 14 minutes, donc on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Pour l'instant, ça marche. On va rester comme ça. Donc, les amis, qu'est-ce que vous voyez, vous, pour ce soir? Alors, on a des questions. J'en ai plein de questions. Wow, c'est fou, vous êtes tellement nombreux. Ça me fait tellement plaisir. Merci beaucoup d'être là encore une fois. Balancez un petit like, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de chaînes francophones qui vont restreamer l'événement aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, c'est super important de pouvoir restreamer ça en direct. C'est à une heure assez potable pour tout le monde, donc c'est bien. Ok. Est-ce que je vais faire la traduction en direct? Alors, je ne vais pas parler en même temps qu'eux. Je n'ai pas le diplôme de traducteur simultané. Mais oui, on va commenter au fur et à mesure. Je vais voir si la traduction, on peut la mettre en français sur la page YouTube. Je ne sais pas. Au pire, je vous mettrai les sous-titres générés automatiquement en anglais. Et de toute façon, on fera quand même de la trad. Mais voilà, c'est difficile de pouvoir écouter et parler en même temps. Mais oui, tout l'intérêt est quand même de pouvoir parler de ça en français.
C'est pour ça que je vous fais ça ce soir aussi. Et puis bon, après c'est toujours compliqué parce qu'il y a des gens qui parlent très bien anglais et qui disent arrête de parler par-dessus, donc on essaye de gérer un petit peu ça. Nouvelle chimie de batterie, point d'interrogation. On verra. Est-ce qu'ils vont se lancer dans autre chose? Est-ce qu'ils ont fait des progrès? Je pense qu'on aura des nouvelles par rapport au progrès de l'intégration des 4680. Certainement, avec les différents achats qu'ils ont fait, tout ça. Donc, ouais, ça pourrait être un thème. De toute façon, l'énergie va être le thème central. Et le stockage d'énergie va être un des thèmes centraux avec la production de l'énergie. Donc oui, pourquoi pas parler des batteries, certainement. Ça, c'est sûr. Ok. Merci de débrief le live, c'est vraiment top. Eh ben, ça me fait excessivement plaisir de vous voir, en tout cas, de voir qu'on est nombreux. C'est vraiment super cool. Salut tout le monde, salut Chris, salut. Alors, Starlink au superchargeur. Ouais, je pense que, alors, ça me fait penser à un truc. On a eu une vidéo là aujourd'hui de Tesla qui a ouvert ses réseaux de superchargeurs aux États-Unis. Donc c'est quand même pas mal. Ils nous ont bien fait voir comment ça va marcher pour pouvoir utiliser le réseau de superchargeurs. Donc avec ce Magic Dock qui va sortir soit le CCS1 qu'ils ont aux États-Unis, soit selon l'app, si on a une Tesla ou pas, on va pouvoir sortir juste le chargeur Tesla. Donc ça c'est vraiment cool. Et voilà, ça tombe pile pendant l'Investor Day. Donc ça c'est aussi un moyen de vous dire ok les gars maintenant. On passe à la vitesse supérieure et vous allez voir ce que vous allez voir parce que chez Tesla, on n'est pas des rigolos. On vous a laissé une petite quinzaine d'années d'avance. Vous nous avez rigolé au nez et puis maintenant, on va avancer doucement, mais sûrement, on va vous faire voir de quoi on est capable en ayant déjà créé le plus gros réseau de recharge rapide au monde. Vous n'avez pas voulu nous aider, vous n'avez pas voulu donner $1. Maintenant, vous avez du mal à produire des voitures électriques. Nous, on en produit à bloc, on fait 27% de marge dessus. Et en plus, maintenant, on ouvre notre réseau propriétaire. Donc, vous êtes vraiment KO. Je pense que demain, ça va faire très, très mal. Les gens de l'automobile vont avoir très, très mal à la tête. Et globalement, les gens des énergies fossiles, ils peuvent dire bye-bye à leur job, là. Je pense que c'est un truc de fou. C'est surtout le prix. C'est l'impact prix qui est fou. Parce qu'on sait qu'ils vont parler de cette fameuse nouvelle plateforme. Et ils ont dit au dernier earnings call qu'ils divisent par 2 le prix de la plateforme. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est. C'est pas on a fait 5% d'économie, 10% d'économie. On divise par 2 le coût du skateboard de la voiture. Donc, si tu divises par 2, la voiture te coûte carrément plus rien et tu vas être capable de pouvoir en produire. D'autant si tu les produis au Mexique avec une nouvelle usine, ça risque de produire énormément de voitures. À ce moment-là, il faut arriver à 20 millions encore une fois. Donc, ouais, ça va être non seulement moins cher, mais à mon avis, très rapide à produire. Peut-être même un méga cast, vous savez, qui produit la voiture en une seule pièce. Si elle est beaucoup plus petite, les 3 et les Y, c'est peut-être pas possible de produire la voiture en une seule pièce, mais peut-être que là, ils ont travaillé un truc. Ils vous moulent la bagnole en injecté d'un coup. Si vous regardez Sandy Monroe, il a dans ses bureaux une voiture, pourtant c'est une berline, qui est castée en une seule pièce. Elle est moulée, injectée d'un coup, la bagnole. Moi, je crois fondamentalement que Tesla a bossé là-dessus. Ok, au début, on fait avant, arrière et le pack au milieu, mais si c'est possible, en tout cas, je suis sûr qu'ils ont travaillé là-dessus. Alors, vous imaginez si là, ils ont des presses, ping, 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 ils vous moulent des bagnoles à la chaîne comme ça. Oh, ça serait tellement incroyable. Tellement incroyable. Et la voiture, alors après, il y a un point important, c'est par rapport, je vous dis, est-ce que la voiture, on va pouvoir la vendre ou est-ce qu'on pourra l'acheter ou pas, en fait? Parce que si Tesla produit une voiture tellement pas chère qu'elle va sortir à 25 000, mais aujourd'hui, l'autopilote complet, il est à 15 000 $. Donc, en final, quasiment, l'autopilote coûte plus cher que la voiture. Ça aussi, c'est un truc à comprendre, à considérer. Génial cette soirée. Merci, Jérémy. Merci d'être là. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Fernando. Merci beaucoup. On va peut-être faire comme ça. Ouais, je vois mieux comme ça. Ok, donc on a... Est-ce qu'on a des questions? Ok, annonce Starlink dans sa Tesla. Et vous êtes hypé par Starlink, hein, les gars. Je ne sais pas si ça a vraiment de l'intérêt. Je ne sais pas si ça a vraiment de l'intérêt. Ah, merci beaucoup. Merci, Pedro. Merci beaucoup. Merci pour les 5 francs suisses. Merci. Merci énormément. Merci pour le don.
Merci. Hem, Peut-être youtubeur en guest? Bah, non, pour l'instant, non. Peut-être qu'après la présentation, s'il y a des gens qui sont là, bah, on pourra prendre quelqu'un, on pourra discuter avec d'autres. Mais, comme j'ai parfois des soucis de connexion, vous savez, bah, je veux pas trop tirer sur la corde. Pour l'instant, je pense que tout va bien. Mais, ma bande passante, elle est, j'ai pas Starlink, vous voyez? Donc ça peut, planter un petit peu. Hem Moi, j'ai un compteur d'afficheurs, mais je peux pas là, vous le partager, mais on est, 450. Donc, c'est vraiment super cool. Solar Roof en Europe, est-ce que c'est des infos? Alors je suis pas certain qu'on va avoir des informations comme ça régionales, vous voyez? Des infos sur un produit de façon régionale. Je pense que faut vraiment penser à ce que là, voilà, ce soir, c'est, heu, Tesla en très, très grand et l'humanité en très, très grand au sens large, hein. C'est un peu comme il nous avait fait la dernière fois lors du Battery Day où il avait dit: «Il faut produire 20 térawattheures de batterie pour pouvoir faire baisser les émissions de CO2». Voilà, on va être dans ce registre-là. Comment Tesla va être capable de changer le monde avec sa technologie et comment le monde va embrayer le pas sur Tesla comme il l'a fait bah, avec la voiture électrique, tout simplement, hein. Si Tesla n'avait pas survécu, si Tesla n'avait pas existé, on ne serait pas du tout là où on en est aujourd'hui avec la voiture électrique. Ça, c'est clair et net. Donc, je pense que ça va être voilà, surtout de la grosse, grosse info. Alors, je voudrais récupérer ça. Ta-da-da-da-da-da. Par rapport à la marge, c'est pas 33% de marge. Genre, les dernières fois, là, on était aux alentours de 27% de marge. Grosse question ça. Aurait-il fallu acheter des actions Tesla aujourd'hui? Bah, alors, moi, je suis actionnaire de Tesla depuis 2015. Je suis pas, expert donc ce que je peux vous dire, il faut surtout pas m'écouter et surtout pas considérer ce que je vais vous dire. C'est pas mon métier. Mais, j'ai racheté moi il y a un mois au creux, au plus gros creux là, quand, voilà, il y avait toute cette histoire, ce drama autour de Tesla, autour de d'Elon qui soi-disant faisait n'importe quoi avec Twitter. C'était une super bonne opportunité pour les petits porteurs comme moi. Donc, j'ai investi pas mal dans Tesla à ce moment-là et j'ai déjà fait, je sais pas, 50%. Enfin voilà. Donc c'était le bon moment. Maintenant, aujourd'hui, je pense que de toute façon, en étant moi long terme sur Tesla, l'action va certainement continuer à croître. Et je pense qu'on est qu'au début de ce que sera Tesla dans 10 ans. Donc, à vous de voir ce que vous voulez faire de vos économies, si vous en avez ou pas, et à voir ce que vous voulez faire. Mais si vous êtes long terme sur Tesla, je pense que c'est quand même un bon plan. Ah, voilà. Alors, ça, c'est un point, à mon avis, qu'on va avoir. Optimus. C'est un gros point, ça, l'intelligence artificielle chez Tesla. Et il nous a dit que le robot allait être un truc vraiment très important dans la suite du développement. Donc, comment ce robot va pouvoir servir? On n'en a pas eu beaucoup d'informations par rapport à ça jusqu'à présent. Quelles sont les applications concrètes du robot dans la vie de tous les jours et comment le robot Tesla pourrait changer, participer à changer le monde? Ça, je pense que l'on aura des infos sur Optimus aussi, ouais. Euh, Ah, tu nous montres le joli cadeau que tu as eu au Bourgogne Electric Day. Ah bah, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai dans ma voiture, mais je peux vous montrer un des cadeaux qu'on a eu au Bourgogne Electric Day. Je sais pas si on le voit là. Ouais, il est là. C'est un beau porte-clés. Il est super beau. Ouais, ça veut pas zoomer. Voilà. Ouais, non, je mets ma tête devant. Ça veut pas. Je veux pas. Voilà. C'était génial. C'était ce week-end. Et bravo pour l'organisation. C'était vraiment flambant. Bravo. Félicitations. C'était vraiment génial. Euh, Donc les amis, ça démarre dans ça démarre dans 3 minutes. Ça démarre dans 3 minutes. Donc je suis ultra hypé par la situation. Ça va être génial. Donc qu'est-ce qu'on a eu aussi du V2G? De quoi vous parlez là? Vous avez parlé du solar roof, on l'a vu. OK. Véhicule to grid, ça c'est une bonne question. Est-ce que, Tesla va mettre enfin du véhicule to grid dans ses voitures? Je sais pas quoi en penser. Elon, il est pas très, très chaud par rapport à ça. Il est plus,
Powerwall. Donc peut-être que ça viendra plus tard, je ne sais pas. Même si, je crois que le Cybertruck aura des prises, donc potentiellement on pourra sortir l'énergie. Mais je sais pas. Pourtant le véhicule to grid, c'est un truc ultra important, je pense, pour la voiture électrique et pour les énergies renouvelables et tout ça, parce qu'on a quand même une batterie sur roue. Donc ouais, mais pour l'instant, je ne sais pas. Je ne sais rien en fait. Bah, en fait, en vrai, il y a pas grand monde qui sait. Voilà, on peut donner des hypothèses, mais dire: «Je sais qu'il va y avoir ça», ça serait vous mentir. Voilà, je sais dans les grandes lignes, on sait dans les grandes lignes, par rapport au tweet qu'il a lancé, de quoi ça va parler, mais est-ce qu'il va y avoir des grosses surprises? Est-ce qu'ils vont se lancer dans un nouveau domaine d'activité? Est-ce qu'ils vont parler moi, si je devais mettre un petit billet sur un truc qu'on ne sait pas, enfin, qui n'a pas été présenté encore jusqu'à présent, un nouveau produit, je parlerais de cette histoire de maison Tesla avec, pompe à chaleur et tout ça. Ça, c'est le genre de truc qui me branche bien. Mmh. Ah! C'est parti. Ouais, ils sont même à l'heure les gars. Ils sont à l'heure. Ils sont à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on a comme sous-titre? C'est parti. C'est parti, c'est fou. Je voudrais vous mettre des sous-titres intéressants. J'ai pas du tout. Hem, mmh, paramètres, annotation, nanana nanana. Sous-titres anglais automatique. Ah, on a que anglais automatique, oui. Alors attends, à moins qu'on puisse changer la langue, taille, couleur, taille de la police, couleur d'arrière-plan, opacité, non. Bon, on verra, peut-être qu'il y aura autre chose. Pour l'instant, on reste là-dessus. Et hop là, full screen. Là, merci André, 5 €. Merci pour ton temps, ton travail, ta traduction de l'événement. Car moi, l'anglais, 3 petits points. Eh ben, merci beaucoup. Merci pour le don, merci beaucoup. J'espère que ça va être cool. On est plus de 600 les amis. Waouh, c'est incroyable. Alors là, ce que Tesla nous fait voir, bah, c'est des montants de porte ou je rêve là? À la chaîne, embriqués les uns dans les autres. C'est par rapport à l'image qu'on avait tout à l'heure, hein? Toujours cyberpunk un peu là. Est-ce que le son est bon? Vous avez pas de son, on me dit? Vraiment, je share le son, hein, de YouTube, hein. C'est une carte SIM, ouais, carrément. Ah, c'est une porte. C'est une porte, c'est une porte. Oh, regardez. Alors attendez, vous me dites qu'il y a pas de son. On va redémarrer parce que normalement, vous devriez avoir le son du live, hein. Tesla. Mmh.
Voilà, normalement, il y a le son là. Super. Merci, merci, c'est bon. Cool, 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 cool. Allez, vous voyez, ça c'est donc la photo de tout à l'heure. Il dézoome sur les voitures, voitures, voitures. Vous avez compris l'histoire là? Ça va être énorme ce qu'ils vont annoncer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ils sont en train de nous teaser. Ils nous avaient teasé déjà sur l'image de base. Et là maintenant, cash. De quoi on va parler? Scalabilité à mort. Waouh. Ah, merci beaucoup. Merci André. Merci. Waouh, je sais pas ce que c'est, mais regardez la gigatonne de voitures. Et là, je crois qu'en haut de l'écran là, c'est pas le T de Tesla qui est en train de se former là? Ouais, je crois. Ouais, ouais, on va voir le T qui arrive là. Wow. Bon, ok, alors là, s'ils annoncent pas des gigafactories, s'ils annoncent pas des nouvelles plateformes, s'ils annoncent pas énormément de production de voitures, ça va être du lourd, ça va être énorme. Préparez votre carte bleue. Moi, je sors ma carte bleue. S'il y a un truc à commander, je sors ma carte. J'ai ma carte qui est prête. Parce que ça va être incroyable. Ah, pouf. Il y a des dons, ouais, vous pouvez faire envoyer les dons avec YouTube. Merci beaucoup. Waouh, j'adore cette image. C'est oufissime. Bah. Waouh. Allez, on y va. On y va. Ils sont pile à l'heure. Et ils étaient tout le temps en retard avant Tesla. Ah, on repart. Ça va être fou. Ouais, gigacast modèle compact. Ouais, bien sûr. Complètement. Ah, c'est pas bête ça. Le nom de la Tesla, parce qu'on sait très bien que ça sera pas modèle 2. Hein. On dit modèle 2 parce que, voilà. Mais ça sera pas ça le nom, ça c'est sûr. Elon, il a dit, je veux pas modèle 2, ça pue. Donc, ça sera autre chose. On a pensé à modèle B à un moment pour bisexy. On a pensé à modèle C pour faire sexy car. Mais finalement, c'est le Cybertruck qui ferait le C de sexy car, je pense. Modèle A. Ouais, sexy car. Donc, on aurait sexy plus le C, ça serait le modèle C, ça serait le Cybertruck. Le A, ça serait la nouvelle. Et le R, ça serait le Roadster. Pourquoi pas? Ah, ça serait un troll énorme. Un nouveau modèle diesel. J'y crois pas un instant. Bon, on y croit, personne n'y croit, mais ça serait très très drôle. On va repasser ça comme ça. Je vais mettre moins fort. Pour l'instant, on guette, hein, on surveille. On surveille, on surveille. Je reprends vos questions. Ah ouais, là, exactement. Renault, PSA, Mercedes, BMW, tous défoncés. Ouais, là, et les mecs, ils sont en train de pleurer chez eux. Putain. Et Toyota, ils doivent pleurer aussi. Hein. Vous savez que Toyota, maintenant, ils étaient premiers, deuxième en Californie. Ils sont passés 3 et 4, puisque en premier, c'est le modèle Y et la modèle 3 qui ont détrôné le RAV4 et la Camry. Mais à quel moment Tesla peut détrôner le RAV4 et la Camry en Californie, quoi? Jamais ça aurait dû arriver. Hein. Tout le monde a dit ouais, Tesla, ça marchera jamais, ça vaut rien. Quand j'ai investi dans Tesla, pour la petite anecdote, en 2015 à la banque, ils m'ont regardé, ils m'ont dit
Vous êtes sûr que vous voulez péter votre PEL et mettre l'argent dans Tesla? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Je leur dis: «Mais votre truc, il rapporte 3% l'an. À quoi ça sert? À quoi ça sert?» Ah, vous êtes ultra hypé là-dessus, hein. La compacte. Alors oui, on va la voir la compacte. Enfin, on va la voir dans le sens où en fait, vous la voyez là, la compacte. Qu'est-ce qui vous fait voir là? Regardez, qu'est-ce qui vous fait voir? C'est la compacte. Il vous fait voir la compacte, le gars. Je pense. Je pense qu'ils nous font voir cette nouvelle voiture. Ils ont parlé il y a 3 mois, la nouvelle voiture qui fait la nouvelle plateforme à 15 000, on va en produire énormément et là, on nous fait voir quoi? On nous fait voir le body de la compacte, bien évidemment. Et la question c'est à quel point ils vont nous la faire voir? Voilà, est-ce qu'ils vont nous la faire voir et la montrer? Là, je commence à me dire de plus ça va, plus je me dis: «Peut-être qu'ils vont la faire voir quand même». Même si Tesla, bah, ils ont toujours fait des events pour le reveal, tu vois? La Model S, c'était un event. Model Y, c'était un event. Model X, pareil. Model 3, pareil. Il y a que le Roadster qui s'est caché dans le semi, qui lui était reveal aussi. On savait ce qu'on allait voir ces jours-là. Donc, est-ce que cette fois-ci, bah, c'est genre en mode implicite, tu vois, et on va vous la présenter quand même? Je sais pas. Je sais pas où ils en sont dans cette voiture. Est-ce qu'ils vont simplement dire: «On va faire ça et on va en produire tant, voilà la roadmap», ou est-ce qu'on va dire: «Ouais, on va faire ça, on va en produire tant» et bam! La voilà, elle est là. J'en sais rien. Ah, il va venir sur scène avec. On tient les paris. Philippe pense que Elon va venir sur scène avec la nouvelle voiture. Mmh. Alors, l'arrière des castings est courte. Donc plus courte, on voit en ce moment le squelette de la petite. C'est vrai qu'elle est court. Le body de ça, il est court. Non, mais bien sûr que c'est celle-là. Bien sûr que c'est la petite, c'est évident. C'est grave évident. Tu veux qu'ils nous fassent voir quoi? Ils vont pas faire voir la Model S, hein, ou la Model 3. Bien sûr que c'est celle-là. Tesla Plane, ah, le fameux jet que Elon, dont Elon parlait dans Iron Man 2, peut-être, peut-être. Mais la décarbonisation du transport aérien, c'est quand même un truc important aussi, hein. Donc why not? Why not? Toujours plus, toujours plus, Julien. Bon, il a inspiré Iron Man, mais c'est pas Iron Man non plus, hein. Ah, on repart. On recommence. Grave. Mmh. Elle va venir sur scène avec le Cybertruck et il traque une remorque gigantesque où il a caché le modèle point d'interrogation. Ah ouais. Ouais, c'est ouf. Le T là sur cette image, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils doivent tellement avoir peur les autres. Oh, si j'étais à la place des autres constructeurs, déjà ils les mettent à l'amende là. Avec la voiture actuelle, ils font mal déjà maintenant avec leur production actuelle, avec leur tech actuelle. Mais là, ils vont mettre un coup d'accélérateur, mon gars. Oh. On est en train de vivre un truc de fou. Franchement, on est en train de vivre un truc exceptionnel aujourd'hui. On va vivre un truc de dingue. On pourra se dire, on y était, on l'a vécu. Je pense que c'est le plus important depuis le keynote sur les batteries. Je pense. Même si on était peut-être plus hypé encore avec le battery day parce qu'il nous avait tellement longtemps parlé de cette batterie, de ces cellules, de cette technologie. Mais là, il y a beaucoup de gens qui sont quand même hypés sur cette idée de la voiture. Donc, je sais pas. Vous étiez hypé plus sur quoi, vous, dans le chat? Plus sur plus aujourd'hui avec la petite compacte ou plus sur le battery day? Ouais, vous allez me dire aujourd'hui avec la compacte, j'en suis sûr.
J'en suis sûr, j'en suis sûr. Où en est le Tesla Phone? Bah, nulle part, hein. Ça, c'est un gros troll. Donc, le Tesla Phone, toutes les vidéos que vous voyez sur le Tesla Phone, à mon avis, c'est 100% bidon. Voilà, je sais pas tout, mais à mon avis, ça, oui, ça, c'est bidon complet, le Tesla Phone. Il n'y a aucune raison pour que Tesla se lance dans le téléphone. J'y crois pas du tout. J'y crois pas un instant même. Ce serait quoi les specs de la petite Tesla? Très intéressant. Bon, on connaît son tarif, on sait qu'elle aura, qu'elle sera beaucoup plus petite. Je pense qu'elle aura quelque chose comme 4,30 m, un truc comme ça. Vous voyez, genre la taille d'un Kia Niro ou un truc encore plus petit, peut-être la taille d'une Clio, je ne sais pas. Et je verrais bien dans ce segment-là. Je pense 400 km d'autonomie, minimum. Elon a toujours dit en dessous de 300 miles, 250, 300 miles, ça n'a pas trop d'intérêt. Surtout si elle est vouée à faire du robot taxi. Il faut qu'elle puisse quand même se déplacer. Alors voilà, on revoit bien le body là. Regardons. Regarde. On est prêt là? Ouais, effectivement, c'est vachement. Vous trouvez que c'est court là? À quel point c'est plus petit? Ouais, c'est vrai que le passage de roue et la fin de la voiture, elle est quand même vachement plus petit, hein. C'est quand même vachement plus petit. Ouais. C'est incroyable. Donc voilà, et surtout pas cher. Moi, la seule question que j'ai, si j'avais Elon, là, je poserais la question suivante. Aujourd'hui, tes voitures, tu les vends. On sait très bien que tu as pour ambition de faire des voitures sans pédale et sans volant et de transiter après vers la voiture full autonome. Comment tu fais pour financer ton modèle et pas faire un Osborne effect en continuant à vendre des voitures pour financer l'avènement, enfin, comment vendre des voitures particulières tout en finançant l'avènement de la fin de la voiture particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Si tu présentes aujourd'hui une voiture qui va être autonome pour faire du robot taxi que tu n'es pas censé acheter, bah, les gens vont peut-être se dire ça sert à rien que j'achète une voiture parce que dans X années ou dans X mois, je vais pouvoir faire du robot taxi. À quoi ça sert que je mette 50 000 $ dans une voiture aujourd'hui? Donc c'est ça la question, c'est comment ils vont faire pour faire ce switch, ce passage d'un à l'autre. Ça, je ne sais pas trop quels sont leurs plans, comment ils vont faire pour continuer à financer ça. Donc voilà, ça ce serait ma question à Elon et je pense qu'il va en parler certainement. Les amis, on est plus de 1000, bientôt 1100 sur le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour vos questions, merci d'être là, merci de balancer des pouces en l'air et merci pour les dons aussi qu'il y a eu. Merci beaucoup. Oh, vous avez tellement de questions. Wow, j'ai tellement perdu de questions. Non, le téléphone, j'y crois pour tuer. J'y crois avec Starlink pour tuer Apple. Je pense pas que ça les intéresse de tuer Apple, hein. Franchement, c'est pas leur créneau. Eux, encore une fois, c'est les énergies renouvelables. Comment transiter vers la voiture autonome et comment sortir l'humanité de l'ère du pétrole. Je pense pas que ça les intéresse d'aller là-dedans. Ça aurait pas trop de sens d'ailleurs par rapport à. Il n'y a pas trop de lien en fait. Très bonne question. Ça, est-ce que cette compacte aura la même technologie que les autres modèles? Je pense qu'elle aura même une meilleure technologie. Elle aura une meilleure technologie. Si elle est méga cast en une seule partie et si elle a un pack 4680, je pense, elle aura le top tip top de la technologie. Sachant qu'elle est de toute façon vouée à faire du robot taxi. Soit on pourra l'acheter et après on ne pourra plus l'acheter, soit il y aura plusieurs modèles. Il y aura peut-être un skateboard commun et vous aurez plusieurs possibilités. Vous voyez, il va peut-être présenter plusieurs voitures. Une voiture qu'on achète, une voiture qu'on loue. Et peut-être que la voiture qu'on va louer pour faire du robot taxi, elle ne ressemble pas du tout à une voiture. Quand tu redéfinis complètement les besoins en ayant un outil partagé, une voiture partagée, ça devient une navette. Donc peut-être que les sièges sont remis différemment. Tu repenses entièrement ce qu'est une voiture quand tu la rends autonome. Mais le skateboard, lui, restera le même. Donc à voir. Ouais, les haies de Tesla financera, c'est sûr. Je pense que le jour où ils vont déclencher comme ça du jour au lendemain le service de robot taxi, ça va générer tellement de cash en fait
que ça pourra payer la techno. Mais il y aura un moment de flottement, tu vois, entre le moment où ils vont être capables d'en produire 5 millions par an pour payer leur financement. Et voilà, il y aura une latence quand même. Mais c'est sûr que si cette usine, les autres usines, ils ont commencé à mettre la première pierre, le premier coup de pelleteuse le 1er janvier, et le 1er janvier de l'autre année, eh bien, elles commençaient à sortir des voitures. Donc, imagine qu'ils ont encore appris à fond et qu'ils te disent, OK, on fait une terafactory au Mexique, que la semaine prochaine, les pelleteuses arrivent, comme c'était le cas à chaque fois qu'ils ont annoncé des gigafactories, et que dans un an, tout pile, elles commencent à sortir des voitures, et que là, c'est tout du gigacasting. Et que peut-être dans un an et demi, ils sont capables de produire 500 000 voitures dans cette usine. Et à ce moment-là, ils produiront toujours. Ils ne vont pas abandonner les 3 et les Y. Ça, c'est clair que non. Il y a l'outil industriel qui commence à peine. Donc, c'est ça, je vous dis. C'est comment ils vont réussir à jongler entre ce modèle de robot-taxi, service, car as a demande, et des voitures que tu vas continuer à rouler parce que tu vas disrupter le fait de posséder ta voiture. Ça, c'est un point crucial, je pense. À quand la caméra 360? Je pense que ça viendra avec le hardware 4, avec les nouvelles caméras. Peut-être qu'on aura une caméra 360. Moi, je ne l'ai pas, et c'est pas quelque chose, la vision 360, c'est pas quelque chose qui me gêne en fait de pas avoir, perso. Et d'ailleurs, ce week-end, c'était les 4 ans de ma voiture, d'Angry Lovely. Donc on lui célèbre ses 4 ans, bravo, bon anniversaire. Donc pour l'instant, elle marche toujours très bien, tout va très bien, mais elle est plus sous garantie. Donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de pépins sur Angry Lovely, parce que maintenant elle est plus sous garantie, peu cher, mais c'est 4 ans de plaisir, de pur plaisir de conduire cette voiture. Et bientôt 11 ans de plaisir de rouler en voiture électrique. Waouh, c'est ouf. Ouais, merci pour vos messages d'anniversaire à Angry Lovely. Je suis sûr que ça lui fait ultra plaisir. Elle est dans le métaverse, elle sait tout. Elle est consciente que vous lui envoyez des messages. Merci pour elle. Alors ouais, grosse question ça. Contrôle technique. Oui, il va falloir que je fasse le contrôle technique de la voiture. J'ai jamais fait de contrôle technique à mes voitures. Je crois pas. Je sais pas. Ah si. Peut-être, j'avais la 207 avant de passer en électrique. Et du coup, à la 207, j'ai dû faire un contrôle technique. Mais d'ailleurs, je sais même pas si... Bah, ouais. Il va falloir le faire, c'est vrai. C'est juste. Alors moi, j'ai une petite théorie, vous savez, sur la Model 3, sur le restylage de la Model 3. Ma petite théorie qui n'engage que moi, ça serait que ce que l'on voit là, qu'elle est cachée avant-arrière, c'est qu'ils aient retravaillé la Model 3 et que maintenant, elle est un haillon. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Elon avait très bien dit, je me rappelle, on a voulu faire la Model 3 avec un haillon, on n'a pas réussi, on a perdu trop de temps. Et comme on était obligé de la sortir la voiture, sinon on allait crever parce qu'ils ont failli faire faillite à ce moment-là, eh bien, on a été obligé de faire une malle. Mais ce n'était pas dans les projets initiaux. Alors, je me dis que depuis, c'est un truc qui a dû le gonfler et ils doivent travailler là-dessus. Et moi, si j'étais eux et si je devais faire un restylage d'une de mes voitures et que je la repense complètement, eh bien, je cogiterais à pouvoir faire un haillon plutôt qu'une malle. Qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Et ouais, Ludovic, et ouais. Le haillon, c'est ce qui m'a fait acheter une Y, carrément. Très probable, ouais. Moi, je sais que si je voulais y remettre un coup de peps, un coup de jeunesse, je ferais ça, je mettrais un rayon, quoi. Je pense que les gens hésiteraient encore plus entre celle-là et le modèle Y, et ça leur donnerait vraiment grave un coup de jeunesse. Très bonne idée, le rayon. Ah bah merci. Ouais, vous êtes globalement d'accord avec cette idée. Enfin, avec l'idée qu'il pourrait le faire, et je pense avec l'idée aussi que ça serait intéressant de le faire. Ah, tu vois? Si haillon, je commande direct.
Mais je n'y crois plus. Ouais, c'est pour ça il y a un restylage. Il faut y croire, hein. Il faut espérer. Mmh. Trop ouf l'idée du haillon. Ouais, merci. Ah, par contre, la petite compacte, elle aura un haillon, hein. Ça me paraît clair. Ça me paraît clair et net. Il y aura pas eu de mal. Ah, attache remorque aussi sur la 3, natif comme le Y. Ouais, c'est fort probable, hein. Est-ce que les nouveautés de la modèle 3 sera annoncées aujourd'hui? Je vais faire la réponse que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais pas. Il y a que Elon qui sait. Seul lui est le maître du temps. Lui, il sait. Mais peut-être. On sait que normalement, il doit sortir en fin d'année, le restylage. Alors, est-ce qu'ils vont en parler maintenant? Je crois. Enfin, honnêtement, je pense pas. À moins qu'ils soient en avance et qu'ils la sortent là tout de suite. Mais ça serait tirer une balle dans le pied de la modèle 3 actuelle s'ils vont balancer trop de leaks sur, sur ce qu'ils vont sortir en fin d'année. Tu en vends plus de l'année, du coup. Quid des prix des nouvelles Tesla? Je sais pas si c'est les nouvelles Tesla, genre le nouveau modèle, ou si les Tesla qui arrivent maintenant. La question. Tesla Vision. Oui. On l'attend toujours, Tesla Vision. Et je le dis à chaque fois, mais je suis tellement content d'avoir gardé ma voiture. Je suis tellement content de ne pas être parti sur le modèle Y actuel. D'autant que j'ai vu aujourd'hui sur une news sur Tesla Rati ou un truc comme ça, qu'il va y avoir aussi un restylage du modèle Y. What? Donc ça veut dire restylage intérieur aussi, hein. Un restylage aussi du modèle Y. What? Qu'est-ce qu'il a publié, Elon, il y a 8 minutes? Qu'est-ce qu'il a publié il y a 8 minutes? Vous n'allez pas le croire. Ah! Il a posté ça? Voilà, exactement, le projet Jupiter. Exact. Projet Jupiter. Maintenant qu'Elon a racheté Twitter, il faudrait peut-être que je me mette sur Twitter, hein. Vous en pensez quoi? J'ai toujours pas Twitter, hein. Je rate beaucoup d'infos. Mais heureusement que vous êtes là, merci beaucoup. Les amis, on est quasiment 1300. C'est pas ouf. Merci, merci beaucoup. Merci pour les likes, merci d'être là, merci pour les messages, merci pour les dons. Ça me fait énormément plaisir. Il vient de retweeter. Je comprends rien à Twitter. Moi non plus, je comprends rien à Twitter. Faudra me faire une formation accélérée de Twitter. Les amis, on est 1300. What? C'est énorme. C'est fou. Merci beaucoup. Merci, merci, merci. Ouais, je vais essayer de faire la traduction. Bon, ça ne sera pas une traduction comme à la télé, hein, mais oui, je vais reprendre ce qu'il va dire au fur et à mesure, pour ceux qui ne comprennent pas. Mais pour ceux qui parlent l'anglais, j'ai pas envie non plus de trop les embêter à faire que parler, parce que parfois on me dit chut, on veut écouter. Donc il va falloir jongler un petit peu entre les deux, mais je vais commenter en français. Ouais, ça sera commenté en français, bien évidemment. Ah Yannick, j'espère bientôt ma première Tesla. Ben, nous aussi, on espère bientôt ta première Tesla. Ça serait top, hein. Ça serait top. Faire partie de la famille Tesla. Jérémy, tu comptes garder ta modèle 3? Ben, je me tâte, j'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que c'est une voiture de société qui sera finie de payer l'année prochaine. Donc en février. Donc qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Est-ce que je la garde? Est-ce que je ne la garde pas? J'en sais rien. À terme, je voudrais un modèle Y, ça vous le savez assez. Mais on va voir. On verra à ce moment-là comment ça va se passer.
Mais ils annoncent un recyclage sur le modèle Y, et ils annoncent les 4680, Berlin et tout ça. Donc voilà. Si vous voulez une Tesla, si vous voulez un modèle Y, allez-y, foncez parce que c'est une voiture qui est géniale. Mais moi, je veux attendre. Je veux attendre. Ça y est, 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 ça y est. Ça, on n'a pas eu ça tout à l'heure. Hein. Je crois que c'est parti. Je crois que Elon est prêt. Oh putain, ça y est, c'est parti. Good afternoon, everyone. Ah, Zachary Good afternoon. Quercorn. Dites-moi pour le son si c'est bon ou pas. My name is Zach Kirkhorn. I lead finance here at Tesla, and welcome to our Investor Day. For those of you here in the audience at our global headquarters in Austin, Texas, we welcome you. Thank you for being here and thank you for traveling in. For those joining us virtually, thank you for being a part of the day today. So as we reflect back on the history of the company, there's been distinct phases of product advancement, technology innovation, and rapid volume growth. The most recent of which has been the global expansion and localization of the Model Y program. And so today, we want to talk about the future. We don't want to talk about this quarter or next quarter. We want to go further out into the future. And we've divided today's presentation into 3 parts. The first of which, we're going to go macro. What does it take to convert Earth to sustainable energy generation and use? Wow. The second, we want to talk about Tesla's contribution to that global need. We're going to go function by function through the company, and you'll meet our entire leadership team, and we're going to get into the details of what those teams are doing as part of the broader goal. And then in the third part, we're going to bring it back up and talk about what this all means for the company as a whole. So before we get started, statements made in this presentation are forward-looking statements that are subject to risks and uncertainties. More details can be found in our written materials. So with that, let's get started. Part 1, Elon Musk and Drew Baglino. C'est parti. All right, master plan part 3. So as Zach was mentioning, the thing that I think is we wanted to convey probably more. Et les sous-titres en français, ils sont pas là, les amis. Alors, je voudrais bien, mais vous avez vu, je peux pas les avoir. Si vous savez comment les mettre, mais visiblement, on peut pas. It's not, it doesn't require destroying natural habitats. It doesn't require us to be austere and stop using electricity and sort of be in the cold or anything. The story, and I think this holds together quite well, and we'll be actually publishing a detailed white paper with all of our assumptions and calculations, is that there is a clear path to a fully sustainable Earth with abundance. In fact, you could support a civilization much bigger than Earth, than much more than the 8 billion humans could actually be supported sustainably on Earth. And I'm just often shocked and surprised by how few people realize this. Most of the smart people I know actually don't see this clear path. Donc, vite fait, il est en train de nous dire que le futur n'est pas obligé d'être austère et que l'on va pouvoir avoir de l'électricité malgré le fait qu'on soit 9 milliards d'humains bientôt et qu'il y a un moyen de faire sans partir dans l'austérité totale. Donc, il va expliquer comment. Resort to extreme measures. None of this is true. So we're going to walk through the calculations for how to create a sustainable energy civilization. Yeah. And to set the stage, today our energy economy, let's be honest, it's dirty and it's wasteful. Over 80% of global energy, primary energy, comes from fossil fuels, and only 1/3
of that global energy actually ends up delivering useful work or heat. This is the problem statement, but we're here to talk about the solution. Yeah, it's like if for some of this I'm going to elaborate because there's a very wide range of technical expertise. People who are like, you know, whatever, level 9 wizards in this subject to people who do not do engineering at all. So like if you have a gasoline car, you're converting less than a third, often maybe only 25% of the energy in the gasoline is converted into motion. The rest is turned into waste heat. That doesn't do any good at all. And there's a lot of energy required even to get the oil out of the ground, to refine the oil, and to transport the gasoline to the gas station. So when you look at all that, for a typical gasoline car is actually going to be using less than 20% fully considered of the... Ah, merci beaucoup pour les gens qui font la trad dans le chat. J'ai pas trop le temps de la faire en même temps, mais merci beaucoup pour ceux qui aident. Et j'ai mis le son à fond, donc je peux pas aller plus haut malheureusement. Merci beaucoup pour ceux qui sont en train de faire la petite trad pour ceux qui parlent pas anglais. Merci beaucoup. They assume that the same energy amount is required for an electrified civilization versus a combustion civilization. This is not true because most of the energy of combustion is waste heat. And even to get the fuel to combust in the first place and get it to the end use, there's a lot lost along the way. I mean, this is the primary energy consumption, 165 petawatt hours a year. Petawatt hour is a trillion kilowatt hours, so it's a large amount of energy. But the nice thing about electrified economy, there's a better way, we're going to talk about it, is that through end use efficiency and through efficiency along every step of the way, actually the total energy use halves. So this is one of the most enabling aspects of electrifying everything, is that the sustainable energy economy is that much easier to accomplish. It's actually... Vous vous rendez pas compte, si on fait avec les énergies renouvelables, on gaspille tellement moins d'énergie qu'on a besoin de moitié moins d'énergie par rapport au pétrole où les 2/3 sont cramés en chaleur. Not overly optimistic, in fact, slightly pessimistic. So it's really better than half, but just say it's easy to make the argument that we need half as much energy with an electric economy versus a combustion economy. Yep. So how the master plan works? You want to talk about it? So the thing that is needed at very large scale that is not currently present is a vast amount of battery energy storage. Our rough calculations are that this is about 240 terawatt hours, or 240,000 gigawatt hours. This is a lot of batteries, but it is actually a very achievable amount. We'll go into details on that. Yep. So that's a combination of electric vehicles and stationary storage. So if you've got solar or wind, you've got to store the energy when the wind is not blowing, the sun is not shining. And so we're assuming sort of an 8-to-1 ratio of stored energy to power. So 30 terawatt hours of power, 30 terawatts of power. Our actual capital expenditure calculation for manufacturing investment is more like 6 trillion, but we made it higher to make it 10 trillion. And this is across mining, refining, battery factories, recycling, vehicle factories, all the things that we're going to talk about needing to invest in to build this sustainable energy economy. Yeah. Now, if you look at the total world economy, it's just under 100 trillion. So if this was spread out, say, over 10 years, it would be 1% of the global economy. Over 20 years, it would be 0.5% of the global economy. So this is, not a big number relative to the global economy. As Drew mentioned, you need about half as much energy with an electric economy versus a combustion economy. And in terms of wind and solar, how much land would be used? It's less than 0.2% of the land area of Earth. Generally, people don't realize quite how much energy is reaching us from the sun. It's roughly a gigawatt per square kilometer. And the sun doesn't shine all the time, but it's if you multiply that by, say, 4 to get the continuous power, 4 or 5,
then that gives you the land area of solar. C'est incroyable. Il est Wind and exactement en solar train in the same de place. dire ce So places que that currently ma have conférence de wind Tony and Seba, solar, multiplié par 4 ou 5 la double puissance, energy. You can also put wind offshore. It doesn't need- multiplier yeah, par 4 ou 5 wind is- nos besoins actuels You could put en three énergie renouvelable. C'est exactement la conférence de Tony Seba. C'est oufissime. Anyway, the point is that really a remarkably small amount of Earth's land area, we can go fully sustainable. Yeah. And So- and from do the resources and raw materials exist to support this transition? We'll go through that in detail, but we do not see any insurmountable resource challenges at all. In fact, in the end, we should be mining less ore to accomplish this economy than we currently do with the fossil fuel economy, and we're going to talk through that. Yeah, just to Ils vont parler du emphasize that mining the- aussi. Vous savez, on nous the dit electrified beaucoup, economy on ne will peut pas require faire less les énergies mining renouvelables parce qu'il than faut the beaucoup current plus de economy mining. does. Il est en train de dire que ça Yes. consomme moins de mines de passer au renouvelable So this is the que de plan, faire and avec les now we'll énergies get into fossiles. a little bit more of the C'est details ouf. of the plan. Basically, 5 areas of work. Ok, 5 secteurs d'activité sur lesquels ils vont travailler. The existing Oh, grid. Second, switch to electric vehicles. Third, switch homes, businesses, and industry heating. regardez le heat pump, regardez la pompe à chaleur là. Fourth, high temp heat delivery and storage for high temp High industrial and temp chemical heat. processes, and a little bit of green hydrogen in there for chemical processes that need hydrogen. And finally, sustainably fueled planes and boats. These are the 5 areas, and we're going to go into detail on all of them. I mean, What? my personal opinion is that as we Sustainable improve the fuel, energy du density fuel of countries, renouvelable pour les you'll bateaux, see all transportation, pour les transports. go fully What? De electric, quoi c'est ça? with the exception of rockets. That's awkward. But Il a parlé you can d'hydrogène make aussi. Hein. the fuel with CO2 and water. So you can make methane with CO2 and water. So And in you fact, can do that's that with just electricity. So yes, exactly. So in fact, on Mars, if we hopefully get there at some point, the atmosphere is CO2 and there's water ice throughout Mars. So you can take the CO2 and H2O and turn that into CH4, which is methane and oxygen. So ultimately, even rockets can be electrified. So first, Donc il a dit que seules les fusées ne peuvent pas être électrifiées, sinon tout va passer à l'électrique. Alors les estimations de ce qu'il faut produire comme batterie, 24 TWh. 60% of the generation added to the US grid was solar in 2022. And actually, on a year-on-year basis, solar deployment is growing 50% year-on-year as of 2022. So this is a serious. Aux États-Unis, le solaire croît de 50% par an. This is going to be behind us before we even know it. Yeah. Second, switching to electric vehicles. Again, 21% reduction in fossil fuel use by doing this alone. 25% en passant en voiture électrique. On économise 21% de fuel. Overall, EV production grew 59% year on year in 2022, and EVs hit an amazing 10% market share. I mean, it's an awesome. Donc il faudrait 115 TWh. Super excited to see that. I gotta. Yeah, I mean, this is. Ils ont fait tous les calculs selon les différents secteurs d'activité, ce qu'il faut comme batterie, combien ça coûte et ce qu'il faut comme énergie pour les produire. Fully electric and autonomous. And so riding a non-autonomous gasoline car is going to be analogous to riding a horse and using a flip phone. That's basically going to be the situation. And we actually took a somewhat conservative assumption here in terms of how many batteries are required, because the more the fleet is autonomous, the smaller the fleet needs to be, just from a utility basis. So we're not accounting for all of those benefits, or really much of those benefits at all in this number. And what does this fleet look like? Hop là. Rough view from our perspective, of course, we could be wrong. Regardez ça. You know, you can see the sort of breakdown of the fleet by millions of vehicles. You know, our goal is 40 millions. to do 20 million electric vehicles. 380 millions de modèle 3 et modèle Y. 20 millions de camions. 300 millions. Et regardez. Il y a 300 millions et 700 millions à côté. C'est quoi 700 millions là? Il y en a 2 qui sont masqués, les amis. 2 masqués. Qu'est-ce que c'est que ces 2 voitures? Yeah, so what we show here is actually, I think, only 1 point. Remets-le. Remets-moi ça. So we're represent 1.4 billion, I mean, or so. Non, c'est pas le roadster.
and C'est pas le you know, roadster. the numbers are here in this presentation. Il y en a un, are- c'est un are van, il est 85 vachement plus million haut. Le 300 millions, vehicles c'est a un year van. produced. Tu vas pas me la To faire à give you a l'envers, c'est un sense of van. how we're thinking about this. Again, we're going to put all these assumptions C'est un van et une up petite online voiture. and, you know, encourage people's thoughts. C'est carrément un van. C'est carrément le pendant du van de chez So Rivian. we're basically heading rapidly towards an electric or autonomous future. Exciting. Yeah. And one of the reasons why EVs are so enabling Tesla van, is this Tesla van, end-use sûr. efficiency point. Tesla Model 3, it's 4 times more efficient from the well to wheel than a Toyota Corolla. And that's all about the efficiency of getting the electricity into the car in a sustainable energy economy, and then how efficient the car is in transferring that stored energy to motion on the road. When compared Regardez la to the Toyota engine of the Corolla, Toyota elle fait trop de la and all peine. the, you know, extraction, refining, transmission, distribution of the gasoline Wow. to the Toyota Corolla. And just for, this is a fun reference, Model 3 can drive over a mile on the energy it takes to boil a pot of water for pasta, and then it can drive another mile on the energy it took to cook the pasta. And that C'est énorme. pasta is 1 pound, and Model 3 is like 4,000 pounds. Just to give you a sense of just like, what, like, it really doesn't use a lot of energy to move a Model 3, that Ah, c'est 4,000 clair. pound object, down the road. Also, heat is a lot more energy than motion. Yeah. Yeah. C'est vrai. But people, you know, you just boil a pot of water, you don't even think about it. You know, it's just interesting. Ça consomme rien de faire rouler une Model 3, c'est clair, c'est clair. Next, Tellement switching efficient. to heat pumps. in Alors homes, ça, c'est businesses, and ultra intéressant. industry. Regardez, les pompes à You know, chaleur. right now, heat pumps meet 10% of building heating Ça, ils vont needs. se lancer là-dedans, c'est Install rates évident. growing 10% year on C'est year, tellement really needs évident. to accelerate. Heat pumps can serve, you know, heat applications up to 200 C in businesses and industry. And from an investment perspective, as you can see on this page, this is actually the lowest hanging fruit in terms of displacing fossil fuels. You might be saying, well, what exactly is a heat pump? So heat pumps don't move heat, don't create heat, they move heat. Les move it. Et When ouais, you ils think bougent. about like the le natural chaud. gas furnished in your house, like it is generating heat itself, but what the heat pump is doing is actually moving heat from outside of your house into your house. They're just an air conditioner or a refrigerator in reverse. So we're surrounded by heat pumps. There's like, you know, they're all over this factory. They're in your house. And all this really is about bringing. Vous la voyez, la pompe à chaleur Tesla, là? displace all the fossil fuel heating in all of the homes, business and Ils ont tellement bossé sur une pompe à chaleur pour la voiture que c'est évident qu'ils vont se lancer ça pour les maisons. Parce que c'est une pièce indispensable pour aller sur Mars. Pour coloniser Mars, il va falloir générer de la chaleur dans les habitats sur Mars. They're not our Et cars, dans les yeah, fusées. now as default, and Yep. at some point we might make a heat pump for our home. So Yeah, maybe. Ah. maybe. Ah, regarde le sourire. Next, a little bit more detail We on might. electrifying high temp sort of industrial chemical processes. OK. So over 50% of industrial heat. Ça, c'est is toute greater than l'industrie, la 400 chaleur. C. You know, cement, steel, fertilizers, chemicals, plastics, metals refining all need like 1500 C. So we need a solution here. Ultimately, it's purpose-built equipment that enables electrification. You know, carbon graphite is stable up to 2800 C. There's other options in the 1500 C range, like silicon carbide, other materials. So the idea here is you create and store heat when renewable power is available. If this is a sustainable energy economy, you know, renewable energy is intermittent. Peak of the day, you've got more generation than you need. You make a bunch of heat then, and then you transfer that heat into the industrial process 24 hours a day using the stored heat you created when the sun or the wind was blowing. That's the concept here. And then on the hydrogen side, we also need green hydrogen to decarbonize metals and chemical refining processes. This is things like ammonia, making steel. You know, there's roughly 120 million tons of hydrogen sourced from fossil fuel today to do Donc this. c'est intéressant ça, il parle quand même d'hydrogène, mais l'hydrogène vert. Hein. Donc on va produire tellement d'énergie, tellement pas cher, que là on pourra faire de l'hydrogène. Mais l'hydrogène, vous le faites après. D'abord, on fait tout le reste, on produit tellement d'énergie que là, bah, voilà, tu produis tellement d'énergie que tu en as assez pour faire de l'hydrogène en plus du transport, en plus de faire la maison, en plus de faire l'électricité. Mais tu peux pas faire l'un sans l'autre, quoi. Voilà. Some of this, there's like room to disagree, but some amount of hydrogen is needed for industrial processes. Voilà, et comme il dit, c'est pour le That pour hydrogen will not be used meaningfully in transport. voilà, l'hydrogène pour le transport, c'est mort. Hein, il vous l'a dit, il vous l'a bien fait comprendre. Mais ça sert effectivement pour l'industrie. Parce que si tu veux faire du ciment, des choses comme ça, tu as besoin de monter en grosse température. Et là, bah, l'hydrogène va servir à remplacer les énergies fossiles.
splitting water, essentially. I mean, something that's been done for decades and decades. This is not. Ouais, et ça se marche déjà, l'hydrogène sert déjà pour faire l'industrie. Mais là, on va complètement remplacer And les énergies lastly, fossiles pour faire de small l'industrie, part of the pie, pour but a l'industrie. necessary part of the pie is sustainably Oh, fueling ça, c'est planes and intéressant, ça. boats. Shipping accounts for 3% of global CO2. It's ripe for electrification. Even with lithium iron phosphate, long-haul ships can be fully battery powered. So that's a Waouh. great opportunity to electrify. Energy density is a little bit harder for planes, but short haul is doable today with some improvements. Exact. We'll get long haul underway, but Exact. even in the meantime, we can leverage sustainable aviation fuels produced and stored using excess renewable electricity. There's a lot of work going on in this space, and it's yeah. Yeah, I mean, to really get long-range aircraft and Ah, ça, c'est long-range intéressant, ça. hein. shipping to Les use, avions et les bateaux. lithium-ion, you need to redesign the ship and not just Or the plane. and the plane. Ils disent que c'est pas un problème en fait de pouvoir avoir des bateaux cargo et des avions qui soient électriques. La chose qu'il faut faire, c'est redesigner les bateaux et redesigner les avions. Mais l'énergie nécessaire dans les batteries, elle est déjà là. Take a gasoline car and stick a battery in it. That's very suboptimal. It's much more efficient to have the battery be the structure of the car. Il a tué tout le monde. And, make it mass efficient and optimized for batteries. The same, if that's done with aircraft, I think you can get long-range aircraft at around. En fait, il a dit que il faut retravailler les voitures, il faut retravailler les bateaux, retravailler les avions si tu les rends électriques. Et il prend l'exemple des voitures. Il suffit pas de prendre une voiture essence et de la transformer en voiture électrique en lui remplaçant le tank d'essence. En fait, il faut redesigner entièrement la voiture. Et ça, c'est exactement ce que les autres de l'industrie ont fait. Ils ont pris leur voiture thermique et ils ont mis à la place d'autre chose. À la place, ils ont mis des batteries, donc ils n'ont pas redesigné. Et du coup, ils avaient des voitures électriques. Merdique. Il les a tués. How much do we need to grow the deployment of these technologies? We're talking about only a 3x growth rate in solar and wind deployment. Wow. Solar is already growing at a breakneck pace, as is wind. This gap is going to be closed really quickly. When we look at the electric vehicles, they have to grow 11x. Well, they grew 60% year on year last year. That growth rate is also going to close pretty darn. That gap is going to close pretty quickly as well. And lastly, storage. Eux, ils ont travaillé sur un système pour être 100% renouvelable à l'échelle de la planète en 2050. Since 2016, the global, energy storage business is accelerating pace as well. I mean, all these gaps are going to close, especially as this momentum of the transition to sustainable energy accelerates. Donc, il faut faire x3 sur le solaire et le vent, x29 sur les voitures et la batterie, enfin sur la production. Véhicule électrique production, il faut passer x11 aussi. And then, what about this investment? How do I have a reference point on this investment? Elon mentioned it's 10% of, 1 year's world GDP. Another way of thinking about it is how does it compare to what we're investing, like what we invested last year in the fossil fuel infrastructure? Carrément, les autres, ils n'ont rien compris à comment on fait une voiture électrique, ça c'est clair. Sustainable energy economy is less than extending the fossil fuel economy from a year-over-year investment basis. So very doable. When we look towards, does this fit on the planet? Je suis entièrement d'accord avec ça. Less than 0.2%. Il est en train de te dire, tu oublies, il n'y a même pas le mot nucléaire, n'est même pas sorti de la conf. Même pas. Land area intensively farmed today is 12.5% of all land. So, I mean, you drive around, you see some farms, but you don't see them everywhere. This is an order of magnitude, more than an order of magnitude difference between farming and what we're talking about for sustainable energy land. Yeah, and it doesn't need to displace farmland or forests or. Vous avez vu les petits points là? C'est ce qu'il faut faire comme solaire et comme vent pour pouvoir être à 100% renouvelable. Ça prend rien, ça prend aucune place. Barren areas. Areas that are just not really fit for development or otherwise used. So. On pourrait en mettre partout. Il dit des endroits où il y a rien, où c'est pas fait pour le développement, des friches. Voilà, ça n'a pas d'impact. Voilà, ça n'a pas d'impact écologique et ça n'a pas d'impact sur le sol, tellement qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'espace en fait.
Exactement. D'ailleurs, il y And avait what about une on info the qui mineral montrait que extraction side? ça So coûte this is a moins, enfin, il y a cartoon that sort of moins gives you a sense de, for all on a the besoin de moins ore d'espace pour faire les and the énergies like renouvelables que l'on extracted a sanctuarisé minerals d'espace that are pour coming out faire of le Earth pétrole, parce que tous les every endroits où vous year. extrayez du It's about pétrole, bah, vous avez le droit de rien faire dedans. Hein. gigatons. So each truck is a gigaton. What does this look like when we're in a sustainable energy economy? Looks like that. The fossil fuel extraction disappears. We replace it with the materials required to fulfill the sustainable energy economy. It actually reduces. Now, it's not to say that we don't need to continue to explore, bring on mining and refining for the sort of specific materials for the sustainable energy economy. We do. But the investment in mass flows are all very achievable just looking at what is already happening on the planet. Like, this is nothing out of scale of what has been done and is already being done. And then when we calculate it on a sort of, element by element basis. Merci Rémi pour la trad dans le chat. Dans le chat, il y a Rémi qui vous fait la traduction de ce que je ne peux pas faire en temps réel. Merci beaucoup. Relative to USGS resources today. We're not breaking the resource bank for any of these materials. And then when we look at what really happens as we move forward, history teaches the more we look, the more we find. What people think happens is, oh, there's this many resources, next year there's going to be less because we're going to extract them. What actually happens is, as we extract resources, we find more. And you can see ah oui, tout ce problème sur l'extraction des matériaux nécessaires, il se rend compte qu'au plus on en cherche, au plus on en trouve, parce qu'on n'a jamais cherché du lithium, on s'en est toujours foutu du lithium. Donc là, au plus on cherche, au plus on en trouve, il y en a de partout. There still seems to be quite a bit of confusion about lithium. Lithium is extremely common. It's one of the most common elements on Earth. Ah, du lithium, il y en a de partout, il est en train de dire Elon. Et il n'y a pas de monopole d'un pays sur le lithium. On en a en France, il y en a dans le Rhin, il y en a dans les sources thermales, il y en a dans l'océan, il y en a de partout. Tu vois, il dit que rien qu'aux États-Unis, il y en aurait assez pour l'humanité entière. Et oui, le lithium, il y en a de partout. C'est pas un problème, le lithium. The refining of the lithium into battery-grade lithium hydroxide or lithium carbonate. That's the actual limiting factor. And the same is true for these other materials. Yes. And this is, again, these are not like crazy technologies. It's just the investments need to be made, and the investments, they're not gigantic. They just need to happen. Right. Nickel is maybe of them all the trickiest one to solve. But as we showed with the graph there, maybe need like 30% of the world's known nickel reserves. So. And the nickel reserves have actually grown. Yes. 2000. There is more. Yeah, exactly. So, la chose qui est un petit peu tendue, c'est le nickel. Voilà. Donc pour les avions, pour les bateaux qui vont faire des longues distances ou les camions qui vont faire de longues distances. Mais même pour le nickel, il n'est pas nécessaire forcément. Voilà. Et là, il dit que maintenant, les batteries, ça va être LFP, batterie fer. If you say, like, what is Earth made of? By mass, it is made of iron more than anything else, and second, oxygen, and then everything else after that. So basically, we're a muddy rust ball is what Earth is. Et il dit le fer, c'est pas du tout un problème. Il y en a de partout du fer. Le fer est fait partout. So that's yeah. Yeah, and ultimately, this resource extraction, we go through this effort, we build these batteries, and then we recycle these batteries. So ultimately, ils vont parler du recyclage. Voilà. Donc on a le mining, c'est les mines. On raffine, on crée l'élément de cathode, on fait la cellule et après on les utilise, on les recycle. Donc il faut faire 240 TWh de stockage, 30 TWh d'énergie renouvelable. Un message d'espoir et d'optimisme. Il faut investir dans l'humanité et dans la Terre, en fait. En investissant dans les renouvelables, on investit dans notre futur et on investit sur la Terre. Can and will move to a sustainable energy economy, and will do so in your lifetime. Thank you.
Yes. Thank you. On ira dans les énergies renouvelables et ça sera de notre vivant. And I just want to welcome up Lars and Franz to the stage. Ah, Lars and Franz. Si c'est Franz, il va nous parler de voiture, Franz. Hein. Ok, Franz, c'est le boss du design chez Tesla. Hi, I'm Franz. Yeah, Franz, à droite. Lead design at Tesla. Franz I'm Oberhausen. Lars. I've been doing vehicles with Franz for almost 13 years now. Wow. C'est pas fini, les amis, So I hein, joined restez là. Tesla in 2008 to vertically integrate design into Et the bosser sur la company. Model It S, didn't là. exist before. It was a pretty small team. It was tasked with designing the most beautiful, innovative. Alors, si vous voulez voir votre modèle 2, je pense que ça va être maintenant. Et si vous voulez voir le robot taxi, je pense que ça va être maintenant aussi. Parce que s'il y a Franz, c'est qu'il va parler des nouvelles voitures. Il va parler du design. Elon est parti chercher le modèle 2. Why not? Why not? Today, we produce cars differently than we did 10 years ago. But the end result is always an exciting, futuristic, and desirable set of vehicles. Back then, we only had a handful of designers and engineers like myself, but we had a great vision to radically change transportation. So back in 2008, where we were designing Model S, we didn't have a factory. In fact, we had a really small engineering team and a tiny design team. But that allowed design to Ils sont partis de zéro, comme il dit. Hein. It let us innovate forward-thinking ideas like Ils sont repartis de zéro, ils ont innové et ils ont créé la Model S. Or putting a huge touchscreen into the center of the vehicle, something that had never been done before. Comment on fait une berline pour 7 personnes? Comment on met un grand écran au milieu d'une voiture? Car of the year in 2013, our first, great award, first car. Pretty good start, kind of a home run, I think. But that whole process C'est toujours excellente la Model resulted in S. a linear process that you see on the screen. We designed first, then we engineered, and then we figured out how to manufacture it. Yeah, I mean, I think that's Et oui, really les amis, vous important. avez vu, When we were 700 designing the millions. car Il y a bien un together, we truc didn't know à where we were gonna 700 build millions. On it. a bien vu So la we même came chose up sous with la a bâche. We Hein. didn't know Lars when we were doing it. That's true. 700 millions de ce véhicule qu'ils vont We présenter didn't- là, à mon so avis, ce once soir. we got C'est Fremont, ouf. we were very fortunate, Je suis and we tellement figured out the excité de ouf. manufacturing solutions, sort of like we were flying a plane and putting the wings and building the engine at the same time. So we knew we had to do better. Yeah, we knew he had to be better in order to scale. And as part of the master plan that you've read, Model 3 needed to be a smaller, more efficient, and more affordable version of Model S. But it had to be equally great. It had to have all the things that people loved. Donc, in ils en the sont Model arrivés à la S, Model 3, qui était une and Model S plus much more petite, plus affordable. efficiente, moins So chère. we approached the process a little bit differently than the first time around. Now we had teams that we all worked together. So we were able to combine design, engineering, and manufacturing process all at the same time. But somewhere along the way, we changed the manufacturing process to be fully automated. And so we leaned into this whole new way of manufacturing a car, but we had already engineered it. So things didn't quite go as well as planned. It was an Ah, j'ai fait un amazing screen, il product, faut que je vérifie ça. but it landed us Je vérifie. in production hell. Many of us who lived through that carry those battle scars. It was a great idea, but it wasn't the right timing. Like Franz said, automating something that we designed to be built manually is super hard. And we have many, many failed examples of that at the Fremont factory that we ripped out. But some of them eventually still work. This is one I actually worked on with a small team of engineers. It's still running today. And some of the engineers that came by said we couldn't do it are no longer with the company, but it's running and it's running faster than ever. So we kind of self-imposed constraints on the design when we were doing it to be built manually, and we really didn't think about it. But despite all that, Model 3 is the best-selling EV ever. Yeah, and Model Y, which is derived from Model 3, is about to pass that. But we knew we had to improve the Ouais, process ça a été further. ultra compliqué pour fabriquer la Model 3. Ils ont failli disparaître à ce moment-là. Hein. Ça a été très très dur. Il appelait ça. Il disait que c'était Production Hell. Ça a été l'enfer pour produire la Model 3. Ils ont vraiment failli disparaître. Et ceux qui ont dit c'est trop dur, on n'y arrivera pas, ils sont partis de l'entreprise. Et aujourd'hui, malgré tout, ils ont réussi. Donc là, il nous parle du Cybertruck. Yeah, absolutely. It really forced us to think about designing something in a way that you couldn't normally stamp panels. You couldn't form them in a traditional way. So you ended up with very linear bending processes that are just not in automotive kind of language of manufacturing today.
But it actually created a very efficient and process and one of the most dynamic designs ever, I believe. It's definitely something. Est-ce qu'il vous plaît, vous, le Cybertruck dans le chat? Est-ce que c'est Hopefully you quelque guys chose qui saw vous it down plaît, there ça? and you experienced it. It's definitely real. Those are real trucks. We're on our way to build them. Il est ouf. But what that stainless steel opportunity did for us, it is Est-ce let que us vous aimez le rethink design the du factory Cybertruck? footprint. We don't stamp those. That's a huge part of it. We don't even paint them. So our footprint got smaller, and we started to think about innovative ways to take those constraints and make great products. But that constraint didn't really change the end result of the truck. It's a super dynamic truck, and it has all the functionality you would expect out of any of the other competitive trucks. And the best thing about it, it's coming this year. Et il a confirmé que le Cybertruck arrivait bien cette année. So ideally, Ça polarise dans le chat. Hein. Il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas. Design, engineer, manufacture, and plan for automation happening together. It gives us the opportunity to question requirements. This is something that is fundamentally only available at Tesla. In the places I used to work and the top manufacturing companies in the world, they don't sit together. Yeah, We are one team. Nowhere I know has all these teams together thinking about these processes from the very beginning. In fact, all of those engineering teams, manufacturing, design, automation, they're all in one org. They all report to one person. We can't point fingers at each other, so we have to solve them together, which is the best way to innovate. The traditional way of making a vehicle is this. You stamp it, you build a body in white, you paint it, and you do final assembly. And what's interesting is these shops are dictated by Oh mon Dieu. the organizational structures that Ils ont exist, complètement and réinventé they're la façon de faire une dictated by voiture, regardez. boundaries that exist in the factories that are laid out. Ça, c'est clair. If something Ils ont goes wrong in complètement final réinventé le assembly, truc. you block the whole line, and you end up with buffering in between. This is at the tail end of its manufacturing optimization. Henry Ford first invented this assembly line in 1922. It's been 100 years, and it's really hard to make a change after 100 years. And when you watch it C'est Henry happen, Ford it's qui a inventé ça en actually really 1922, silly to a guy la façon de like me. produire une voiture. You take all these stamp panels, you put them together, Voilà then comment you c'est put fait. them in a framing Tac. station, you build a body that looks Et something t'assembles like tout. a car, you put the doors on, Ils sont en train de dire que la façon de faire les voitures aujourd'hui, c'est Once you get complètement the color, fou, débile you take the doors off, et and then you inefficient. start putting the Je ne sais pas ce qu'ils vont nous présenter là après, mais ils ont complètement réinventé la roue. Ça va être oufissime. C'est trop drôle. Oh putain, c'est fou. C'est fou. Mais ils ont tout réinventé. Oh là là. Ils sont en train de te dire que, regarde, c'est l'enfer de faire une bagnole de façon traditionnelle. What's funny though in this kind of whole process is that just recently Toyota just called this an engineering work of art. Oh, il a tué Toyota. Toyota a dit que cette façon de faire là, c'était un truc d'art, quoi. Génial de produire comme ça. Et chez Tesla, c'est pas assez. Et ils veulent tellement en produire qu'ils repensent complètement la façon de faire les voitures. Oh là 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 là. Ah, c'est ouf. Ah, c'est ouf. Écoutez bien. Écoutez bien. Ils vont tuer toute l'industrie. Where we decided the floor should be a part of the car. The battery is the floor. We put the seats in the interior on the battery, and we bring it up through a big open hole, and we assemble it. And this allowed us to do things in parallel, fully rethinking the process and reducing the final assembly line by about 10%. Tac. And we thought maybe we could do this other places. Yeah, I mean, in a way, the constraints become part of the solution rather than a problem. So when you think about what I'm trying to say, I really want to Next gen véhicule, vous le voyez? When you have a car that's about 5 meters long and you have people working around it like we did in Model 3, and we change that to this process where we take different parts of the car, and we can do more at the same time, like we did with the Model Y structural battery pack. What you see here is us doing that on the front part of the vehicle or the rear part of the vehicle. That means we can get more people working on the car, or robots, working on it at the same time. Plus de gens ou des robots, hein, vous l'avez entendu. Hein. Less time doing nothing. I call that space-time efficiency. It has nothing to do with quantum mechanics. We can have that conversation later. But we get 44% more operator density, which means more work, less time walking back to the station, 30% improvement in space-time efficiency. And because we're not building it in and out of the car with those slow movements of those robots, 30% d'amélioration.
when we go to automate it, it's going to be a lot easier. In the end, that will probably look something like this, where we balance parallel and series manufacturing in a way where we only do things that are necessary, with a much shorter final line, blocking a lot less of the entire rest of the Alors, au lieu factory. que ça soit so une we can étape, puis une optimize étape, puis une material flow étape, using puis the une best étape, puis une practices. étape, ils font So exactement what pareil that que ce means, qu'ils ont it's going to fait look something dans le like this, Gigafactory. Vous savez, ça where we arrive build par les all the côtés. sides of the cars Ils amènent les independently. matériaux We par les only côtés. paint Et what bien là, we ils vont need faire to. pareil. Ils vont And amener par then les we côtés. assemble the parts of the car Oh once my God. and only once. We put them where they need to go. The interior is attached from a bottom up or a Et ouais, ils top préparent tout sur les côtés. strategy, so Et there's hop. more access for those robots and people. We aren't moving heavy objects around and doing nothing to it. And it means we're doing more work on the car more of the time. And then when we take all of these tested sub-assemblies Oh and la we put them vache. together, we finally assemble the car only one time, putting Tac. the sides on with all of their parts to a front and rear that was already assembled, carrying the floor in with the seats, and finally boxing it out with the doors C'est one énorme. time, just like Cybertruck. So in the end, you get the same car, but it's not going to be a Model Y. Yeah, this is not. Yeah. This is a Model Y for illustration, not the next gen vehicle. In the end, what does that mean? To increase the scale and adoption of electric vehicles on the orders of magnitude that we just showed you, we have to make constraints part of the solution. It leads us to greater than 40% reduction in footprint, which means we can build factories faster. C'est ça le with but de la less présentation. CapEx and more output C'est per- d'expliquer per comment ils vehicle. vont faire. Hein. C'est désolé, mais si vous voulez juste le produit fini, vous passez tellement à côté de tout ce que More fait output Tesla. per unit dollar. L'intérêt, c'est de Zach's savoir gonna go into comment more ils font details ça. on C'est this later, ça qui est en train de but it discuter. also means through this innovation and some of what my other engineering colleagues are going to talk to you about in the future, we'll reduce costs as much as 50%. This is the 2-for-1 concept you hear me and Elon talking about on earnings calls. Yeah, so I think our track record proves that we can deliver the best cars, and we deliver the best cars in spite of, because of these constraints. And I'd love to really show you what I mean and unveil the next gen car. But you're gonna have to trust me on that until a later date. And I promise we'll always be delivering exciting, compelling, and desirable vehicles, like as we always have. Have we ever not? We Yeah. always do. But what else is Tesla known for? Speed. So with that, I want to bring on Colin, who's in charge of making our cars go fast. Thank you, Lars. Thank you, Franz. My name is Colin Campbell, and I have the real privilege of leading powertrain engineering here at Tesla. We make the fastest cars that you can buy for the money, whether they're electric or gas. And the Model S Plaid that we're looking at here, it has more than 1,000 horsepower, and pound per pound, the motors in that car are as powerful as jet engines. Our cars are super fun. People absolutely love driving them. And the other thing that you probably all know about our powertrains is that they're efficient. Our cars go 25 to 30% further than other EVs in our class for the same amount of efficiency. But at Tesla, efficiency means more than just reducing how much energy the cars use. It's about how we develop, how we manufacture, how we refine, and how we scale the powertrain. Now, the Model 3 and Y powertrain is a great example of this broader meaning of efficiency. So since we launched it back in 2017, we've continuously improved that powertrain and the factory that builds it. So the drive unit, the engine of the car, is 20% lighter for the same power. We use 25% less heavy rare earths than when we started. And the powertrain factory, which is behind me today, is 75% smaller and 65% cheaper than the one that we originally built. And what I really want to emphasize is that we did all of this without compromise. Our cars are just as powerful, they go just as far, they cost the same or less, and the factories have the same output. So, how did we do that? We did it by designing the entire vehicle and the entire factory together as one company. And this sets Tesla apart. We have small and highly capable teams. And to make a critical decision, we can have the battery cell chemists, the mechanical engineers, the manufacturing engineers, the supply chain team, the automation designers, the software programmers, all in one room, working together in real time. And that allows us to make decisions that are best for the whole car and to make them really fast. And that approach is
unlike traditional automotive engineering, which is really fractured. And if you were to go buy like a premium German electric car, the engineers who designed the drive inverter in that car, they did not work for that car company. They worked for a contractor. And at Tesla, we designed the entire car and the factory that builds it. And I want to highlight a few examples of what we've been able to do in-house thanks to that unique approach. So inside the charger of your Tesla are transistor packages, and that's at the top of your screen here. And every electron that moves you down the road flows through one of these packages. We designed our own custom package, which is what you're seeing here, and we can extract twice as much heat out of that package as what we could buy off the shelf. And so what does that mean? It means that the silicon carbide wafer that's inside those packages can be much smaller. And silicon carbide is an amazing semiconductor, but it's also expensive and it's really hard to scale. So using less of it is a big win for us. And then on top of that, orchestrating all of these transistors and making them switch in the right ways is computationally extremely intensive. It used to require 4 microprocessors, which are shown here in the bottom left. We have developed our own custom microprocessor. It's purpose-built for high-power electronics. It's half the cost, and it does, in just one, the job of all of those 4. And these are just 2 examples of many that I could use to showcase our expertise in high-power electronics. And that expertise has allowed us to take the cost of the chargers that were in our Model S when we launched it in 2012, both the cost and the mass, and cut both of those in half. And even more important, the power electronics, they're central not just to our cars. They're also central to our superchargers and to our energy storage products. And Rebecca and Mike will be talking more about that. So in addition to the work that we've done in software and hardware, we've also done a lot of work in-house on software. So this is the drive unit for Model 3 and Y. And if we take a cross-section, il est en train d'expliquer comment Tesla en fait a un avantage compétitif sur les autres, parce qu'ils produisent tout maison, tout est fait à la maison. Là, il a fait voir des circuits électroniques qui forcément sont mieux faits parce qu'ils sont faits pour leur voiture, faits par eux. Et du coup, voilà, ils ont un avantage sur les autres. Les autres, ils achètent juste sur étagère. Donc, rien n'est optimisé pour leur propre véhicule. Les gens qui produisent pour BMW, Volkswagen et les autres, ils ne travaillent pas chez BMW, Volkswagen, c'est des contracteurs, ils travaillent, ils produisent des moteurs, et puis voilà. Eux, tout est optimisé à 100% pour ce qu'ils sont en train de faire, eux. Parce qu'ils font et le soft, et le hardware, et les moteurs, et les batteries. Donc, tout est optimisé, en fait. 1% par-ci, plus 1% par-là, tout est totalement intégré, optimisé chez eux. When you are making a new product, it's not enough to think about the product itself. You have to think about how you're going to make it at scale. So Tesla, our powertrain, on a vu les and our powertrain 4680 là. manufacturing equipment is both designed under one roof. The engineers who are designing the motor, they are in the same room as the engineers who are designing the machine that's going to put that motor together. And that collaboration pushes us from day one to design products that are not only high performance, but are really easy to assemble. So all of this expertise that we have in the powertrain team, in hardware, in software, in manufacturing, it's going to have a major impact on our next platform. In our next powertrain, so those silicon carbide transistors that I mentioned that are key component but expensive, we figured out a way to use 75% less without compromising the performance or the efficiency of the car. And of course, we know that battery cell supply is one of the constraints on the scalability of EVs right now. Our new powertrain is compatible with any battery chemistry. That will give us great Ça veut dire qu'il faut flexibility 50% moins de la taille de l'usine pour faire les... We want to make EVs more accessible to Pour faire le people, they moteur. have to be cheaper. We've reduced the drive unit cost about $1,000. And we don't think Wow, any $1,000 other pour le automaker moteur. is even close to that number. $1,000 pour faire le moteur électrique. Ils ont réduit Finally, les the coûts. bigger a factory is, the longer it takes to build. If we can build the same number of cars from a smaller factory, we are going to be able to scale EV production faster. Our next powertrain factory is 50% smaller than the one that's behind me today, even though it has the same capacity. Pétard. Ils ont divisé par 2 la taille nécessaire pour faire le même travail pour les moteurs. Alors que pourtant, là, ils sont à la Gigafactory qui est le top du top. Hein.
So I talked about how we had reduced the amount of rare earth in our powertrains. And as the world transitions to clean energy, the demand for rare earth La is giga aussi, elle really est à increasing peine dramatically. terminée, enfin elle n'est pas terminée, And que not only is it la gonna be a nouvelle little hard to meet that génération demand, divise de but 50% mining that les rare besoins. earth, Vous imaginez, it c'est has ouf. environmental and health risks. So we want to do even better than this. We have designed our next drive unit, which uses a permanent magnet motor, to not use any rare earth materials at all. So how does all this fit into the master plan? We can make lower cost products that are still efficient and compelling, and we can make them at scale. We're going to use less of constrained commodities, silicon carbide, rare earths. We're going to build them all in compact and high output factories that are easy for us to build quickly. We're going to make that easy to scale powertrains all the way up to the levels that Drew and Elon mentioned at the beginning. And this achievement, like all of the achievements that I mentioned today, it's only possible because of the incredible people on our powertrain teams. They are absolutely committed to the cause of sustainable energy, and that is why we can do what no other company can do. 0 g de terres rares, ouais, exactement. Plus de terres rares dans les nouveaux moteurs. Hein. So next, I'd like to welcome my colleagues Pete Bannon and David Lau. Thanks, Colin. Good afternoon, everybody, and welcome to Texas. Pictured here is the low voltage system of a Model S from 2012. This car was primarily designed with vendor source controllers integrated by Tesla. There are over 300 low voltage devices that encompass everything from the mundane, like the light in the glove box, to the complicated, like the infotainment computer. Là, il parle d'électricité. Je ne me rappelle pas si vous vous rappelez, mais au départ, ils avaient dit que le modèle Y devait plus avoir des fils dans tous les sens. Ça devait être comme sur... crimped and inserted into connectors, a manual process that is tedious. Il doit avoir juste une languette et connecter les choses en fait. Plus de fils qui passent dans tous les sens. Going forward, we want to reduce the size and complexity of the harness. Un peu comme dans les ordinateurs. Enable automated manufacturing. These wire harnesses introduce extraordinary complications, especially in the early stages of development and bring up of a vehicle, because when we're trying to bring up this entire system and we see that it's not working properly, we don't know whether it's a problem with the software, with the controller, the processor, any of the endpoints in this entanglement of wires. And so we have to go and debug everything all at once. And Pete's going to tell us about how we're going to make it better. Mm-hmm. So I'm going to talk briefly about a few things that we've changed over the years since the Model S. With the Model 3, Tesla started designing an increasing share of our controllers by merging controllers together. And we were able to simplify the design with a significant reduction in wire count and weight. Going from S to 3, we reduced the wire harness by 17 kilograms compared to Model S. And this is a pretty big deal. And just to put that into context, our VP of Engineering, Lars, will deliver a bottle of your favorite spirit to your desk if you manage to save a kilogram of weight from the car. So this improvement cost him quite a lot. Did we skip one? Yeah. The original Model 3 controllers were enhanced and then built into Model Y. Those improved controllers were then moved back into Model 3 when we introduced the heat pump. At that point, we had shared controllers across both cars, which helped simplify our supply chain. Those Model 3 and Y controller designs were then updated and enhanced for the new versions of Model S and X that we introduced in 2021. For Cybertruck, we are now designing 85% of the controllers in the car. For the next gen platform, we're going to finish the job and be designing 100% of the controllers to give us full control of the design and the supply chain at the component level. Having full control of the supply chain at the component level has been critical to Tesla over the last few years as the supply constraints have hampered our ability to build cars. With that control comes control over all the software, which enables us to develop features and functionality that we never even dreamed of at the time we designed the hardware. So that's why you see software in your car is getting better and better over time in ways that we didn't even think of when we designed the hardware in the first place. Mm-hmm. Yeah, Sentry Mode is one of my favorite last-minute changes. My favorites. With the introduction of Model 3 in 2017, we deleted relays and fuses from the car in favor of e-fuses. E-fuses replace moving parts with solid-state transistors. They provide fine-grained control of the power system to software and allow software to do advanced things like load shedding in the car under adverse conditions.
eFuses also allow for software-controlled retries for transient faults, and they allow for detailed monitoring of the power system over time. Yeah, the theme you hear a lot about today is software-controlled hardware. And when I think about that in my team, software-controlled hardware is fundamentally about being able to sidestep what otherwise would have been static trade-offs between one attribute or another in a piece of hardware. We are able, with software, to instill intelligence, context awareness, and context-specific behavior into what otherwise would have been a piece of hardware that had to get optimized for one type of scenario. We get more of everything. In 2022, we completed the transition from lead-acid batteries to lithium-ion batteries, and which use a new toolless connector. We expect lithium-ion batteries to last for the life of the car, so don't expect anyone to wake up to a dead battery ever again. This eliminates a major source of failures for our car, and the toolless connector makes it easier to service the car, and it also includes a software feature to allow validation that the connector has been properly installed at the end of a service event, which removes another source of failures in our cars. Obviously, the mass and volume savings are also significant, which is super helpful. At Tesla, we're always trying to improve every single component in the car, and a nice example of that is the 15-inch display that was originally shipped in the 2017 Model 3. Over time, the cost of the display has gone down 24%. We've been able to reduce the weight by 12%, and we've reduced the power by 33%. At the same time, we've increased the brightness of the display by 50% and improved the color accuracy. So this is one of our favorite things at Tesla, is to make a component cheaper and better. Ce qui est incroyable, c'est que dans leur présentation, encore là, Tesla, à chaque fois, comme au Battery Day, ils expliquent comment ils font les choses. Ils expliquent à l'industrie comment ils sont en train de les tuer, en fait. C'est ça qui est dingue. Ils pourraient garder toutes ces infos-là pour eux, mais non, 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 ils montrent comment ils font. 12 volts has been, as I said, for 60 years. The demand for power in the car has been steadily increasing to the point where we now have to have pretty large wires to drive over 200 amps of current around the car, which increases the mass and cost. With Cybertruck and all future Tesla platforms, we will be moving to 48 volts. This reduces the current needed by a factor of 4. And since power loss in the harness is resistance times the square of the current, a 4x reduction in current leads to a 16x reduction in lost power while distributing energy in the car. That allows for smaller wires, smaller eFuses, and smaller controllers. It also allows us to make those heat sinks smaller, or in many cases, remove it completely, all benefiting the car in terms of mass and weight. 48 volts is the future for low voltage design at Tesla, and likely the rest of the industry in due course. We welcome and encourage other OEMs and the entire supplier network to join us on this evolution. You bet. Ils encouragent tous les autres à partir sur le 48 volts aussi. Is driven by the number of endpoints that need to be powered and controlled. In the past, centralized control has led for wires spanning the entire car. For Cybertruck design, we have moved to a local controller where the wire is connected to the nearest controller, and those controllers are connected over Ethernet. Wires are routed to the nearest controller where the data is converted into a network packet for transmission to the correct location in the car. To be effective, the network must be reliable, have low latency, and low jitter, and these are all attributes that we've been able to achieve with the current design. The design has eliminated most of the cross-car wires in Cybertruck, and with the next-gen platform, we're going to finish the job and eliminate all of them. This consolidated vehicle network allows us also to make a whole lot more dynamic changes on the fly to how components in the vehicle talk to each other, rather than the traditional approach of separate CAN buses that are spread throughout the vehicle. Yeah, and fixed in hardware. And one of the nice things is that you can see the entire vehicle through a single connection, which wasn't possible in the past for debug. For the next-gen platform, we're looking to optimize the controller design across the entire car and across all of the organizations, not just for a given subsystem. Simplifying the wire harness will enable automation. 48 volts will allow us to reduce the size, mass, and cost of the low-voltage system. Voilà, on a eu des questions. Pourquoi ils font en 48 volts? Parce que ça va coûter beaucoup moins cher à produire, ça va aller plus vite à faire et ça va aider pour le Master Plan 3. Voilà pourquoi ils passent en 48 volts et plus en 12 volts.
So I joined Tesla in 2012, and even in those very early days of the Model S, we already had the ability to update software over the air in all of the controllers throughout the entire vehicle, at a time when other cars were just starting to update software in only their infotainment units. And furthermore, we've had sophisticated, anonymized data logging and telemetry capabilities that allow us to understand how the fleet is doing, what customers are doing with it, and how it's responding in the field to that usage. These two capabilities combined, OTA updates and data insights, give us the ability to iterate quickly on our software and to maximize the amount that we learn and proceed and the progress that we make in every one of those iterations. We've used these capabilities to inform countless design decisions in both software and hardware. Yeah, one example is that we were able to monitor and track the use of the sunroof in our cars and found that our customers never use their sunroof. So we made this easy decision to remove it. Very barely, yeah. I haven't had sunroofs for a while. As another example, we are able to use our collision data to design our crash safety systems for what happens in the real world, far beyond what regulatory and consumer ratings tests prescribe. Là, ils sont en train de nous refaire un petit remake de l'AID maintenant. Comment ils ont réussi à utiliser toute la data qui rentre pour pouvoir protéger les gens, même avec des crashs virtuels. Toute la donnée qu'ils collectent, elle sert même pour la sécurité des gens, vous voyez. Are specific crash tests that are prescribed by regulatory and consumer ratings agencies throughout the whole world. And the rest of the color that fills in around and on top of it, those represent the crashes that we've seen happen in the real world. Those are what we design for and what we test to. Right. And last year, this data was used to change the algorithm for seatbelt tensioning to reduce injuries in the field, which was OTA to all of our cars. Here are a few statistics that demonstrate how staggeringly quickly we gain new insights from the anonymized data that we've received from the fleet every day. Every day, 123 million miles driven, 1.9 million charge sessions, and those rates are only increasing as we deliver more and more cars into the world. As another example, 123 millions de we've miles analyzed conduits patterns par in the way the jour. fleet drives and charges Waouh! to optimally size battery packs for our next generations of vehicles. And you'll hear lots of other examples throughout the rest of the day about how we're using data to inform decisions in the product and in manufacturing. So you've heard a lot from Pete, Colin, and others about how important vertical integration is for us in hardware, but it's especially important for us in software. And this is extremely difficult from the way the rest of the traditional automotive supply chain is set up. In most situations, all the controllers in the car are delivered by different Tier 1 suppliers, whose software is written by Tier 2 suppliers, who farm some of that software out to different Tier 3 suppliers, and so on and so on. Making a change that spans multiple components takes months of coordination before any work can even start. And furthermore, integration of software in the server side with what's happening in our vehicles has always been a core part of our DNA and enables us to do things that nobody else can. Most engineers think about the vehicle as a complete, consolidated, fully contained system. But in the software team, we think about the system as including the vehicle as well as all of our back-end server-side applications and infrastructure and the resultant feedback loop from the entire fleet that informs all the decisions we make as an engineering team. For example, we recently released a feature in Model S and X that automatically, predictively adjusts and raises the suspension for ride comfort before the car hits a section of rough road. We do that by leveraging the fleet to generate a map of road roughness everywhere our cars drive. Sounds pretty simple, but requires coordination of software across a number of different components inside and outside of the car. The restraint control module, whose inertial measurement unit senses the road roughness, the autopilot computer, whose GPS module and localizer figure out where the car is in the world, our navigation server, which aggregates the anonymized telemetry from the fleet and annotates our map with things like updated speed limits, lane topology, and now road roughness. The onboard
navigation engine, which looks ahead of the route La that the car flotte, is elle traveling roule on dans les rues, and roule dans la determines ville et whether elle things are about to get détermine rough. quand il va falloir monter ou And descendre des finally, the suspensions. air Et suspension l'autopilote controller, which apprend takes et all of envoie those factors into l'information à toutes account les autres and voitures de la decides flotte. C'est incroyable. continuously whether it is appropriate to adjust the suspension for ride comfort. And before we released this feature to the world, we sent prototype versions of it to the entire fleet that ran passively in the background, sending us anonymous data about every time it would have engaged, which taught us exactly how it was going to behave in the wild, in every environment, in every circumstance. Yeah, being able to test new algorithms in the background without impacting the car is really critical ability for us, especially for safety. Ils collectent tellement de données automatic emergency braking. sur tout And we've qui used ça it leur permet de faire améliorer iterate on l'autopilote. early Parce que versions of our toutes les stability control possibilités algorithms, which were de introduced cas de to the figure entire de ce qui Model se passe, 3 bah, en fleet fait, in 2017 ça se passe, with donc ils ont extreme- des infos sur extremely tout. high confidence, even on a very foundational and safety critical function. Okay, so far you've heard me talk a lot about how we leverage our software systems to iterate quickly on the customer-facing product. But what I haven't talked about, and what we haven't said much about publicly in general, is how we leverage these capabilities in our own internal operations. So for example, in the early days of manufacturing Model S, we very quickly realized that there are a lot of different ways you could misassemble a car. You could forget to plug in a wire, you could not fully set a connector, you could pull apart from Tous the les wrong problèmes pin. qu'il y a eu sur les voitures, bah ouais, au So, début, tu fais when plein we de conneries. designed our manufacturing processes for Model 3 and all of our other vehicles going forward, we took a page from the software playbook, which says, test early and test often. And we applied that mantra to every single car that we build at every step of the assembly line. So now, when a production associate plugs something into the car, the central car computer sees that connection, confirms that it's the correct part for the type of car that's supposed to be built, installs a software update if necessary, checks configurations and calibrations, and runs a barrage of tests on that thing and all the other things that are connected to it. And if it finds an anomaly that can't be fixed purely with software, it throws an alert immediately that is displayed prominently on the vehicle's display, as well as sent to back-end command and control systems, so that a human can come over and fix the problem before the rest of the car gets built on top of it. And we're taking a similar approach in service through a combination of onboard vehicle diagnostics, natural language processing applied to customer narratives when a customer schedules a service appointment, and a suite of internally developed tools. We are successfully diagnosing, scheduling, and ordering parts for over 33% of customer concerns in service. Yep, and we also use testers built around our own controllers to test sub-assemblies before they get to the car, which will be even more important as we go to Lars's unboxed assembly strategy. 100%. We'll know with extremely high confidence that before those boxes get put together, that they are assembled, they themselves are assembled correctly. Okay, you've heard at lots of other events about all the awesome things that our autopilot and AI teams are doing to make the car drive itself, bringing us into the future of autonomy. But we've also been thinking for years about all of the other pieces that we are going to Allez, need autopilote. to manage a network of autonomous vehicles. Ils sont tellement en train de A lot of teaser this has tout been happening behind pour the arriver à la scenes to voiture deploy a autonome et au platform-level robotaxi, là. functionality Les that gens will qui se leverage plaignent later. qu'il n'y a pas de But voiture you've qui a été seen some présentée of its encore, mais surface ils sont en train de already tout in expliquer terms of avant d'en features arriver that our là. customers and our internal operations teams can benefit from. Like in 2021, we built on top of our mobile app phone key and gave our customers the ability to share their car with anyone by sending them an invitation in a text message or an email. Last year, we introduced profile synchronization, which synchronizes your seat, steering, and mirror positions, as well as your settings, media favorites, and stored navigation locations across all vehicles in your account. Internally, we have an app that allows our personnel On n'est pas dans une in journée de engineering, présentation de véhicules à proprement manufacturing, parler, hein. delivery, and On est logistics Investor Day, to donc view, ils expliquent locate, qu'est-ce que c'est que and Tesla. drive Ils sont en train de all Tesla-owned réexpliquer tout là. vehicles at their site. Ce qui est là And when aujourd'hui et customers bring their vers car où, into vers, service, when vers they où receive va a l'entreprise. Tesla-owned service loaner vehicle, we are starting at some locations to automatically add that vehicle to the customer's mobile app account, so that combined with cloud synchronized profiles and phone key, it's a completely seamless experience. As soon as the customer walks up to that loaner, it behaves and feels exactly like their own car. And all this is built on top of end-to-end encryption and cryptographically signed commands.
so that customer data remains private and obscure, and the fleet only trusts commands from authorized parties. Je suis curieux de savoir qui So that's a bit of dans a la vidéo preview là of a all une the features Tesla. that we're Est-ce que vous building pouvez me dire dans looking le ahead chat to qui our a une future Tesla of ici? autonomous fleets. Synchronization, permissions management, security, and privacy. And that has been a whirlwind tour through some of the things that we're doing behind the scenes to enable the efficiency, cost reduction, and speed that we are going to need for our next phase of growth and for the next phase of the master plan. And so now, to tell us about the latest in full self-driving, I'd like to introduce Ashok. Thanks, David and Pete. Hey, everyone. My name is Ashok Kelliswamy. I work on autopilot and self-driving at Tesla. I joined Tesla back in 2014, so I've been working on this problem for almost 9 years now. Yeah, some of you might be wondering, hey, what's the self-driving got to do with the plan to a sustainable future? But it's actually a critical part of this plan, and here's why. Currently, when the car is not being used, it is sitting idly in parking lots, not doing anything. But when autonomy is truly Ok, là, ils sont en unlocked, train de parler de la voiture this car, autonome instead maintenant, of being voiture idle, autonomie. can go Le serve reste other du temps, customers. aujourd'hui, une voiture, elle glandouille sur le This parking et elle fait rien, elle sert à rien. reduces the Quand on aura la voiture full autonome, elle va to tourner scale tout le temps. manufacturing Donc là, to extreme maintenant, levels, ils sont en because train each de car parler de is ça. being Là. used way more. But this is no trivial problem. Building a scalable self-driving system is, I think, one of the hardest real-world AI problems out there right now. Nonetheless, we at Tesla have made significant strides in making one of the most general systems at solving this problem. There are three main parts to get right to build a scalable problem. First is the architecture of the AI system. Second is the data. And third is the compute. We'll start with the architecture. At Tesla, we are betting on AI, machine learning, neural networks to help us build a general vision and planning system. In the early days, we used to have single camera, single frame neural networks that produced some outputs. These were stitched together in some post-processing steps for the planner. But this was very brittle and was not leading to great success. So what we did in the last few years is transition most of our stack into this multi-camera video neural networks. These neural networks take in the live feed from the car in real time of the 8 cameras in the car and produce a single unified 3D output space. There are many tasks that we produce, such as the presence of obstacles, their motion, lanes, roads, traffic lights, what have you. This is one example output that you're seeing here. This is from our occupancy network that predicts the positions of obstacles and their motion. You can see that it precisely captures the swervy, violent motion of this truck next to us. And this helps the planning system to avoid a collision with this object. Ça, c'est fou, hein, l'autopilote, il arrive à prédire où seront les objets dans le futur et à bien comprendre ce qui se passe autour de lui. Et donc à prédire les éventuels accidents, So we tout don't ça. stop at the computer vision techniques, but we reach out to techniques in other areas, such as language modeling, reinforcement learning, to model this task. This is similar. These networks use similar techniques, such as transformers, attention modules, autoregressive modeling of tokens, similar to what large language models like ChatGPT do out there. With such an end-to-end system of solving perception, we have really removed the brittle post-processing steps and produce high-quality outputs for the planning system. Even the planning system is not stuck in the old ways. It is now starting to use more and more AI systems to solve this problem. The neural network-based planners are needed especially in complicated urban planning when there's a lot of other objects interacting with us. Là, ils sont en train de montrer comment l'autopilote est en train de calculer, parce qu'à une façon bien précise, il pourrait faire plusieurs choses différentes, et ils ont appris petit à petit au logiciel comment se comporter. La voiture est capable de travailler à ça en temps réel. 10 millisecondes. 10 millisecondes pour calculer à ça.
But using AI, we have packaged all of this into a 50 millisecond compute budget so it can run in real time. The second big piece of this puzzle is the data. This is where Tesla has a unique advantage because it can tap into the fleet to access the exact data that can fix the problems. But raw data is not sufficient. In order to train these networks, you need labeled data. You need labels to supervise the networks. And if you only depended on the human labelers, this data would be too tiny to train these large multi-camera video modules. We need lots and lots of data to train these networks. Hence, we have built a sophisticated auto-labeling pipeline that collects data from the fleet, runs computational algorithms in our data center, and then produces the labels to train these networks. Here, you are seeing a 3D reconstruction that is happening by collecting various clips from different cars in the fleet and assembling them, all of them together into a single unified representation of the world around the car. Ouais, c'est impressionnant. Toutes les voitures sont connectées ensemble. Toutes les voitures se parlent. Elles envoient les informations au logiciel mère chez Tesla. Et ils arrivent à remapper complètement un endroit en 3D. Alors qu'en fait, il n'y a pas tout le monde, quoi. Toutes les voitures se parlent. Et ça, c'est un truc en 3D. Et ils rejouent des simulations. Voilà. À un même endroit, et font une variété infinie de tests. Et ils font travailler tout ça dans l'algorithme. Il fait beau, il fait froid, il y a de l'eau, il y a des gens qui traversent. Ils entraînent l'algorithme au fur et à mesure. So back in the days, for example, in this case, we had some false braking where we thought this car that's actually parked there was going to move into our path, and hence we were. Ça le fait souvent, ça. La voiture blanche, au départ, les Tesla pensaient qu'elle était garée sur le côté. Enfin, ils pensaient qu'elle roulait. Et du coup, on avait un phantom braking. What we did was we mined the fleet for similar cases where the car had false braking due to some parked car. We added 14,000 videos to our training set. Ils auraient pu récupérer 14 000 vidéos de fois où les voitures se sont fait un phantom braking parce qu'elles pensaient qu'une voiture garée était en train de passer. Et leur ont fait comprendre qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de s'arrêter parce que la voiture blanche, elle est garée en fait. Et on voit sur la partie droite qu'ils ont à chaque fois refait jusqu'à ce que la flotte comprenne que la voiture était bien garée, qu'elle ne roulait pas. C'est ça l'intérêt de Tesla, c'est qu'ils ont tellement de data, tellement de données, qu'ils peuvent resimuler tout encore et encore et encore. Et ça, si vous étiez là quand on avait fait les AID 1 et 2, c'est ce qu'ils avaient déjà expliqué. Comme une situation où l'autopilote est en échec, on arrive à récupérer suffisamment de données et leur faire parler, leur faire comprendre comment ça va fonctionner et améliorer au fur et à mesure l'algorithme pour que un matin, on a une mise à jour logicielle et ça alors, elle ne fait plus l'erreur. In addition, compute is also required to produce the labels automatically. This is just compute in our data centers. In addition, we also have high computers in the car, which can run up to like 150 teraops of compute. On the back end, we have a 14,000 GPU cluster, and roughly 30% is used for auto labeling, and the remaining 70% is used for training. We also have a 30 petabyte of video cache, and this is growing to 200 petabytes. All of this is going to significantly increase once we bring Dojo, which is our training computer, on board into this. Just to give a reference, just the occupancy networks that you saw earlier use 1.4 billion frames to train these networks. We have already shipped our FSD beta software to pretty much everyone that has bought it in United States and Canada. Donc on voit la puissance de calcul de leur ordinateur, il est colossal. Et le fameux Dojo, qui est l'ordinateur super intelligent, n'est pas encore en route. Il va arriver cette année. We have observed that people who use FSD are already 5 to 6x safer than the US national average.
Et donc là, il explique bien, il Like I mentioned confirme earlier, qu'une the voiture qui solution to a scalable Tesla, qui a SDV is l'autopilote, getting the on est AI entre 5 ou architecture, 6 the fois data, moins and the compute just right. susceptible d'avoir And un we have accident assembled a avec cette world-class voiture-là. team to execute on this. We're pushing the frontier on these 3 items, and as we improve the safety, the reliability, and the comfort of our system, we can then unlock driverless operations, which then makes the car be used way more than what it's used right now. With that, I'd like to introduce Elon back on stage. Ah, il en est de give some more retour. updates. Il en est de retour. Restez là. Là, il a carrément teasé la voiture autonome. Clairement. Clairement, voilà ce qu'on va faire maintenant. La voiture autonome, le robot taxi. Parce qu'on a réussi à faire des voitures beaucoup plus performantes sur autopilote. Parce qu'on a réussi à fabriquer des voitures qui vont coûter moins cher à produire et qu'on pourra en produire plus vite. Oh, là, le robot Optimus. Ah, et c'est pas du fake, hein, ce que vous voyez là. C'est du vrai. Hein. Ils ont un laboratoire plein de mains et de bras. Eh, il fait des progrès. Ah, j'adore cette image. With bearing in mind that when we did AI Day, this version of Optimus didn't walk at all. Ah, ils ont fait tellement de progrès par rapport à la dernière fois qu'on l'a vu. Oh, regarde ça, il prend le robot qui produit le robot. Ah, les silons sont là. Multiple copies, I suppose, of Optimus. Wow. The thing that I think Tesla brings to the table Oh, c'est incroyable. that others don't have is that we have Ah, c'est Terminator ou Battlestar Galactica là. Là, on y est. Hein. we have the real world AI. We're the most advanced. Ah, in j'adore la real-world photo. AI. So the same AI that drives the car, which you can think of the car really as a robot. Il a repris le sport, Elon. Hein. And this is a robot on Il est legs. fit là, il avait grossi. So as we solve real world AI, and I don't think there's anyone even close to Tesla on solving real world AI. That same computer and software goes into Optimus. So it's not that helpful to have a humanoid robot if you have to program every individual action. It needs to be able to walk around autonomously and solve tasks. You should be able to instruct it in simple things by showing visually what the robot needs to do, or just telling it what to do. So I think that's a key advantage that we have. And then we also are good at designing things for manufacturing and then manufacturing itself. So the actuators in Optimus are all custom designed Tesla actuators. So we designed the electric motor, the gearbox, the power electronics, obviously the battery pack, and everything else that goes into Optimus. We were quite surprised to find how little was available off the shelf, because there's a vast number of electric motors, gearboxes and whatnot that are available in the world. Il dit qu'ils sont obligés de tout créer pour le robot. Ils fabriquent tout parce que rien n'existe aujourd'hui pour pouvoir fabriquer un robot humanoïde, malgré le fait qu'il y a plein de moteurs qui existent. Il y a beaucoup de gens qui produisent des moteurs, des pièces, mais il n'y a rien qui existe. Ils ont été obligés de tout créer eux-mêmes. Waouh, c'est les gens qui ont fait la Model S Plaid, les moteurs de la Model S Plaid qui bossent sur le robot. So, I mean, for practical purposes, what this means is that we should be able to bring an actual product to market at scale that is useful far faster than anyone else. Et oui, il faut fabriquer un robot qui serve à quelque chose. Est-ce qu'il va nous dire à quoi il va servir? Or at least you can put it, I think they are true. It's just a question of the timing. You start getting into interesting questions of like, what's the ratio of humans to humanoid robots? I think it might be greater than 1-to-1. You know, because you could sort of see a home use for robots, certainly industrial uses for robots, humanoid robots. I think we might exceed a 1-to-1 ratio of humanoid robots to humans. Wow.
It's not even clear what an economy means at that point. On pourrait avoir un ratio So an de economy 1 is robot output par per humain, person times 8 milliards de person. So if robots output à is terme, much et il higher dit and à ce moment-là, on ne there's sait no même limit on pas persons, à quoi ça then servira de travailler et comment sera what's the l'humanité quand il y actual aura limit on tellement the de robots qui economy? pourront tout faire pour nous. You know? Ils seront tellement capables de We're faire still des pretty choses. far from Kardashev scales here, but we're getting there. So anyway, Vous avez eu typiquement Elon Musk qui est en train de réfléchir dans sa tête en même temps qu'il est en train de parler et il fait « anyway », peu importe. Il était parti dans ses pensées là. Ça, c'est un Asperger qui réfléchit à haute voix. So I charging. think Rebecca's next for talking about charging. Il est perdu là. Charge. Hey. Hi there. My name is Rebecca Tanucci, and I lead our charging infrastructure teams here at Tesla. And at Tesla Charging, we have understood since day one that a great charging experience is the linchpin Là, ils vont to parler electric vehicle du adoption. Magic Dock. And that understanding has meant that we've always taken a holistic approach to charging. That's a word that you've heard a lot here today, but what it means for charging is that we've considered every use case. We think a lot about what it means to charge at home, even if that home is an apartment or condo. And we spend a lot of time thinking about what does it mean to charge away from home, including if that's for daily commuting or if you're going on a road trip. And this holistic approach has led to some pretty incredible results. In 2022, we provided 1,5 million of charging de across our superchargeurs various charging session methods. Over par 50% semaine. of that was supplied via convenient AC home charging. And when our customers are away from home, they can visit one of our 80,000 charging points. That includes 40,000 of our beloved superchargers. Now, getting here has meant that we've spent 10 years building charging infrastructure when basically no one else in the industry would do it. And while we certainly have a lot of areas that we want to improve, those 10 years have afforded us the opportunity to get pretty good at charging. Ils ont 10 ans d'avance sur First, tout le we have monde. the industry's lowest deployment Elle l'a bien costs. dit, hein, alors que Our costs personne are often voulait 20%, faire if comme not nous. Personne n'a voulu. 70% lower than alternatives. And that goes for both our supercharging hardware and deployments and our AC charging product lines. A lot of reasons that we're able to achieve this, you've heard a lot of them here today. We're vertically integrated. We manufacture and engineer all of our own charging equipment. We share components across our different product lines. And on the supercharger side, we also install and operate all of our own sites. And that's led us Les to bornes de be recharge à pretty domicile en obsessed Europe, with c'est finding 50% new moins cher la ways to borne innovate Tesla. around installation. As an example, we have recently extended our excellence in manufacturing to how we build supercharger sites. We are pre-building 4-post supercharger units at our factory in New York. We load them on a truck, we truck them to site, and then we crane them into position. Waouh. This method saves us 15% on our deployment costs, and we can install a site. Vous avez vu ça, ce qu'ils font maintenant? C'est plus stèle par stèle. Ils les mettent sur un camion directement et boum, ils les posent comme un Lego. Operate it really efficiently. Over the last few years, we've been able to cut C'est our dingue. per kilowatt hour cost by 40%. Again, a lot of reasons for this, but one at the top of the list is we've focused on increasing our site utilization. Site utilization is just how many sessions or kilowatt hours can we push through a site or a post. Ils ont And divisé basically le coût de doing that allows us to 40%, le coût spread our par costs kilowatt over more installé, sessions, thus lower par cost kilowattheure. per kilowatt hour. But of course, that's easier said than done, because when we push up site efficiency, of course, the risk is that we have a poor customer experience and we have wait time at our sites. This is where Trip Planner comes in. Trip Planner is our in-vehicle routing or navigation system. Other electric vehicle manufacturers, well, some of them have vehicle side data. Other infrastructure providers have site data, but at Tesla, we have both. And what that allows us to do is to use Trip Planner to route vehicles towards available sites and away from congested Et ouais, ça c'est sites fou, vous to voyez. balance our On a utilization des without applications, wasting wait time. Better Route Planner, And the results speak on for a themselves. Charge Over the Map, last few tous les years, trucs we've pour been able to savoir où drive sont up les site applications, où utilization sont by les bornes, 30%. That means savoir lower est-ce qu'il y a per quelqu'un qui kilowatt-hour charge ou cost, pas. while Ils ont also tout cutting maison our chez wait Tesla. time in half. Je veux aller là, je veux And aller we là. think Ah this ben can non, get even va à better. tel Today, endroit, we're feeding skip Trip celui-là Planner parce que real-time là il y a du site monde, là il n'y a pas de information monde. and information about vehicles Et currently vous at sites. route vers le Going superchargeur forward, le we'll plus be adapté. moving that to projecting site occupancy based on the understanding of what vehicles are currently routing to those sites.
Et oui, et ils savent aussi toutes les voitures qui sont en train d'y arriver. Parce que quand on marque « je vais à tel superchargeur », chez Tesla, ils savent qu'il y a 5-10 voitures qui sont en train d'arriver. Ils doivent même savoir où elles sont par rapport au superchargeur. Donc, ils sont capables de dire « Ok, il y a trop de voitures qui arrivent à ce superchargeur. Les prochaines personnes qui vont vouloir aller à tel endroit, on va les rerouter vers un autre superchargeur. » C'est pour ça que parfois, on a l'impression que l'endroit où Tesla nous envoie pour faire un trip n'a aucun sens. En fait, ça a du sens parce qu'ils savent que dans 10 minutes, tant que tu arrives, ça sera blindé. Et du coup, ils t'envoient déjà à celui d'après. Looking forward, the job does not get any easier. As you heard earlier, we aspire to a fully electrified global fleet. That fleet, from an industry standpoint, needs 9 petawatt hours of charging on an annual basis. And while Tesla charging certainly doesn't have to supply all of that, Bah, c'est le but, hein. C'est Investor Day. Hein. C'est très pointu pour les investisseurs pour comprendre ce qu'est Tesla. All of those vehicles have to have a great and reliable charging experience. So, as many of you know, recently we have started opening up our networks on a global basis. Over 50% Là, ils ont tué le game. Are currently open to other electric vehicles. We've also opened up in Asia Pacific with our first sites in Australia. And just yesterday, we opened our first 10 supercharger sites here in North America and the US to other electric vehicles. Le Magic Dock, c'est tellement brillant. We've also invested a lot to be able to make this a really easy experience for our new customers. All you have to do is sign into our Tesla app to unlock a post and start charging. We've also, on physical site changes, we've also added hardware to our sites. They're called Magic Docks. And basically that is installed in areas where we have different charging standards, and they allow for other electric vehicles to come to our site without having to bring their own adapters or hardware. We've also just started installing our 4th generation supercharger posts. Those are being installed in Europe first. And while it's not a big mention, not a big thing to mention, they do have longer charging cables so that we can more easily reach the charge ports of different vehicles. En fait, le Magic Dock, c'est assez simple. C'est qu'aux États-Unis, ils ont 2 systèmes. Ils ont le système Tesla plus le CCS. Et du coup, au lieu d'avoir 2 fils différents, dans la boîte, là où on sort le câble du superchargeur, si on est avec une Tesla, on sort que le plug superchargeur. Si on vient avec une autre voiture, on a l'application, on déverrouille le chargeur plus le CCS. Et on peut brancher la voiture. C'est un 2 en 1. Now, this chart is on an aggregate basis for the US, and it varies based on what your renewable generation sources are locally. But basically, what this shows is we want to kind of move that charging curve. And for solar and wind in this example, it means more daytime charging. And we think the best way to Ouais, c'est vraiment malin ce qu'ils ont fait avec le Magic Dock. Install AC charging that is convenient. Non, le Magic Dock ne peut pas être volé. Ça se déverrouille avec l'application Tesla aux États-Unis. Ça déverrouille. Et après, il faut obligatoirement re-rentrer de toute façon le câble. Sinon, ils vont faire payer. So summing it up, while we've spent 10 years installing infrastructure that is low cost, it's efficient, and it provides a great customer experience, we're really just getting started when we talk about supporting Master Plan Part 3. We've got a scale capacity on an industry-wide basis to 9 petawatt hours. Elle vient de dire que c'est qu'un début. Pour soutenir le Master Plan Part 3, ils vont exploser le nombre de chargeurs partout. Tout à l'heure, la question c'était est-ce que c'est le début de Tesla? Est-ce que c'est encore le moment d'acheter les actions? C'est que le début de Tesla. On n'est qu'au début, les amis. Oh, c'est quoi ça? C'est le dîner. Il est stylé le dîner. Waouh. Want to welcome up our leaders of supply chain, Roshan and Karn, to talk a little bit about that topic. Thanks, Rebecca. Hi, my name is Karn, and my team leads supply chain for electronics, powertrain, and battery at Tesla. And we've also got responsibility for indirect purchasing, construction procurement, and warehousing and distribution. Hi, my name is Roshan. I've been with Tesla for over 14 years. My team manages
vehicle commodities, solar, logistics, planning, and capital equipment. 10 years, forgot that. So today we wanted to provide you a quick overview of Tesla's supply chain and what really separates us from the typical automotive supply chain. As you've seen in presentations prior from Pete and Drew and some others, Tesla a déjà Tesla designs a lot le of the separate CCS en components that Europe. go into our vehicles. So we're not buying things that are off the shelf from suppliers. So supply chain is not purely a commercial relationship as it is in most other companies. We actually have an arm within supply chain called supply industrialization engineering. And the burden of taking a drawing, a design from concept and turning it into thousands of products produced at the right cost and at the right yield falls with this group. Of course, they work very closely with design engineering, but really the level of detail that our engineers get involved in terms of building the capability of the suppliers is pretty detailed. So, you know, once we get a new part, naturally with electric vehicles, a lot of the supply chain doesn't exist. Our engineers would basically take the drawing, turn it into a manufacturing concept, do the equipment selection, and physically go to the supplier and stay there for weeks or months, however long it takes, to basically do the line bring up. Once the line is brought up and we're hitting the right rate, the right quality, at the right yield, then we work on things like automation and yield improvement and those types of activities. So there's a big group of mechanical, electrical, industrial, you name it, engineers within supply chain, and it's their responsibility to take care of this. Now, this is a huge strategic advantage because we manage every detail of our supply chain, because we're so integrated with our partners that we know about issues before they happen. It's almost live. We've got dashboards, we've got connections, and across the 10,000 or so factories across the world that are making our components, we have a pretty good view of the health of those suppliers. And this has been a key asset in how we've been able to kind of manage things through a lot of different issues over the past couple of years. So, you know, supply chain is a game of perfection. Perfection is a passing grade. It's like you know, if one part doesn't show up, that line goes down, and our CEO finds out about it in less than 20 minutes. Tesla is very different than Apple. They outsource manufacturing, we do it in-house. So supply chain is kind of right in the middle. And perfection is increasingly elusive and very expensive if you kind of look at all the issues we've had to encounter over the past year. And today we're just going to talk about how we got through the past, and then what are we going to do going forward, and how are we going to get there. So let me draw your attention to this slide. On the left, you'll see a portfolio, our existing portfolio of products, right? At the top, you've got the S and X platform. In the middle, you've got the 3 and Y. I think everyone's more than familiar with those. And then the Tesla Energy platform, which is a very high rate of growth for us. And you see, don't forget the solar and superchargers. And solar and supercharger. Thank you, Roshan. And you'll see a reduction and then we basically got the tier 1 and tier 2 parts. This might be boring, but a tier 1 supplier is any supplier that builds and supplies parts directly for consumption in our 5 factories. And our tier 2 supplier basically does the same thing for a tier 1 supplier. So they are the supplier to our supplier. And depending on the supply chain of any one of these products, this can actually go down to the tier 6 levels. For example, if you're talking about the battery cell, we really get involved with the mines of like where we're procuring the lithium, the cobalt, and all that sort of stuff, because we're procuring such high volumes of it. So you'll see a reduction in the number of parts on the S and X platform to the 3 and Y platform. And this is because of the great work our design engineers have done of making the car simpler and easier to manufacture. In parallel, we actually had a similar strategy in supply chain. We had cast a wide net to a lot of suppliers for the S and X platform. There's a lot of suppliers that we invited to partner with us. And we used that platform as sort of a filter to see which suppliers have the technical, financial, and cultural capabilities to match us, right? Who do we invite to the party when we really scale things up? And we really dramatically reduced the number of suppliers that we were dealing with for the 3 and Y platform. And this is an approach we'll continue to do for future platforms as they come along that are even more high volume. So this has really been our approach. It's made things a lot easier. And we could figure out the suppliers that were capable of moving at our pace, and then the ones that
didn't have the desire to or the capability to. You need both desire and capability. Donc, il explique Secondly, comment ils the trouvent leurs complexity fournisseurs on the tier 2 et que level tous les fournisseurs avec lesquels ils travaillent, à tous les niveaux de la chaîne, ils les connaissent tous et ils font en sorte que tout le monde puisse suivre la cadence de Tesla. Resistors, capacitors, diodes, all the little assemblies, raw materials, that's even further down. Parce que pour avoir une batterie, il n'y a pas juste la personne qui produit la cellule, il y a la personne qui produit la cellule, un autre élément, jusqu'à la personne qui va miner la matière première. Et comme ils maîtrisent toute cette chaîne, et qu'en plus après, ils maîtrisent super bien leur capacité de production, c'est comme ça qu'ils baissent les coûts et qu'ils vont de plus en plus vite à produire. Meet the car computer. Very innocent sounding name, and it's anything but. This is an absolute monster to manage. So I think you've all seen the picture on the left of the autopilot board. That's the Il y a top of the plus de 7000 autopilot board. composons The dans autopilot board also has la a bottom, la and carte the mémoire bottom de is l'ordinateur. populated heavily with components. Wow. On the other side of the heatsink, you've got the MCU, the multimedia cluster board. This board is equally complex. It's also double-sided, 8-layered. And these boards, these computers run so hot at peak operation that they have to be liquid cooled through a heatsink. So this assembly requires taking those two boards and then bonding them to a heatsink that's hermetically sealed as an assembly, of course, flashing the software and all that sort of stuff. And then that's one part number that comes to Tesla. So this is an example of one tier 1 part number that's a very complex assembly to manage at the tier 2 level. And there's more than 7,000 components here. There's as we stand here, a component's being assembled onto a car computer every 1.4 milliseconds. The line that builds this computer is the length of a football field. So it's quite complicated. And initially, when we first started building this board, due to the complexity of it, we had to rely heavily on labor. But once we dialed in the quality, the rates, and the yield, we started focusing on making this more efficient. The only way to control cost is by removing labor. The first step is removing labor. The second step is fully automating. The third step is turning off the lights and letting the factory run, ideally. And that's going to be the goal for us here. So 95%. Ils veulent tout automatiser, We're going to be going a lot further than chez this. moins de pièces, les So installer this plus vite illustrates the et point tout that automatiser pour que ça se fasse de a plus en part plus is vite tout not seul. A part has a lot of complexity underneath it. Supply chain is a game of multiple tiers. And what's made us successful is our involvement in all the details with our supply engineers that are Tesla employees. They're Tesla supply engineers. So they're like on our payroll that go and ramp up these capabilities that are suppliers, and then just managing each and every attribute of it. 7,000 a day through the chip shortage, through the pandemic, through all the other stuff that we had to deal with was very difficult to manage. But because we had all the details, we were able to pull this off. Of course, supply chain is not just about parts. It's also about logistics and a lot of other things. So I'll hand it off to Roshan for sharing some stats. Yeah, so talking about inbound complexity, just over the course of just last year, we moved about 16 million pallets from our suppliers to our factories. Just to visualize that, if you put those pallets side by side, it could cover the half the circumference of the Earth. And talking Ils ont about bougé 16 millions de palettes. Over 1 billion electronic Tesla, components l'année dernière. get moved every 16 week millions de to palettes. support the production that Karn and team manages. This is right now, 1 billion components a week, Right. 52 billion a year. This is going to go up, by the way. And on top of that, we also have the responsibility to make sure the right component is supplied to the right service location to support the growing fleet of our vehicles. And we have about 685 service centers that these components need to show up just in time. And then we've also Donc là, ils sont en train de parler de la complexité de la logistique quand on est une jeune compagnie, qu'on est en train de croître, là par rapport à la pandémie et tout ça. Et ça va être encore pire parce que maintenant, ils vont arriver à la Terafactory. Donc c'est bien facile d'avoir des machines qui fonctionnent toutes seules, mais il faut alimenter ces machines. And it also gives us the security of supply of having multiple sources in case one factory gets taken offline. And that's how we got through pandemic also. Yep. So last 3 years were incredibly hard. Karn and I used to look a lot younger pre-COVID. But on a serious note, pandemic really changed the game of supply chain management.
we were just not being a regular supply chain person. We're rolling up our sleeves and negotiating with Ça a state été très dur governments, pour tout le monde city de managers, pouvoir s'en mayors sortir to après help kickstart le our Covid. suppliers to restart their operations. You know, there are some really inspiring stories where our supply chain team really fought hard to make sure that the factories don't go down. And it's also a testament to the resilience of our supplier partners. Having said that, you know, it was not all about resilience and never give up attitude. We had also laid the foundation of having dual sources, and also, you know, in many instances, we had many. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils expliquent vraiment toutes les facettes de leur métier, de leur entreprise. Ça passe du logiciel et aussi la logistique, comment amener telle ou telle pièce à une gigafactory ou telle pièce à un service center. It forced us to adapt. You know, we encountered issues one at a time. It was really a team effort. We heavily relied on the government relations team. You literally had to, the COVID pandemic, as you're aware, you know, happened in different countries at different times. But unfortunately, you need all the parts to make the car. So at any given point, there was one factory that was lying down. There was one jurisdiction that was being, you know, that they wanted to shut down a factory because you had an outbreak. So learning the rules, understanding, coming up with argument points, leveraging the team, and getting those, it was a difficult but good experience. Exactly. We learned a lot. Yeah, and as we were just figuring out to work with COVID, then the port congestion hit on the West Coast. Logistics lead time went up by, you know, twice the amount, and we were operating with less than 35% accuracy in the system. That means at any given point, the ETAs of the vessels were 75% off. So we figured out how to work with that, and then the chip shortage hits. Yeah, the chip shortage. That was a nightmare. But we got through it. I mean, you know, I think it's a La crise des semi-conducteurs, il dit que ça a été un cauchemar pour eux. It's mostly behind us, and I think the results speak for themselves. Tesla was able to grow production volumes at a time where the rest of the industry had a hard time staying flat. I think they shrunk, actually. Ils s'en sont vraiment bien sortis, vous avez vu. Eux, ils ont réussi à produire d'autant plus de voitures, alors que le reste de l'industrie, ils étaient vraiment en problème d'avoir pas assez de semi-conducteurs. Et comme ils fabriquent eux, ça les aide aussi. Hein. So these relationships were formed, you know, over 10 years ago, and we've really gotten to know them well. So when a shortage hit, we knew, you know, who to escalate to, who to call, who to ask for help, and really kind of swarming the issue at the point of constraint. So the best team, you know, strong relationships with vendors, and then we also have a pretty sophisticated capacity planning function. Tier 2 capacity needs to come on earlier than Tier 1 capacity. Tier 3 capacity has to be even earlier. And our team does a very good job of having that strategic alignment with all our partners to make sure that the capacity is ready before we need it. We're a mission-based company. Our goal is to put as many EVs out there. We did not let the pandemic phase us. We were full throttle. And it was pedal to the metal in terms of our demand signal. That also helped the silicon industry. Ils ont travaillé le plus possible pour pouvoir continuer à produire le plus possible de voitures. Ils disent c'est une entreprise avec une morale, avec un objectif, avec un but. Leur but, c'est de produire le plus de voitures électriques possible. This was looking back, right? This is how we got here. This is how we got from 0 to 40,000 cars a week. Let's talk about how we get to 20 million. So the question gets asked, you know, is Tesla going to basically break the chip industry if we grow to 20 million vehicles? The answer is no. But let me walk you through a logic on that. So as it stands right now, a Tesla enabled with a full self-driving computer has 4 times the silicon content of a regular vehicle. So at about the 2 million run rate, we're consuming about 700,000. Ouais, 700 millions. Je sais pas. Non, 700 millions, c'est pas par an, c'est impossible. That's how much we're using. So a little bit below a million. And the global wafer capacity based on the estimates we've seen. Faut revoir ce slide là, 700 millions là, c'est étrange. Of the industry. Not a lot. Now, if you get to 20 million, when we get to 20 million, and if we don't make any simplifications in terms of part count, which is also a separate work stream, I think Colin talked about it. Vous voyez, ils sont toujours sur 20 millions de voitures. Hein. All these different components, we're really going to simplify the architecture because simpler is better. But even if we don't do that, and we take the most pessimistic case,
we're going to need 8 million wafers, okay? And the industry is going to scale to 200 million by that point. So still, we're less than 5% of the market share. And if we run the same offense we ran all along and continue to work with our partners and invest in fabs and invest in capacity, we'll have the capacity ready by the time we need it. So I really don't see this as an impediment from a supply chain perspective to get to 20 million. Now, I would like to talk about a page that we took out of the electronic playbook and applied it to the mechanical side. Our vehicles use currently the heat pump-based technology for the thermal system. But before heat pump, our vehicles used to have a dispersed thermal system connected by hoses. Engineering was inspired. Alors moi, vous voyez, ma Tesla Model 3, elle n'a pas la pompe à chaleur. J'ai le système de la Model S. Where 60% of the system was the size of a basketball, where it contained about 100 components, 50 sealing interfaces, and several different manufacturing processes, all were packaged into this tight size. Now, why are we talking about this? Well, we launched this system right during the outbreak of the pandemic in Model Y. The team was forced to manage 100+ components from different suppliers around the world remotely. So there are 4 videos playing at the same time. One is the video of the manual line that was created when we started the production. And this manual line produced a lot of quality issues, let alone throughput. So we quickly pivoted to a semi-automated line. But in spite of that, although the throughput was great, the quality issues sustained. So our team decided that tout manuel, semi-autonome, il y avait encore des problèmes. Et ils sont allés complètement automatique et maintenant il n'y a plus de problème sur les Tesla. C'est pour ça qu'elles sont vachement mieux maintenant les Tesla qu'avant, parce que c'est beaucoup plus fait en automatique. Where at this point, now when a part gets spec'd, we have the ability to create a 3D simulation of all the complex sub-assemblies that would be involved in making the part, and tell the suppliers exactly what equipment to purchase. Ce qui est fou, c'est que l'image en bas à gauche, c'est une simulation. C'est du fake. Regardez, ils ont créé par simulation ce qu'ils voulaient faire, quoi. C'est Iron Man. Il crée d'abord en simulation et après il crée en vrai. C'est fou. Factory layout, and then we, after a back and forth of iteration and optimizing the processes, l'intérêt de la pompe à chaleur, c'est qu'on consomme beaucoup moins d'énergie pour pouvoir chauffer et refroidir la voiture qu'avec une résistance. Et en plus, c'est beaucoup plus compact et ça coûte moins cher. 99% reduction in labor force. So, a line that would avec une need pompe à chaleur, 1 kW consommé, c'est 4 giga. 1 kW consommé, c'est 4 kW d'énergie. Et ça chauffe aussi bien une pompe à chaleur, oui. On déplace l'énergie, on déplace la chaleur de l'extérieur vers l'intérieur plutôt que de la générer. On va la chercher à l'extérieur, on la compresse et on la met dans la cabine, dans la voiture. On comprime l'air, on comprime la chaleur. Factories are the size of 2 football fields, by the way. Roshan had to one-up me on that one. 99% 2 football fields. So why are we talking about this? In a world where Pourquoi on parle de ça? labor Tiens, ils vont costs faire la are réponse. increasing, labor participation is decreasing, there's a huge turnover, and the cost of implementing automation is going down by 3x in the next 10 years. This is how we are thinking about complex assemblies, and we are going to push this type of thinking into our supply base more and more, who will be building our complex assemblies. This is the only way we think we can confidently scale to the 20 million vehicles target. Ils veulent vraiment aller à 20 millions de voitures, c'est pas une blague. Hein. Ce qu'ils avaient dit au Battery Day, c'est pas une blague. Et ils sont obligés d'aller de plus en plus vite et d'automatiser le plus possible, sinon ils n'y arriveront pas. Ou alors ils y arriveront, mais ils feront de la merde. Il faut simplifier. Moins de pièces, moins de composants, moins de pièces, moins de composants. Faire plus avec moins.
Et il faut que toute la chaîne d'approvisionnement suive la cadence. Ça, c'est vrai, ça. On n'en parle pas assez de la chaîne d'approvisionnement. There's a lot of mental scar tissue, as Elon calls it, through that process. But now that we're at that level and the foundation is set, going from 40 to 400 is not gonna, it doesn't really phase us. We have a capable team. We've got capable external partners that have gone through hell with us. Ouais, 20 millions par The an. leadership team is galvanized behind the mission, and we're gonna get it done. So I'd like to thank you for your time and hand it off to Drew and Tom for the next presentation. Thank you. On approche de la fin, les gars. On approche du dernier truc. On va pas me faire croire qu'une fois que le cercle va être pas fait, il va pas y avoir une belle annonce, à mon avis. And I've been running the company's business in Greater China and APAC. Today, I'm representing all the gigafactories and talk about how we can make more cars and faster. Ouais, ça c'est vrai aussi. So right now, we have 4 vehicle factories on 3 continents to serve our markets. The total number of manufacturing employees is over 65,000. 4 usines, This is also 65 000 including our personnes. amazing team in Reno. They are making powertrains, battery packs, or drive unit for our vehicle factories. The total Et ils ont installed capacity environ in 2 all these millions de vehicle voitures factories about 2 million cars a year. en That capacité. said, we're always looking for opportunity to grow more capacity Ils from the veulent faire existing x10. footprint. Vous So imaginez, we ils veulent faire expect this x10. number will grow over time. To build more factories is the start to building more cars, and we're certainly the expert of it. This is the before and after image. Ça, c'est Shanghai. Showing you the progress we made Oh, back c'est in fou. 2019 when we built a gig factory Oh là in là. Shanghai. La So Gigafactory in de Shanghai, 9.5 comment ça a months' time, changé? we built a greenfield project to establish the vehicle factory. And 3 months later, we started to deliver our first customer vehicle. People always ask me, how Tesla can build a factory that fast. Really, we learned from our Fremont factory a lot. We talked to the survivor from the production hell and try to avoid all the mistakes we made. We decided to design Dites-moi a juste si straight vous line entendez with toujours minimum aussi number bien of up and downs le and son turns du for live. easier Moi, j'ai baissé parce que manufacturability and easier je commençais à être construction. sourd dans mes We écouteurs. also challenged all the assumptions people ever know to build a vehicle factory. When we delete and simplified all the redundancies and the buffers, that's helped us to save a lot of time. Also, we have a very strong in-house construction team in Tesla. If there ever a job cannot be done by others better, and we bring this in-house. So we have this in-house pour votre construction réponse. team, have a full control over all the activities on site, from design, engineering to construction, site management. So this team didn't just build Giga Shanghai, they also built Giga Berlin, Giga Texas, and Giga Nevada. They're really the hero behind the scenes. Like Lars shared earlier, going forward with the new platform, C'est exact. more modular design, C'est tellement and ça. densified gigafactory, we'll be able to make more cars from even reduce the footprint. That also means we can build more factories at the same time. With the joint effort of all manufacturing teams around the globe, I'm happy to share, early this morning, we hit the 4 million mark for total Tesla ever built. And Wow. the 4 millionth vehicle actually built in this factory. 4 millions de Tesla ont été produites. Excellent. All right. So it took us 12 years to build the first million vehicle. 12 ans pour faire le premier million de voitures. 18 months to build the second million. Et 18 mois pour faire le deuxième million. Just shortly, less than 7 months, we built the 4 million cars. Et 7 mois pour faire le dernier million. C'est clair. Courbe exponentielle, exactement. S-curve. C'est incroyable. Et maintenant, ils vont faire 2 millions par an. Wow. 6 mois maintenant. You have 600 robots, 10,000 trained employees, or 5,000 human and 5,000 des beaux chiffres, ça fait plaisir. And hundreds of processes, you can do it. Sounds simple, but it's extremely hard. So there's 2 key metrics that we predominantly focused on. It is the
Et vous avez vu, alors le côté gauche, on voit l'output, la ligne en haut, là, c'est le nombre de véhicules produits. Et en bas, le temps pour les produire. Au fur et à mesure qu'ils produisent de plus en plus de voitures, mais ils mettent de moins en moins de temps pour les produire. On voit la différence entre Fremont et Shanghai, hein, c'est dingue. Fremont sont beaucoup moins efficients. Production time on a good quality product versus the planned productive time. The higher, the better. 45-second cycle time. That means you expect every 45 seconds there's a car running off the final assembly line in the factory. And 45 secondes, toutes les 45 secondes, il y a une voiture qui sort. Ah, c'est fou. If you look at the chart on the Ça, c'est right, Shanghai on the alors, hein, left, 45 secondes. Shanghai, be able to significantly drop our labor hours per car during the ramp. The little dip there has happened in the last Q2 2022 because of the COVID shutdown. And on the right is the Fremont Model Y shop. Even this Il is dit la petite baisse qu'on voit là, on a sur Shanghai, la chute là, c'est pendant qu'ils ont fermé à cause du Covid en 2022. Single point of failure and drive higher output, hence reduce the labor hours. And actually this Ils ont fait de grosses économies en 2022. Hein. Ils produisent beaucoup plus pour moins de temps passé à produire les voitures. C'est dingue. Ouais, félicitations. Hein. So, how can we reduce the cycle time, keep improving efficiency? We follow the philosophy Elon shared about building rockets, which is questioning, basically find the right problem to solve, and we start with delete, simplify, then we try to accelerate, pressurize the line, and find if the solution actually work. And at last, we think about the automation. There's one example in Gigafactory Shanghai. In the paint shop, we find that there's a overlap baking range between the PVC sealer and the top coat. It was done by 2 different ovens, and we decided to combine the 2 processes. Eventually, that helped us, didn't just help us to reduce the cycle time, but also save the 9% of energy consumption and the 9% of the CO2 emission. Also, we commonized the SNX design in Fremont. Right now, we have a common body and common headlamp. We eliminated about 40 parts and reduced about 10% of the cycle time. So all these improvements really help us to get to a faster ramp trajectory. And we didn't just learn from these high volume existing factories, we also learned from the new factories. Most recently, moi, je trouve que c'est passionnant ce dont ils sont en train de parler. Si vous êtes fan de Tesla, que vous adorez la marque, que vous adorez vraiment Tesla comme un groupe, vraiment la compagnie, l'entreprise Tesla, c'est un truc de fou. Il y a tellement de choses, c'est impossible de résumer tout ce qui se dit. C'est vraiment ultra passionnant. Right now, we have an integrated global organization from production all the way to sales and delivery service. This will help us to strengthen feedback loop between manufacturing and the service. We obviously want to bring a delightful for customer ownership experience to our car owners. And with this direct feedback loop, we be able to turn customer escalations and the feedback into quick actions, improvement on the shop floor immediately. With that effort, in the past 6 months, we'll be able to reduce the time in service and early ownership service, also service appointment wait time significantly. So 4 factories, not enough. If we want to hit the 20 million car Alors. Et oui, c'est pas assez d'avoir 4 usines, hein. Mon petit gars, Austin, Berlin, Shanghai, Fremont. C'est pas assez, on veut avoir des infos, on veut avoir des news. Vas-y, parle-nous de celle... Parle-nous de celle du Mexique. Please. Ce soir, ils sont en train de terminer la boucle, là. Une fois qu'ils auront terminé la boucle, on aura des news. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Carrément. More to come, bien sûr. Yeah, we're not just talking about new vehicle factories, but also new cell factories. And we're going to talk about how we follow the same model when we do so. But first, I thought I'd just provide a little bit of an update on cell production. So remember Battery Day, we showed this
video with the spoon and how we went from dry powder to film. There Let's is just no say spoon. there's no spoon now. Ah, So, c'est tellement drôle. many of you in this room saw this on your tour today, but here is our dry electrode machine Wow. here in Texas, one of the lines we have installed here. Voilà comment ils Fully fabriquent les cylindres automated, 4680, no spoon, le from top du powder top. and foil in to coated electrode out. Regardez ça. Ils ont dit, hein, ils veulent produire des voitures aussi vite et sur le même système que la rotative pour faire du papier. Oui, ça marche exactement sur le même système. Ils produisent à la chaîne des kilomètres d'électrodes sèches. We've also continued to focus on refining the way we make cells and the factories that the cells go inside. As you can see on this chart, from typical 2170 cylindrical cells to 4680, we made a huge leap, which is basically a 5x reduction Ça, c'est dingue. in factory Ça, footprint. je screen, c'est fou. And volume and footprint. And then from Ils sont going toujours en from train what de we did travailler in sur des Fremont and our nouvelles pilot gènes de line to 4680. Texas, we Ils prennent improved 2 further and points we're en moins de improving place again au sol when we pour go into arriver à en Nevada. produire la même And quantité. what C'est this fou. actually represents is a series of actions taken by a very integrated, holistic design team across the product design, the GFNV. manufacturing design, the process design, the equipment design, and the facility design. They all need to work together to make this happen. GFTX. And you can see on the bottom, just as an example of simplicity up, investment down, and scaling up. Parts, we've reduced the number of parts in the cell, the number of processes. Ils améliorent significant toujours ces reduction in the cellules, c'est number of fou. processes. And Quand les collaborating 4680, with sont those déjà en five train de se design faire. groups, Hein. we've been able to Ouais, je fais des screens pour le podcast, t'as raison. Mais bon, là, il y a les sous-titres, alors j'en referai d'autres. Je sais pas comment on va faire, hein, Mathias. Pour résumer ça, c'est tellement fou. And we can go and scale, to our objectives of, 240 total terawatt hours, 1 terawatt hour a year of stationary storage and 20 million vehicles a year, with the scalability that is required to achieve our goals. Ok, là, il a lâché un truc, là. Il a lâché un truc. Hein. Ils veulent faire 20 millions de voitures par an et 1 TWh pour faire du stockage. Ils ont dit qu'ils voulaient faire 3 TWh à l'horizon 2030. Et là, il a lâché que 1 tiers, ça serait pour faire du stockage stationnaire. Hein. On n'est pas fou, hein, on l'a entendu. Hein. The facility will start commissioning by the end of 2023, this year. This is a good example of something where we're basically talking about breaking ground and starting commissioning within 10 months, and with actual production within 12 months. That's the target, similar to what we did in Shanghai. Again, the result of collaboration and internal execution of construction in partnership with local communities. This site is 30 minutes from the Corpus Christi port. It's located directly on rail. The process route we're taking is C'est une raffinerie de lithium, ça? C'est ça? Côté d'Austin, c'est ça? J'ai raté un bout, là. Oh, yes. We're designed to consume lithium spodumene, which is a very commonly traded lithium rock, but it is flexible to other feeds from primary and secondary sources. And similarly, we're working on our cathode facility here in Texas. Maybe you've seen it as you're driving around, which is a 60 gigawatt hour a year cathode facility behind the main building here. 10-month build time there as well. The equipment's being installed for the first line as we speak, and will be commissioning 60 gigawattheures par an pour faire la cathode. Un building qu'ils sont en train de construire. Our plan is not to do it always. There are lots of competent companies out there, but we are also trying to sort of accelerate the pace of the industry by trying some new things that are a little bit more scalable, and de-risking certain innovations that improve productivity in terms of capex per gigawatt hour and things like that. And with that, I think that sums up our efforts on the factory side. Mike, you want to come up and we'll talk about energy? Là, ça me plaît, là. Ils vont parler d'énergie. Oh, ça me plaît. Parce que, bon, les gigafactories, ça me plaît, ça m'intéresse. Mais la transition énergétique, ça passe par l'énergie. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas encore parlé des panneaux solaires. Ils n'ont pas encore vraiment parlé du stockage. Ça, à mon avis, ça me plaît. Megapack. Allez. I'm excited to talk to you today about the Megapack product and the business and some of the exciting things we have ahead of us. From the beginning with this business, we have always focused on building successful projects for our customers and not just the batteries in the box. We've built a hardware and a software platform that is able to adapt to environments all over the world and that is able to scale from small island projects to large gigawatt-hour scale batteries.
We've invested our time and our talent to Il va falloir best qu'ils améliorent understand la every capacité de aspect, production pour faire les every step in the power walls. Hein. On en process veut chez and nous des every power walls. Hein. risk of a project to ultimately provide a solution that is thoughtful, intuitive, provides great value to our customers, and is as plug and play as possible. And yeah, just looking at these projects, it's incredible to see them all come together in one montage. Seeing the future. Yeah. Compressed. It's 10 years of building these projects, and it's incredible to see the impact and to see what we have in front of us. Absolutely. We're on our 6th generation of our industrial product, which is the Megapack XL. Regardez ça, that c'est we're quoi building ça? out of the Upcoming Lathrop, product en California. 2023. Il y a des trucs sur We've l'énergie deployed aussi. over 16 gigawatt-hours of industrial C'est residential quoi products le across truc 50 là? C'est un countries. nouveau. And C'est really, un nouveau. Megapack is a market leader. C'est un nouveau power It's wall best in à class droite. in efficiency, reliability, Il y a energy un nouveau density, Megapack et un nouveau power and wall, non? easiest to install, lowest cost to install. And we call it XL because it is actually the largest, heaviest object that you can transfer around the roads of the world without, having to shut them down and get crazy permits and things like this. So it is extra large, and there is not Ouais, going to donc be ils an parlent du XXL, Megapack, let's ils just sont say it that way. fités, enfin ils ont la taille exprès pour pas avoir There's à been incredible modifier demand les for the routes et tout ça, project, or ça for passe the sur les product. camions normaux. 2023 is going to be a C'est great vraiment year. We have un gigawatt-hour standard de scale taille projects being exprès pour built. faciliter The Lathrop factory l'approvisionnement continues to scale et and ramp up, and l'installation there's de new ces products on the Megapacks. near-term roadmap, Megapack so a 2, lot to look forward to. Megapack double XL. How did we get here? Number one, a maniacal focus on all aspects of delivering stationary storage. Waouh! What do we mean Ah, by c'est that? trop What are beau! some examples? As Alors, you see comment ils here, the font? Megapack enclosure, for one example, we designed the wireways directly into the base of the enclosure. So typically you need to Mais install c'est a bunch of encore une fois, conduits c'est and cables under the incroyable. ground. Ils sont les Now you seuls can à lift arriver à them faire up des and install Megapacks them comme ça, directly et là into ils the te base, montrent de l'intérieur comment c'est foutu. increasing the Ils speed te of montrent deployment and exactement lowering the comment on fait pour cost. le faire. Next, we see the batteries and C'est the power dingue. electronics. And the power electronics is really C'est the dingue. beauty and the elegance of the Megapack. So this is what converts the DC power to AC power on the grid. Comme quoi The ça montre brain is qu'il built suffit pas de directly savoir into comment the le faire product. pour arriver à faire quelque chose. Hein. It is able to connect to any Même grid en in le the sachant, les world autres n'arrivent right pas à out le of the faire. box. It allows it to all the Megapacks on a given site to work as one unit. Rien que ce produit-là, And really, c'était it's what makes it what it is. I incroyablement think it's the bien most fait, quoi, incredible feature l'ingénierie. C'est of the ouf. Megapack. As you build out the full site, what we end up with is the most energy-dense solution on the market, upwards of 300 megawatt hours per acre. And just as a frame of reference, this solution is 2 times more power dense than a typical gas peaker plant. So this is the future. This is where we're going. This is the product that retires the fossil fuels. Yep. One power plant at a time. We talk about power electronics a little bit more. Tesla is a leader in power electronics. We've deployed over 1.4 terawatts across energy storage and vehicle. And we deliver more power electronics than the solar and the wind industry combined on a per annum basis. And power electronics, it's hard to overstate how impactful they are. They are really the glue in the sustainable energy economy between generation, storage, and the end use. Those power electronics devices are switching, thousands of times per second, hundreds of thousands of times per second to efficiently react to whatever is needed, either in the car or in the grid. And because they are so sort of software driven at their core, they can provide functionality that hasn't been available to the grid in the past. And it's one of the reasons why renewables and storage together are such a great solution. Yeah. And one reason that we focus on power electronics and control so much is because of the impact that it has on the projects directly. So just as an example here on the left, we have a firmware feature that we call virtual machine mode. And what virtual machine mode Il parle vraiment de tous les is aspects de it l'entreprise. Hein. C'est contributes to passionnant. grid stability like a car's shock Donc là, ils sont en absorber train d'expliquer that maintenant dampens comment les oscillations or Megapacks qu'ils sont en train vibrations d'installer, déjà and keeps comment the ils sont ride faits, smooth. comment ils les installent, So you can et imagine quel est leur if you don't intérêt dampen et those comment ils arrivent avec vibrations, leur the vehicle could lose logiciel de control prédiction or pour aider le someone could get réseau, hurt. pour On the aider le grid, réseau dans les you could have a fréquences, blackout. pouvoir charger, We have one grid décharger pour operator éviter that's les utilizing coupures de virtual réseau. machine mode and said they will not operate their grid at 100% renewables unless they have this feature, unless they have virtual machine mode working. Yeah, and They tried and it didn't work very well. Parce que c'est pas tout de mettre des batteries, hein. Il faut qu'il y ait de l'intelligence artificielle derrière pour pouvoir savoir quand les charger, les décharger. Ça, c'est ce qui manque par exemple à mon système EcoFlow.
mes batteries se chargent et se déchargent selon l'heure de la journée. Ou s'il y a une coupure, voilà, si j'ai une coupure, j'ai mon système qui va prendre le relais. Mais la charge et la décharge, hormis ça, elle n'est pas intelligente. Ça ne peut pas se décharger en surplus de mes panneaux solaires. Ça ne peut pas se charger quand j'ai de l'excédent de panneaux solaires. Ça manque encore un cran d'intelligence. AutoBidder is another software feature I wanted to mention. AutoBidder is an autonomous energy trading platform that in its most basic sense is buying energy low and selling it high, and the owner can net the difference of that. But operating battery storage is actually very complex, needing upwards of hundreds or even thousands of decisions every 5 minutes. It's much more complex than a solar plant or a wind plant or a thermal battery or thermal generation plant. And it's mostly because of the versatility and the ability of the battery to provide so much value in different ways that these decisions need to be made in real time in order to optimize and get the most value out of the battery as it can. So there wasn't a solution that existed in the market, so we built one ourselves. In the market that we've been Il y a un système de refroidissement dans le méga pack et des ventilateurs sur le dessus et c'est refroidi liquide. Second point of how we got here. A relentless focus on speed of execution, and there's 2 points to be made here. First one is in Non, il n'y a pas de nouvelle Tesla pour l'instant. Ils sont en train d'expliquer comment Tesla va arriver à 20 millions de voitures par an et comment ils sont en train de bouleverser le domaine de l'énergie. Là, on est en train de parler de l'énergie avec les méga packs. Il y a eu beaucoup d'informations sur comment Tesla produit ce qu'ils sont en train de produire, comment ils sont efficients, comment ils améliorent leurs produits. Ils ont parlé de tout ce qui est donc, production des voitures. Ils ont parlé aussi de l'autopilote. Et là maintenant, donc, on est le Megapack Factory. En fait, ils sont en train d'expliquer toutes les gammes de l'entreprise. On a vu un cercle et certainement qu'on aura des infos dans quelques minutes maintenant là, qui ont fait le tour de toute l'entreprise. En tant que fan de la marque Tesla, la vraie marque Tesla, je trouve que c'est ultra passionnant. Si vous êtes passionné par la marque Tesla, par tout ce qu'ils produisent, c'est passionnant. Et d'ailleurs, on voit les petits ventilateurs là pour la question tout à l'heure, si c'est pas trop chaud. Reducing that time from when the Megapack leaves the factory to when it is operational on the grid. And it's not just about centralized storage, it's also about distributed storage, the future roadmap of well, at least here at Tesla. And maybe some of you know about this sort of retail plan we have here in Texas, and I just wanted to talk a little bit about how that all fits together. So Tesla Electric really on a été quand même teasé sur les futurs modèles. Hein. Il y a eu 2 modèles qui sont sous bâche, qu'on en a vu. Enfin, on les a pas vraiment vus, on les a vus sous image comme ça. Et il y a eu 2 produits aussi sur l'énergie. Another Tesla Electric setup that we have. Over 2022, it's 5,000 customers that Là, il y en a un des 2, pour moi, c'est un van. Hein. Quand on voit la taille du truc, il y a une petite compacte et un van. Ou alors, c'est soit un van pour vraiment transporter des objets, je pense, ou alors c'est un genre de van, vous savez, comme on voyait pour le Boring Company. Le Boring Tunnel, à un moment, c'était un truc de transport à plusieurs. Ça peut être ça aussi. Hein. Ça ressemble quand même à la petite navette qu'ils avaient dans les premières images pour le Boring Tunnel. La Boring Company. Et d'ailleurs, Elon doit parler de la Boring Company. Hein. Il n'a toujours pas parlé. Hein. Donc, à voir. À voir. To bring their energy services to the grid. Il y a peut-être une petite voiture et une voiture autonome, une navette. Hein. Genre un minibus, un minivan. Et un minivan, il peut servir de van pour transporter les marchandises aussi. That compares to 30% in Texas, 35% in California. But this is an indication of where this is all headed. Of both centralized and distributed storage resources, providing the key to unlocking fully renewable grids. And Tesla Electric is the retail plan that we're using to bring that to bear for our customers that have our products. And you know, this is how we're rolling it out. First, as it exists, it's available for in Texas for people who have power walls in their homes.
But we need to extend beyond that. Over 1 billion people live in markets with competitive retail electricity. And there's over 2 trillion in annual energy spend in these markets. This is a huge opportunity. Ok, là, c'est And sur le our Powerwall maintenant. intention is to bring this to, market by market in the same way that we Tesla approach électrique. Tesla Insurance, where we can bring value to our customers to reduce their total cost of ownership of our products. So actually what we're going to do next, and this is pretty exciting here in Texas, by this summer, we're going to offer a retail electricity plan to people who have our cars where they can have unlimited overnight home charging for $30 a month. This is part of reducing the total cost of ownership of our vehicles. Quoi? And the reason why we can do this is because Texas has a ton of wind. And in Texas, the wind blows Pour at night. $30 So par actually mois, tu serving peux these customers charger with chez electricity at toi night de for their façon cars illimitée ta is the voiture. best thing to do for everyone. So this is a way What? to incentivize people to charge at home at night directly from renewable power. It's part Waouh! of Et the ça grand rechargera qu'avec master les plan we énergies talked about renouvelables at the parce qu'ils ont beginning. beaucoup de vent. So Donc ça we're very permet excited about this. de And we do see this transférer similar to l'énergie Tesla électrique Insurance, as I qui est said, produite to la further nuit dans le reducing vent, the total cost of dans les ownership of voitures. electric vehicles. Et du coup, de moins utiliser aussi le réseau de superchargeurs So et putting le this all réseau de la together, journée. we're really at the Donc ça sera beginning of 100% this, renouvelable massive ramp in et energy storage utilisé deployment. par les voitures. And $30 par mois, Yeah, reflecting illimité. back on the Wow. master plan, we talk about needing tens of terawatt hours of stationary storage. So We're here. we have our We achieve sights Tesla set storage on deployment. annual production rates of 1 terawatt hour, which is 25x our capacity at Lathrop. In the near term, we see really strong demand for the Megapack product, over 100 gigawatt hours per year in 2023, and growing by over 100 gigawatt hours per year over the next few years. So the demand is there. 100 And gigawattheures naturally, as we continue to focus on cost and speed and value, the things that we mentioned, 2023. it's clear we need to build more capacity and we need to ramp it quickly. Ah voilà, alors tu vois, il est en train de te dire on doit produire plus de capacité. Donc maintenant que vous nous avez dit comment vous produisez, comment vous avez amélioré votre capacité de production et que vous devez produire plus, maintenant on veut savoir comment et où, bon sang. C'est pas possible. C'est pas possible d'être teasé comme ça. All right, and Laurie? Vous étiez nul, vous étiez inefficient, vous produisiez à la main, vous produisiez mal. Maintenant, vous êtes plus efficient. Vous produisez avec des machines et vous êtes ras la gueule de production, vous êtes ras la gueule d'idées. Alors maintenant, on veut savoir quoi et où et comment, bon sang. Now we have an active and engaged board and management team. We've met with you, and today is the culmination of that. We've heard you, which is why we're excited to share this Investor Day with you. Now you will hear more from our board at the appropriate time, but for now, I'm excited to introduce Laurie Shelby, who's going to discuss sustainability and our employees. Laurie? Thank you, Brandon. Hi, everyone. My name is Laurie Shelby, and I lead the Environmental Health, Safety, Security, and Sustainability team. I've been with Tesla for 5.5 years. So I'm going to talk about Tesla's impact. Ouais, je pense. And of course, that starts with our awesome team members. So you've heard a lot today about our amazing products, our process, our software. You've seen lots of numbers and lots of graphs. You've also heard a common theme, and that common theme is that Tesla's team is what drives our success and makes a difference. Whether you're in our factories, in our sales, service, and delivery centers, our warehouses, or in the field, you can see and you can feel Il remercie les the employés. collaboration Il that's remercie happening. les employés And you also can et see les équipes the de Tesla. pride that everyone has in working for Tesla. So before I go on, I want to give a big shout out and a thank you for our Tesla team globally. So let's. Bravo. Bravo aux équipes de Tesla pour déjà là où ils en sont. That was great. Thank you. So we are creating a lot of meaningful work through our jobs. We're a huge employer and we're growing every day. 129 000 We're at ils sont. 129K. Waouh. And more than half of our team works in vehicle Et quand j'ai manufacturing. investi dans Tesla en 2015, ils étaient quoi? 17 000? Of our team is c'est drôle. based in the US. People want to join our mission, and we need Ça, c'est to fou, ça. grow, and we need to hire the best US people. Engineering Students Engineers Ranking. want to work for Tesla. Look at number 1 and number 2.
Numéro SpaceX and 1, Tesla. SpaceX et après Tesla. In Waouh. 2021, we Ils got sont devant la 3 NASA. million Lockheed Martin, applicants. Boeing, Apple, 3 Google, million. That's Microsoft. incredible. Northrop Grumman, ça c'est tous And des our gars qui travaillent dans le spatial. our culture at Tesla is anyone at any time can raise an idea or make an improvement suggestion across safety, people, cost, production, quality. Because we have a very simple process called take charge. And take charge is really employee engagement. And as take charges go up, as you can see in this graph, injuries go down. And you know why? People who do the work, the people who do the work know how to improve the work. Sustainability is everything. It's our mission. You've heard about it all day, Alors, part of our master le plan. soleil, But at Tesla, we don't panneaux just solaires. On n'a pas vu parler, hein. Ils n'ont pas parlé des panneaux solaires. Hein. Faut remarquer qu'ils n'ont pas du tout parlé du solar roof, mais ils leur pas du tout. Autobidder, énergie software, les cellules, les voitures. Avoided 8.4 million metric tons of greenhouse gas. That's Wow. equivalent to taking 1.7 million ICE vehicles off the road for a full year. Yes, yes. We're also focusing on doing really good work and driving sustainability into our operations. We have year-over-year reduction in our water use, in our waste, and we're growing and building a renewable energy program within our operations, just like supercharging, as you heard. So it's not just about our products, it's the way we make our products, both. C'est pas la pire conférence, c'est la meilleure conférence. Tesla, our company, is solving both sides of the clean energy equation. We've got the clean generation, the clean storage. We also have zero emission transport. As this slide shows, from 2012 to 2021, our products generated more energy Tellement complet comme that was conférence, c'est consumed incroyable. by all Tesla vehicles and our factories. It's amazing. Yeah, I like the claps. Yeah, I'll take claps. Ils produisent plus d'énergie qu'ils n'en consomment en fait. So Chez our Tesla. vehicles use less emissions than gas-powered vehicles. Even in the worst case scenario, 100% coal grid, the Model 3 Les énergies has renouvelables less et le emissions than the average solaire, gas vent et car. batterie, ça coûte moins cher que le nucléaire. Hein. And we're C'est only c'est gonna moins cher. get better. You C'est la heard façon la about moins that chère de today. produire de l'électricité, c'est Every le solaire. product we make is more efficient. Every factory we build is more sustainable. Wow. So it's only going to get better and better. So as we build our zero emission future, we've been talking with our stakeholders, with our shareholders, about how do we improve our reporting framework. On s'en fout que ça soit And we are pilotable ou pas. aligning with the TCDF. On stocke, on change, on consomme par rapport à la demande et pas par So rapport à we're l'offre. aligning with the TCFD, which I know many of you have been Je charge ma asking us batterie de about. voiture quand il y a du I also solaire, want quand you il y a to du stay vent, tuned because there's going to be much more et on stocke. coming in our impact report. So thank you all. And up next is Zach Kirkhorn. Thank you, Laurie. All right, so this is our last Il y a du section solaire of our partout. prepared remarks today. Il y a du solaire partout. We'll kind of Avec les take what we've interconnexions. discussed today and summarize it at the corporate level for our financials. Maybe before I jump Après into des the microgrids, details des here, micro-réseaux. we've never done an investor day as a company. We've never brought our leadership team out and asked them to talk about the things that they're working on. So, I feel very fortunate to be able to work alongside this group of people and support their teams. And I also just want to thank them, they're in a room in the back listening to this, for all of the work that they put into today and getting the company to where it is today. So thank you to the Tesla team. When we were preparing for today, folks were asking,
well, Zach, what should we talk about? And really, the only De toute guidance façon, que we vous le gave vouliez ou folks non, is, hein, le well, 100% talk about the renouvelable, things that c'est you're working possible, on and talk c'est en about train it de in se the faire et ça context coûte of moins the cher Merci que le plan. reste. Et nous, en France, on est And biberonnés, what did almost everybody complètement talk about today in great exploser le detail? cerveau avec All of the le work that they're nucléaire. doing to take cost out. Et c'est en train de Because disparaître, hein, de toute in façon. this Même si la France, industry, elle en a rien in à this foutre qu'elle continue au business, nucléaire, on s'en fout parce que le you reste du monde survive or part you vers les énergies die renouvelables. based Donc, upon the que ability le to vouliez ou que manage vous your ne le vouliez costs. pas, c'est en train de So se I'd faire et like ça to va se talk faire comme about ça, de toute cost as façon. well. Et le réseau, il est tout à fait stable en étant 100% If we renouvelable. look at La our Grèce, ils ont longest été running renouvelables pendant plusieurs scale heures. production product, L'Australie, this is the ils ont Model été 3. renouvelables pendant 10 We jours reached d'affilée, 5,000 100% cars per renouvelables. week, Ils n'ont which pas eu was de our problème de design stabilisation du capacity réseau. in Donc, dire mid-2018. qu'il faut absolument du nucléaire pour stabiliser le And réseau, since then, we've c'est taken complètement 30% bidon of parce que ça cost marche out of très this bien avec du product. 100% renouvelable. And there's 2 points I want to make about this. The first is that cost reduction, as you have heard throughout the course of the day, is deeply ingrained in our culture. And I think one of the most important reasons why we are here today as a company. The second point that I want to make is that when we're working on cost Nous, on fera un reduction, récap à la fin, oui. it's easy just to take cost out and make our products worse. But we have to take cost out and improve our products at the same time. This is the hard thing to do, but it's the necessary thing to do to continue to move forward. And if you look at a version of a Model 3 that we've built today, and you compare it back to a Model 3 that we built in 2018, there's a long list of improvements that we put into the car while also taking cost out of the product. Cost reduction doesn't just come from one place. Les There's Allemands, ils sont en no train de fermer les silver centrales à bullet charbon here. comme aux États-Unis. On en parle souvent sur la chaîne, pourtant dans les rapports. Les centrales à charbon sont en train de fermer un petit peu partout, sauf qu'il faut laisser le temps au temps, forcément. We've improved productivity. So in our Fremont factory, we are twice as productive now as we were. Là, on n'est pas à in 100% encore. La 2018. transition énergétique, elle n'est pas We've made a lot finie. of progress Donc on aujourd'hui, c'est overhead 10 jours. Après, ça sera efficiencies and 15, ça product sera 20, ça improvements sera as we've 30, discussed. ça sera un mois, ça sera And a 6 long mois. list of other Et vous avez things, bien vu, là, il including faut produire localization, énormément de our batteries factory in et produire Shanghai. beaucoup plus d'énergie renouvelable And pour as pouvoir we arriver à ramp 100% up renouvelable. volume and as we Aujourd'hui, on find n'y est clairement pas, donc c'est efficiencies, pas we work possible with our aujourd'hui suppliers to do d'être the en renouvelable same. parce que 100% And that renouvelable leads to 100% material du temps cost parce qu'on n'a pas reductions that improve la the capacité affordability of our nécessaire et on n'a products. pas le stockage nécessaire. C'est justement tout le And sujet as de la we look conférence de forward ce to our soir, hein, les next-gen amis. vehicle, C'est comment on fait pour our être 100% target is to renouvelable. reduce C'est ce qu'ils sont en 50% train de of faire voir cost, and we aujourd'hui. talked about that Consommer a moins bit d'énergie, earlier la today. en produire en From énorme going quantité et from arriver à la the Model stocker. S and X C'est platform to the exactement le 3 and Y sujet de ce soir. platform, we took out 50% of cost, so the task here is to do it again. And this is very important Ils because n'ont as we absolument improve pas affordability, parlé de nucléaire un the seul number instant. of customers who have access to our products dramatically increases. And as we link this back to our master plan, it enables an exponential growth in our volume with linear reductions in the cost of our products. The second point I'll make here is that, and again, cost reductions don't come from any single one place. And so you can see the buckets here on the vehicle side, battery and powertrain, manufacturing cost reductions, De and toute façon, la voiture These buckets électrique, are relatively une voiture equal in électrique size. qui ferait And so 500 in order to km, take 50% of en cost out of a 2012, tout le monde product, we have disait to go c'est through impossible. everything. Ça n'existera jamais. On ne pourra pas faire 500 km avec une voiture électrique et la recharger en But 20 more minutes. importantly C'est than impossible. just the Bah, cost si. of the car up front, when we're transitioning to a sustainable economy, particularly with vehicle ownership, it's really important to think about the lifetime cost of the products. And this chart here is showing what the total cost of ownership per mile is over the course of 5 years. And we have to think about financing costs, insurance costs, the cost of power. Drew talked a little bit about that with the plants that we're doing in Texas. Wear and Il y a tear des and fans de Jean maintenance on the Covici, là, le cars, redoublable, ça etc. passe par la décroissance. And C'est we're already at a exactement place l'inverse today qu'on est en in the train de faire US voir where a depuis base Model 3 on a cost per mile 3 heures et basis demie qu'on est en is live et less than a 3 heures qu'il Toyota parle. Le premier Corolla, mot which qu'il is a the dit, highest Elon, selling c'est car justement in the world. le And renouvelable. as On we n'a pas move besoin de towards our décroissance, next-gen on aura largement platform, assez we will d'énergie continue to parce que le fait de reduce passer au renouvelable, And on as a, we work on a on besoin de 2 fois moins robotaxi d'énergie à variants of tel this point platform, c'est this cost efficient will et qu'on come est down even efficace. further. Donc So non, this is a c'est pas le product chaos that parce qu'on that passera we au renouvelable. expect to have substantially lower cost per mile than the highest volume products in the world. The next thing on cost reduction I want to talk about is operating expenses. We spend a lot of time on our earnings calls talking about gross margins and product cost. Ils ont parlé de définition des voitures. Ouais, ils ont parlé de définition et des problèmes. Ils ont d'ailleurs montré qu'ils faisaient tout à la main et qu'ils avaient beaucoup de problèmes. Ils ont expliqué comment ils ont créé un roadbook qui regarde au fur et à mesure chaque étape
revenue pour avoir des and voitures 75% qui on sont a per nickel à delivered car l'arrivée. basis. Donc ouais, ils en ont parlé, This définition is du produit. quite staggering, and I want to go into the details about how we've done this. The first component of OpEx, which is R&D, the single most important thing here is that we constrain the number of programs that we work on
So minimizing the number of programs that we're running in parallel. And the key here is to maximize the revenue and cash generated from every program that we work on, and also maximize the technology sharing between the programs. So we talked a little bit about how power electronics in our energy business is shared with power electronics in our vehicle business. Mais personne n'a du nucléaire, hein. Vous me parlez du nucléaire, mais là, on parle de l'échelle de l'humanité. Il n'y a qu'en France qu'il y a du nucléaire, hein, quasiment. Le reste du monde, ils n'ont pas de nucléaire, hein, les amis. Donc, ils ne vont pas passer du charbon ou du gaz au nucléaire, hein. Alors là, c'est impossible, hein. On va vers le plus efficient, le plus rapide à installer et le moins coûteux. Ce n'est pas du tout le nucléaire. Comprenez bien que le nucléaire, c'est une exception française. This is part of the reason why on the last earnings call, I made the comment that we think about operating margin more so than gross margin as a company, because the integration that we have here on the SG&A side, particularly with vertical integration into our dealership network, this provides efficiencies that give us a competitive advantage from a cost structure standpoint relative to other companies. The other thing that I'll note here is that this wasn't always the case. And it wasn't that long ago where these bars would be inverted. And if we go back a little bit in time, and we talk about when we launched Model 3 in the Fremont factory, we went from 2,000 cars per week, which was S and X, adding 5,000 a week to that for Model 3 got us to 7,000 cars a week. You've heard some folks here today talk about production hell, but I don't think we've ever talked about as a company as back office operations hell, which also happened at the same time. And 7,000 cars a week, 350,000 cars a year, we want to go to 20 million cars a year, and we're struggling at 7,000. And we're saying to ourselves, we have to completely rethink the way that we're managing our back office operations if we have any hope of efficiently scaling this company. And so this began a process that we're still continuing to work on today, but it's something that we refer to as the Tesla operating system. So in the same way that we're vertically integrated into the software that manages our cars, we've also vertically integrated into the software that runs our company. And all of our major departments in the company are using, not all of them yet, but almost all of them are Il n'y a pas de Powerwall en France pour l'instant parce qu'ils n'en produisent pas assez, en fait. C'est ça le problème. Recruiting software, and we're now running our own recruiting software as a company. And this matters a lot because rather than having a complex web of third-party systems that are generic solution that take a lot of effort to customize for our particular needs, we've been able to put in place with an in-house applications engineering team dedicated lightweight software that does only what we need it to do and nothing more. And that team works very closely with process improvement teams that sit within the business, who are looking through all of the processes that we're managing as a company and following the exact same process that Tom mentioned in the manufacturing space to look at our processes, delete process steps that we don't need, simplify process steps that are existing, and automate what's remaining. And the results of this have been quite staggering, to be frank. I think it's exceeded our expectations as well. On the left side of this chart are some examples of the efficiency improvements that we've seen within our SG&A areas as a result of this strategy. The North American sales team is 4 times more efficient now than they were in 2018. Order operations team, financial services, I mean, these levels of improvement are large. Il ne faut pas mélanger énergie et électricité, hein. Il y a des pays qui ont du nucléaire, mais l'énergie en tant qu'elle-même, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure, hein, c'est 75% de l'énergie consommée, c'est du pétrole et du charbon. Donc même en France, si on a 70% de nucléaire, on tourne à 50% aux énergies fossiles. There's a list of self-service functionality that we've put in place, which customers like. It also simplifies our operations behind the scenes. We've used the Tesla operating system to expand into our captive insurance space, which we are fully vertically integrated into. We run our own in-house software. We have our own agents, our own claims software, and claims folks who run our insurance business. This is also very important. Au niveau mondial, le nucléaire, c'est because 10% de l'électricité. Company data is very Au niveau mondial. important. And we use these systems and the access to the data in those systems to pull out extremely granular and targeted reporting that enables us to see every aspect of our business in real time so we can make adjustments to our operations as needed. And there are sometimes examples where we say, man, I wish we were tracking this piece of data. Well, you know, it's a Teams meeting away from the applications engineering team to make a request,
and then we can start tracking that data and make those changes. And so the feedback loop associated with process improvement inside the company is pretty astounding. The last thing I'll just mention here, which is something I'm personally quite proud of, we've made a lot of progress in our close processes within the finance team, getting our 10Q and 10K filed. It's amongst the fastest of the 20 largest market cap companies, so great work to the finance team here. So all of this work on cost reduction is extremely important because we have a lot of money to spend ahead of us to achieve our goals within the master plan. So we've mentioned over the course of the day today, 20 million annual vehicle production as our target, Wow. 1 terawatt hour of annual energy storage Les investissements, ils production, sont and then ouf. expanding cell production, service, and charging in line with the growth of those other businesses. And so we've estimated what we think the total cost to get there will be. And there's certainly error bars around these numbers as Ils investissent entre 150 et 175 milliards milliards pour arriver aux 20 millions de voitures. Après 1 TWh d'annual energy storage production, donc c'est bien le 1 TWh qu'il a dit tout à l'heure, 20 milliards, c'est pas de beaucoup, hein, 20 milliards. Our 2022 operating cash flows and you just say, well, let's assume some modest growth to that, maybe not all that much. En gros, il faut qu'ils investissent 200 milliards de dollars. If you're being C'est ça. conservative, but Pour arriver où the ils en ability sont. to 200 pay for milliards. this level of investment, from the forecast that we Wow. have is very 200 achievable milliards de for us. dollars. Bon, c'est la fortune d'Elon. I'm often asked Il a about assez, capital il a assez, c'est allocation. bon, on I est think our bon. strategy here is Il very a assez, straightforward. Elon. I touched upon it a little bit in our last slide, but just to be explicit about it, obviously the priority here is to ensure that we're using capital to run the day-to-day operations of the business. This is a working capital intensive business, and this has to be managed very carefully. And so, over the course of a quarter, there can be multi-billion dollar swings in our cash Salut, balance Tesla up and Handicap. down, just depending upon the timing of when we build and deliver cars. So we obviously have to have money set aside for that. Downside protection is another really important area where we have money set aside for that. And over the last couple of years throughout the pandemic, I think this just highlights why being ready for downside protection is important. Preserving daily operations. Encore une fois, il ne faut pas mélanger l'électricité et l'énergie. On n'a pas consommé 11% d'énergie en France fossile dans la journée. Toutes les chaudières à gaz, toutes les voitures à essence et tutti quanti. We have never once pulled back on our investments in growth, so that remains a huge priority for us. We do then, after investing in growth, we look at opportunistic ways to spend our cash. These are more financially oriented, where if a return exceeds a hurdle, then we can place cash in that. Mais regardez même pas l'action. À chaque fois qu'il y a des trucs comme ça short tout le temps. C'est du short, c'est tout. On the excess side, this is where the board meets on a regular basis and they're thinking about what our cash flow projections are looking forward and whether it makes sense to do buybacks or dividends. Total Energy reste une meilleure action. Je crois pas. En tout cas, pas par rapport à mon pourcentage de croissance depuis 2015. Je ne crois pas que ça soit battable. To drive costs down and improve the efficiency of the business. And the reason this is so important is it allows us to improve product affordability. And this is particularly the case when we move to our next generation platform. Improving affordability allows us to comfortably make investments that grow volume. That volume generates cash that then allows us to make more investments. And as we integrate that going forward, it's our belief as a leadership team here at Tesla that we're going to achieve unprecedented Oui, en termes de particules fines, le chauffage à bois, c'est pas terrible. Hein. Selon la cheminée que vous avez, c'est pas ouf. Hein. Required to accelerate the world's transition to sustainable energy. So with that, this completes the prepared portion of today. We're going to take a short break, and then we'll resume with a live Q&A. Thank you all very much. Short break. Short break. Petite pause, 5 minutes de pause. Après, il y a une Q&A. Intéressant. Intéressant.
si vous avez entendu tout à l'heure Franz parler, il a dit, il a parlé de la voiture, il a dit, je mets ça, et il a dit présentation pour un autre jour. Hein. On est bien d'accord? On est d'accord ou on n'est pas d'accord qu'il l'a dit? Moi, je l'ai entendu tout à l'heure. Hein. Ouais, il y a un Q&A maintenant. Il y a les gens qui sont dans la salle. Les gens dans la salle, il va y avoir des questions maintenant. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'Elon va venir sur scène et qu'ils vont faire les questions-réponses. Exactement. Rien de surprenant, tout à fait. Exactement. Ah, et qu'est-ce qui se passe? Alors là, les amis, il y a un truc bizarre. J'ai mon ordinateur qui fait que du clic droit. Est-ce que vous savez comment on fait pour arranger ça? Que ce soit avec le pad ou pas avec le pad, je fais que du clic droit. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Et pourquoi tu fais ça? Ok. Allô? What? Qu'est-ce qui se passe? Ah mais non! Putain, quel imbécile! J'ai le micro qui avait le pied sur la touche contrôle de mon clavier. Pourquoi je fais que du clic droit? Bah oui. Ah putain, quel nul. Bah oui, bien sûr, merci, merci, c'était ça. Exact. Ouais, comment ça me gonfler lui? Ah ouais, le coup de la touche enfoncée. Exact. C'est le coup classique. Ok, donc de toute façon, ça va revenir. On attend Elon qui va arriver sur scène. On va avoir pas mal de questions. Je pense qu'on va avoir beaucoup de questions sur les futurs produits. Je ne sais pas s'ils vont vouloir lâcher quelque chose. Mais ils n'ont rien lâché. C'est assez logique parce que en général, il y a toujours un event spécial lorsqu'ils présentent quelque chose. Donc, ils avaient bien dit, en 2023, on va présenter des produits. Et tu vois, tout à l'heure, il a dit, ouais, c'est pas pour ce soir, machin. Donc, on va bien voir. À moins qu'il y ait quelque chose qui arrive juste après. Hein. Peut-être. Peut-être qu'ils vont présenter après. Mais on sait qu'il y a certainement un espèce de van dans le lot. On sait qu'il y a un... Ouais, je vais mettre comme ça. Non, comme ça. On sait qu'il y avait... Je pense qu'il y avait un van. Je pense qu'il y avait donc cette petite compacte. Et sur le domaine de l'énergie, il y avait deux trucs. Alors, un, c'est à la tête d'un Powerwall. Et l'autre, c'était plus long. Ça ressemblait à un méga pack. Je ne sais pas, à votre avis, c'était quoi? Là, il n'y a pas la place pour le voir. Non, mais clairement, à aucune fois, à aucun Investor Day, je ne sais pas si c'est la première fois que vous suivez un Investor Day,
Mais à aucun Investor Day, il y a eu une présentation de produit ou quoi. Hein. Ça a toujours été, voilà l'entreprise, voilà ce qu'elle fait, voilà où elle va, voilà comment ça se passe. C'est toujours plus ou moins ça. Là, il y a eu quand même des infos qui ont été données par rapport aux produits, comment ils améliorent les produits, comment ils améliorent l'autopilote, comment ils ont amélioré la capacité de production. Il n'y a pas eu d'infos. Alors, l'info qu'on devrait quand même avoir, c'est par rapport à la Gigafactory, parce que le président du Mexique a bien dit qu'il allait avoir une Gigafactory chez lui et que Elon allait en parler. Donc, il n'en a pas parlé. Et c'est vrai qu'il n'a pas parlé de Boeing Company non plus, il n'a pas trop parlé de SpaceX. Donc, je pense qu'il a encore des choses à nous dire dans le Q&A. Ça m'étonnerait que ça reste comme ça jusqu'à la fin. Et moi, j'attends quand même d'avoir l'info sur la Gigafactory. Je pense qu'il y a encore des trucs là. Je pense qu'il y a clairement encore des choses qui vont être données. Et les questions vont être posées. Ça va être des questions très simples, très concrètes. Et ils ne vont pas pouvoir botter en touche à chaque fois. Donc, je pense qu'ils ont les trucs à dire. Et je pense sincèrement que les choses qu'ils ont à dire, ils vont les dire maintenant lors du Q&A. Je retiens une impressionnante réduction du coût sur la Model 3. Ouais, c'est clair. Ils ont vraiment expliqué comment ils arrivent à faire pour réduire les coûts. Ça, c'est fou. Et quand on s'intéresse à l'entreprise en général, et quand on s'intéresse au domaine de l'automobile, on se rend compte qu'ils ont tellement d'avance sur les autres et qu'ils vont encore accélérer un coup. C'est dingue. Ils maîtrisent le soft, le hardware. Ils maîtrisent la Gigafactory en elle-même qui est un produit. Ils ont bien expliqué que la Gigafactory, c'est un produit. La machine qui crée la machine. On a vu quand même des images super intéressantes du Tesla Bot. Ils ont reparlé de l'autopilote. Ils ont annoncé clairement les ambitions de Tesla. 20 millions de voitures en 2030. C'est fou. Personne ne fait 20 millions de voitures. Le plus, je crois que c'est les Toyota et Volkswagen Group. C'est dans les 10 millions. Là, il ferait x2 par rapport aux principaux constructeurs mondiaux. C'est incroyable. Et donc là, c'est une voiture toutes les 45 secondes qui sort, donc je pense que ça doit être de Shanghai, pour 2 millions de voitures, quoi. Donc, on ne sait pas tout. On ne sait pas tout. Parce qu'ils ont expliqué comment ils allaient faire la nouvelle voiture. Et je ne sais pas si vous avez bien vu, mais quand ils ont montré la façon de produire, ça c'était intéressant quand même, comme ils ont montré comment fabriquer une voiture avant, toutes les parties qui sont là de façon éparse. Et maintenant, ils produisent, ils ont une zone sur le côté, une autre zone, une autre zone, une autre zone, et tout vient s'assembler au même moment. Ça, c'était super intéressant. Et c'est à ce moment-là que Franz, il a dit, vous remarquerez que ça, c'est pas la nouvelle voiture, c'est un modèle Y. Et il a dit, la nouvelle voiture, on en parlera un autre jour. Donc, il a bien dit ça. On la montrera un autre jour. Hein. Si mon anglais est correct. Et là, on attend quoi? On attend le Q&A. Ils font une petite pause. Les gens, ça fait quand même 2 heures. Ça fait 3 heures qu'ils sont assis sur leur chaise, les pauvres. Et moi aussi, ça fait 3 heures que je suis là en live. 3h47 de live. Et merci d'être toujours aussi nombreux. Hein. Merci beaucoup, les amis. Donc, nous, on reste parce qu'on a envie de savoir quelles vont être les questions. Et comme je vous dis, c'est sûr et certain que pendant les questions, il y aura des réponses intéressantes. Ils ne vont pas botter en touche. Ils ne vont pas dire « Ah, bah, en fait, on a tout ce qu'on avait à vous dire, on vous l'a dit, quoi. » Ah, ça y est. Here we go. Here we go. Here we go. Je remets le son. Et je remets le son. Oh, il y a du monde, là. Where's Elon? Il est là. Attends, il faut les chaises. Full screen. Non mais l'action, elle short tout le temps. Si vous êtes nouveau sur Tesla, ça short à chaque fois. Quand il y a un Investor Day, ça plonge tout le temps. Et ça plonge à chaque fois qu'on a un bilan trimestriel, même s'il est génial. À chaque fois, ça tombe. Donc c'est toujours pareil, c'est toujours la même mécanique. Et je peux vous dire que les investisseurs qui investissent dans les renouvelables, dans les énergies renouvelables, dans la voiture électrique et tout ça, les mecs, ils sont pas bêtes. Ils ont largement compris ce qu'a expliqué Tesla. Et croyez-moi que les billes, ils préfèrent les mettre chez Tesla que chez Volkswagen ou chez Stellantis ou chez Renault.
probably the most significant announcement of the day is Gigafactory that, Mexico. we're excited Mais to putain, announce that depuis je we l'ai are sous going les to be yeux. building Et a quel nul. Vous l'avez gigafactory vu? in Mexico. Ouais. Ouais. Ah yes. Yes, de l'info. Vous en voulez de l'info? Ben oui, il Yeah, faut and attendre pour avoir de we'll have l'info. obviously a grand opening and groundbreaking and whatnot. But we're excited to announce that the next Tesla Gigafactory will be in Mexico near Monterrey. Yes. So, super excited about it. Voilà. Bravo. Now, I do want to emphasize we will continue to expand production at all of our existing factories, so including California, Nevada, here in Texas, obviously, and Berlin, Shanghai. So we intend to increase production at all factories. So the Giga Mexico would be supplemental to the output of all the other factories. So this is not, to be clear, moving output from anywhere to anywhere. It is simply about expanding total global output. Yeah, so it's gonna be good. So peanut gallery. Anyway, so I think that's we're quite excited to announce that. In fact, I believe the governor is here. It's hard to see. Welcome. Secretary of State, I believe. We're looking forward to it and having a big event for the great groundbreaking and opening. So let's see. With that, we can move to. Il y aura un event spécial pour la Gigafactory. We've obviously got significant bench strength here. Should probably have like a bench. And anyway, we maybe have too many people on stage, but we'll try to answer questions within reason. This is meant to be kind of more of a long-term sort of discussion as opposed to what will be the production for the rest of the quarter type of thing. Vous voyez, c'est une conférence sur le long terme pour Tesla. Donc il a dit qu'il faut poser des questions sur le long terme. And with that, fire away. Rob? Hi, it's Rod Lash with Wolf Research. Very exciting plans about the next generation vehicle and powertrains and batteries. I was hoping you can maybe talk to us a little bit about the timeline for deploying this. And it sounds like it's more than just a vehicle. This is a kind of a paradigm change on how vehicles are assembled, how batteries are put together and everything. And does that also just get reconfigured into everything that you do? So the Model Ys that are being built here will be built very differently in the future. Maybe just give us some feel for what happens from here and what's the timeline for implementation. Well, I'll talk a little bit about that, but broadly speaking, the most profound architectural changes will be in future vehicles. Retooling a factory means bringing the factory down for an extended period of time, and that would prefer not to do that, I think. Donc ces factories-là, ces usines, elles ne produiront pas les voitures de prochaine génération, c'est ce qu'il est en train de te dire. Donc la voiture de prochaine génération, elle sera bien produite, à mon avis, soit au Mexique, soit ailleurs. Mais je pense que c'est proche des États-Unis. Donc il y a une bonne idée que ça soit là-bas, d'abord dans l'usine. Les gros changements seront pour les futurs véhicules. Et ça ne sert à rien de changer parce qu'il faut tout refaire, tous les équipements. I agree with you 100%, Elon. It's really easy to put innovations in new vehicles, but long term, we'll obviously bring them back. We've always talked about that, but we don't want to take our factories down. As far as the timeline goes, we're going to go as fast as we can, left to right. As always, Elon alluded to the fact that Mexico will build our next-gen vehicle, but we'll also be doing that in our other plants. And so it's really about le Mexique va produire la nouvelle voiture. Donc, on a l'info. Ils vont commencer très bientôt. Donc, la nouvelle gen de véhicule va sortir l'année prochaine. Voilà, si je vous la fais courte. L'année prochaine, fin 2024, il y aura très certainement la nouvelle voiture Tesla.
qui roulera, qui sera Thanks. sorti. First, enhorabuena, À mon avis. Mexico, vamos. Allez, That's great. fin 2024, début 2025. Elon, a question on applying first principles Allez, je vous thinking donne and 2025. innovation Allez. to an area that up to now has seemingly been outside Parce que l'usine, si on l'a commencé tout de suite, il leur faut 1 an pour construire une usine. Et en 1 an, entre le moment où ils vont poser la première pierre et le moment où ils passent la première voiture, il se passe 1 an. Donc, dès que la première pierre est posée, dès qu'ils commencent les travaux, vous comptez 1 an. Et 1 an plus tard, vous avez la How voiture. does that fit into the plan of maybe bringing real innovation into a mining sector that could use a little, maybe waking up and getting those costs down? Because that could be a real gating factor, it seems. Je viens de traduire. We're going to address whatever we think the limiting factor is at any point in time. So we would like to do the least amount possible. So we don't want to get into the mining or refining sector. We will do that if we have to. Ok, il a dit qu'il ne veut pas aller dans le secteur du mining, enfin des mines et le raffinage, sauf s'ils sont obligés. We need to make just a very giant amount of anode, cathode, lithium hydroxide, lithium carbonate. It's really the refining capacity that is the biggest choke point. Yeah, so that's why we're building a lithium refinery in Corpus Christi. In terms of the mining companies that are out there and looking at that part of the value chain. So we do have large suppliers of lithium right now, and they are aware of how we're approaching the Corpus refinery and the technologies we're trying there. And the reason we're making them aware of it is because we think they're fundamentally more scalable. And as we prove them out, we plan to share that with them. Because as Elon says, it's not really like we want to do these things. We're doing them because it's not happening fast enough. So if we can prove that it can be done faster, the intention is to transfer that knowledge to our current suppliers. And the same is actually true. It was actually a clay process that we're playing with and we continue to work on. Same is true on that. So we've worked with our suppliers as well on trials and we're sharing knowledge there. And the intention is just to help the whole world do this better. C'est intéressant parce qu'ils sont en train de dire qu'ils iront pas, mais ils vont leur donner des conseils pour que ça aille le plus vite possible. Aussi bien, ils ont fait ça pour le raffinage, pour les matériaux, et pareil pour les personnes qui achètent des matériaux. Ils font en sorte d'améliorer la chaîne d'approvisionnement pour tout le monde. But like I said, we'd really prefer if others did that. We're doing it because we have to, not because we want to. Yeah, and in that case, there just isn't really any large-scale cathode production. Parce que ça leur fait plaisir, ils font les choses parce qu'ils sont obligés. And again, if we're going to do it, we're going to try to do it from Vous entendez mon chien qui est en train de dormir et qui we have tried a bunch of new things rêve, there. We're confident that they will qui aboie dans son rêve. And as they prove out, again, we want to bring them back to our suppliers so that they can build new facilities more quickly with less investment. Ils font pas les choses parce qu'ils le veulent, ils font les choses parce qu'ils doivent le faire. C'est exactement pour ça qu'ils ont créé Tesla au départ. SpaceX. Il l'a pas fait parce qu'il avait que ça à foutre. Il l'a fait parce que personne ne le faisait et c'est pour ça qu'ils ont lancé Tesla. Well, I mean, I don't know what more we can do, but I can say that if there's entrepreneurs out there that want to have a guaranteed chance of success, it would be refining lithium or anode and cathodes or any materials whatsoever for lithium-ion cells. It's a no-brainer. Yep. I think we're doing everything we can. So. Yeah, on the renewable energy thing, the thing that we can do, Tesla, is the more we reduce the cost of storage, the more we reduce the cost of stationary storage, and the more we bring flexible load to the grid in the form of cars charging at the right times, the more valuable renewables are. Because in Texas right now, I wasn't joking, there's a lot of wind, and at night, there's almost too much wind because they don't want to turn the nukes off or whatever. So bringing really low cost storage onto the grid
makes renewables more valuable, which ultimately will accelerate their deployment. So that's how we focus on it, I guess. Yeah, Felipe? Et ouais, ils aident à accélérer la transition. Hein. Thank you. Au Texas, il y a trop de vent la nuit. On ne consomme pas assez. Au Texas, ils ne consomment pas assez. Et donc, toute l'énergie du vent est perdue au Texas. C'est pour ça qu'ils font ce truc de te dire, bah, tu payes $30 par mois et l'énergie est illimitée. Parce que du coup, au moins, ça permet de faire quelque chose de cette énergie solaire, de cette énergie du vent. Et comme tu fais quelque chose de cette énergie du vent, tu donnes de la valeur, tu donnes de l'intérêt, et du coup, tu en installes plus. Sinon, ça ne sert à rien d'en installer plus, tu n'en fais rien. How many models do you think you need to get there? And how does it fit into your drive to hyperscale? How do you manage this? And also the fact that probably consumers at some point don't want to see a Tesla or the same Tesla at every street corner. So I'm just trying to get your sense of that. And my other question is on bidirectional. I mean, you talked a lot about making a world more renewable and better usage of cars. Bidirectionnel. Bidirectional charging is one Ça, way c'est of better intéressant. using cars, but you seem to have been reluctant about doing that in the past. So I'm just Une wondering what question your sur la latest charge thinking bidirectionnelle dans les Tesla. Très bonne question, ça. Sure. On bidirectional, Qu'est-ce qu'ils en pensent? it wasn't like a conscious decision to not do it. It just wasn't a priority at the time, I think is maybe the way to think about it. As we continue to improve the power electronics in our vehicle, we've found ways to bring bidirectionality while actually reducing cost of power electronics in the vehicle. And as at all things Tesla, the goal is usually to get more for less. And so we are in the middle of kind of like a power electronics retool, I would say, that will bring that functionality to all of our vehicles over the next, 2 years, let's say. But it's Yeah, ils vont faire du bidirectionnel. that's how I'll say there. I don't think very many people are going to use bidirectional charging Unless you Elon have n'est a pas trop Powerwall, pour. because if you unplug your car, your house goes dark, and this is extremely inconvenient. Il n'a pas faux. Yeah, most of the value, it comes in charging the car at the right time. It's not really about sending energy the other way. Yeah, I mean, if you have a Powerwall that can take the house load, then you can use your car as a supplementary energy source to the Powerwall, and then you're not going to drive everyone crazy by unplugging your car and having the house go off. So I think there's some value there as a supplemental energy source down the road, where if you have a Powerwall, you've not diminished the convenience of the people in the house. Bah, il n'a pas tort là. Hein. Il dit que l'important, c'est quand même d'avoir avoir un Powerwall et de deux, de pouvoir charger au bon moment. C'est ça en fait. C'est charging as a demand. Tu vois, c'est au moment où il y a le soleil, au moment où il y a le vent, on va utiliser cette énergie renouvelable, on va le charger. Parce que si tu n'as pas de Powerwall à la maison, bah, dès que tu débranches ta voiture, bah, tu n'as plus de courant à la maison, alors tu es obligé de prendre sur le réseau. Donc là, il a raison. Il a dit aussi que ça pourrait être en supplément du Powerwall pour alimenter le Powerwall en plus. Donc, c'est vrai, il a raison. No, mostly not. They're just variants for the sake of variants. But look at how have things converged with the phone? I mean, there used to be hundreds of flip phones. Now, what do we have? It'll be like that. George? Ouais, là, il a parlé des voitures, de faire des variantes de voitures. Il dit au départ, quand on avait le téléphone à clapet, il y avait plein de variantes du téléphone à clapet. Maintenant, il y a beaucoup moins de variantes du téléphone et ça sera pareil avec les voitures. Ça ne sert à rien d'avoir 50 variantes des voitures. Il dit elles sont toutes pareilles en fait. Thank you. I don't know. Hey Tom, not to put, don't sweat too hard. Yeah. Well, we're still growing our market share in China quite strongly, actually. Exactement. Jérôme, il a exactement, il a tout à fait raison. Early this year, we had this price adjustment. After that, we actually Comme on a eu au battery day, comme on a à chaque fois qu'ils font un AI day, c'est focus sur ce que fait Tesla et pas sur les produits. Offer
a product with value at affordable price, you don't have to worry about demand. Ça, c'est pas forcément vrai, parce que nos amis chez Decibel, ils ont fait des tests justement pour faire le véhicule to grid, et en fait, on sort l'énergie à très peu de puissance. On sort à 3, 5, jusqu'à 10 kW maximum, et du coup, ça n'abîme pas les batteries. Ça a un impact, d'après les tests qui sont faits, soit neutre, soit vraiment minime. Quand vous mettez le pied dedans dans votre voiture, vous demandez 100 kW. 5 kW ou 3 kW pour une maison, c'est rien. Ça ne stresse pas les cellules. Donc, c'est pas vrai que ça diminue sensiblement la vie de la batterie. Who contribute a lot to the local economy. I think, as long as we're needed in this country, I don't see there much of the risk of that. Colin? Colin Rush from Oppenheimer. One of the things I was struck by in the presentation was the operational efficiency metrics that you guys are talking about. Could you talk a little bit about the velocity of learning cycles and how you guys track that and think about that as an organization as you work into a variety of other areas from an innovation perspective? Anyone want to try that? I mean, I'll say one very high level thing, which is you can't improve something you don't measure, and we're like ruthless measurers at Tesla. And once you start measuring things that contribute to operational efficiency, you actually have a path to doing something about it. So I guess the key is a good measuring stick. Okay. It's something I should say with respect to demand, which I've said a few times over the years, but it's sometimes needs to be said again, which is overwhelmingly there's the desire for people to own a Tesla is extremely high. The limiting factor is their ability to pay for a Tesla, not do they want a Tesla. It's easy for people in this room to lose sight of that. If your income is far in excess of what a car costs, then you look at value for money, but you do not consider affordability. But for the vast majority of people, it is affordability driven. This is why we cannot simply double the price of the car. Or you could say and think about things in the limit, where if you had an infinitely desirable car, but it costs $10 million, it wouldn't matter because most people do not have that. So demand is very much a function of affordability, not desire. Very important. One of the things we weren't sure about was the price elasticity of demand for Teslas. So like, as we lower the price, how much does demand increase? And we found that even small changes in the price have a big effect. Je pense pas que le calcul là prenne en considération le prix de l'électricité au Texas. Yeah. And then as this autonomy question is very, very big, because you could potentially have, 5 times the utility of the asset that you currently have. So if a passenger car is 10 or 12 hours a week of usage, plus a lot of parking expenses, an autonomous car could be 50 to 60 hours a week or something like that. And you could get rid of a lot of parking expenses. So, if this is true, then as autonomy is effectively turned on for the fleet, it probably will be the biggest asset value increase in history overnight. Emmanuel? Thank you so much, Emmanuel Rosner from Deutsche Bank. So as you start launching this next generation vehicle and ramping up volume, what will be your nearest term priority in terms of segment or vehicles focus? The slide that you showed with 2 vehicles on the wrap seemed, based on form factor, one of them maybe looks like a van, another one looks like maybe like a smaller vehicle, like potentially a Model 2, I guess. What is the nearest term focus for you in terms of ramping up the next gen vehicle?
And how do you make sure that by lowering the price point so much because the cost is going down 50%, you're not cannibalizing demand, for your existing vehicles? Ah, on rentre dans le vif du sujet sur les voitures qui étaient sous couverture. It's indistinguishable from infinite at this point. So affordability is what matters. So as you make the car more affordable, we will have demand go crazy, basically. The issue is how do we build the cars? The hard part is building the cars. I can't emphasize that enough. The hard part is building the cars and the entire supply chain that goes with the cars. This is a logistics challenge of extraordinary difficulty. All the things that have to go into the car have to scale with the car, while everything is doing an exponential ramp. And if you miss even one of those things, c'est intéressant sa réponse, hein. Doesn't matter why, earthquake, flood, fire, revolution. I thought I've heard them all. I mean, any part of that supply chain gets interrupted. Then you have a seizure. Pour eux, la question n'est même pas de savoir quelle voiture, comment la voiture dont on est là, on se hype, la petite voiture, la modèle 2, nanana, nanana. Eux, en fait, la question, c'est pas quelle est la technologie, comment elle est, à quoi elle ressemble. C'est comment on va faire pour pouvoir produire 20 millions de cette voiture, quoi. Ils sont à un autre état. Eux, c'est produire le produit. C'est pas le présenter, c'est pas le faire voir. Nous, quand on le voit, on comprend rien, en fait. C'est comment on fait pour monter la capacité de production, la chaîne d'approvisionnement pour pouvoir produire 20 millions de voitures par an. C'est ça qui est compliqué. So we've seen everything from, as Elon mentioned, first the tariffs that flew back and forth, then the ocean logistics issue, the chip shortage, toute la logistique, COVID, floods, le Covid, là, il dit la logistique, le Covid, des feux, des usines qui sont fermées, les puces électroniques qui ne suivent pas. Il faut que tout soit au top du top pour arriver à produire avec une telle cadence. Yeah, and although it's difficult, I think we have been laying the foundation to be as intimate to all the tiers of the supply chain, building that control and directing the different tiers of supply chain. That's the way we are trying to mitigate the risks that come with it. Again, dual sourcing, triple sourcing, having redundancy. C'est totalement ça. C'est totalement ça. La voiture, bien sûr qu'elle est prête, bien sûr qu'ils savent comment en faire une, bien sûr qu'ils savent comment faire le prototype. Et comme l'a dit, le truc, c'est le prix. Et quand ils vont sortir cette voiture qui coûtera si peu cher, il a dit, la vente, c'est exponentiel. Donc, ils vont avoir un produit qui sera tellement désirable, il faudra être capable de le produire avec une telle quantité qu'ils ne seront pas capables de le produire. Donc, d'abord, on met en place la logistique, on met en place l'outil pour pouvoir produire cette voiture. Et quand on la sort, on en dépote des millions d'un coup. Mais là, pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Tout comme la voiture autonome, les robotaxis, pour l'instant, ils ne sont pas prêts. Même si le logiciel était prêt du robotaxi, ça arriverait trop tôt parce qu'ils n'ont pas la capacité de produire assez de voitures qui seraient autonomes pour répondre aux services de la voiture autonome. Donc ça ne sert à rien que le service soit prêt aujourd'hui. T'en ferais quoi? T'en ferais rien. C'est comme si tu sors un iPhone 13 en l'an 2000. À quoi ça sert? Il n'y a pas le réseau de téléphone, il n'y a pas les applications qui vont avec. Ça ne sert à rien. Et là, c'est exactement pareil. C'est pas le moment. An industry, you can't overcapacitize. It's not realistic. And some of these things, like you said, like, well, dual source or triple source, you can do that maybe for small things, but you can't do it for big things because if you're triple sourced, and it's like having a plane with 3 engines, where if any of the 3 engines fails, you crash. It's like, so. And you have to either overcapacitize, which drives your capex up, and it has idle suppliers somewhere and big warehouses, or you design to some overage that's, reasonable.
and then you have expedite costs because inevitably there's something goes wrong somewhere and you got to fly things around. Oui. So it's really just the rate of Tellement de progress is the problèmes rate at which possibles we une fois are que able tu to montes à cette scale capacité que c'est ça qui est dur. 10,000 logistics problems. Il y Most a trop de problèmes significant of logistiques, those comme il is vient de the dire. cell production. C'est ça qui est dur. And so we actually deliberately try to overdo cell production or cell supply to have that exceed what is Nous, on voit needed que in la vehicles. partie émergée de l'iceberg, on Because voit nos if it goes voitures, on les below conduit, what's mais needed in vehicles, then eux, ils the produisent. factories Et produire, ça stall. n'a tellement rien à voir. C'est un autre monde qui nous est So, but then what totalement do you do with all étranger these extra de cells? produire ces What's that voitures. mean? Okay, so Nous, on a le produit the fini, much easier thing to mais scale up and ça down va être is tellement, the tellement dur. Powerwall and Megapack output, stationary storage. So we can then overcapacitize in cells and packs and scale production of stationary storage, which is much easier to scale than vehicle production. So that's strategically, I think, a good thing. Yeah, I mean, the CapEx for Megapack is tiny compared to CapEx for vehicles. And also Megapack demand is quasi-infinite. It basically, as long as we are competitive with utilities, we can sell as many like, it's yeah, quasi-infinite demand for that, really. Or many terawatt hours. And we got a long way to go to get to many terawatt hours per year. C'est intéressant ce qu'il dit. En fait, les méga packs, ça pourrait être juste leur business. Ils pourraient même pas s'emmerder à faire des voitures. Il vient de te dire que c'est quasiment infini la demande pour le méga pack. Et ça coûte moins cher de faire un méga pack, c'est moins compliqué de faire un méga pack pour le même nombre de cellules. Donc ils pourraient dire, OK, on arrête de faire des voitures, on fait que des méga packs, on garde toutes nos cellules pour faire du méga pack. Ça coûte moins cher, ça rapporte plus au mètre carré en fait. Yeah, I think we're pretty consistent on the strategy here. We'll try to as much localized as possible. Like in China, 95%, over 95% of our supply chain are localized, all the way from the first tier, the second tier, and to the third tier. 95% de la chaîne de production en Chine faite en Chine. Generated tremendous savings on COGS. We also have a very localized labor force. We have access to skilled labor force in the region and Yangtze Delta region in Shanghai, I'm particularly referring to. Among over 30,000 of employees in China, we have probably less than 20 expats. So it's very deep localization we have done there to be able to have such cost structure, and we try to replicate this approach elsewhere in different gigafactories. Of course, supplier base that are different. The labor market are different, region by region, and country by country. But we try our best to localize. Yeah, and I think that's absolutely give us an advantage to compete with the auto OEMs around the globe. Another thing is, we have this direct selling mode, like Zach said, we save a tremendous money on OPEX as well. We have full control over all the expenditures across the company, and we don't spend money on marketing or advertising. Everything we saved will become the value we can offer to the consumers. So on that part, we also follow pretty consistent strategy over the years. I mean, certainly the manufacturing stuff that Colin, Pete, and myself talked about, whether you make it here or you make it in Europe or you make it in Asia, it applies everywhere. We think about that from the ground up, not specific to any region. Yeah, just one thing I would add to Tom's point about localization and to Lars's point here. But I would actually say that we're moving in a direction of more standardization in terms of our factories and our processes and our cost reduction approaches. So as we've been thinking about the next generation platform, we've been thinking about
the volume that we aspire to build against that, how many individual factories do we need to build, and what is the fastest possible way to expand that footprint around the world. What we've done with Model Y is each factory is an incremental improvement of the previous factory, which requires engineering hours, engineering spend for each factory design, and then you end up with factories that are slightly different from each other. And as we move towards the next generation platform, I think the term you use, Lars, is copy-paste. So to get it right from the first time, certainly there will be things that we learn and we replicate and we make adjustments to, but try to have as much standardization and commonization as possible, which allows us to go as quickly as possible with expansion. Overaka on this side. Thanks. Two questions, one for Zach and one for Ashok. So for Zach, how do you think about the long-term growth and operating margins for the business? And when we look at 150 to 175 billion in CapEx, is the remaining balance of that, is that essentially the CapEx guidance through 2030? For Ashok, the multi-trip reconstruction that you highlighted, how is that different from what Mobileye does with the REM map that they have? And can you give us any color on the AP4 hardware? So with respect to operating margins, we intend to continue to improve operating expenses as a percentage of revenue over time. And we're continuing to take cost out of our products and try to keep gross margins at a place that's healthy as well. And so, from the hardware perspective of the business, it's our expectation that we'll continue to stay in a healthy place over time. And then there's a software portion that's added on top of that. And so Elon has commented on this many times about the impact that full self-driving software can have on the economics of the business. And in that space, profitability, operating margins would be impacted dramatically. Specifically to your point about CapEx guidance, the intent of that slide was not to provide specific guidance, but to just be transparent about internally what our rough estimates are and to provide context that we think getting to 20 million vehicles per year and 1 terawatt hour of energy storage is very feasible relative to our expected cash generation for the business. That's a number that will move as we learn. Vous vous rendez pas compte, 1 TWh d'énergie, de stockage d'énergie par an. 1 TWh, c'est l'intégralité de toutes les batteries lithium-ion qui ont été produites par l'humanité en 2022. C'est incroyable. Regarding the multi-trip reconstruction, my point I was trying to make was that we want to auto-label most of the data, and we can collect data from the fleet and then reconstruct local areas that can act as supervision for those clips. Since we want to build a scalable self-driving system, we don't want to really rely on HT maps or anything, even though lui, il bosse sur l'autopilote, je me rappelle de lui. C'est vrai qu'il était là AI Day, le premier et le deuxième. Labels for all the video sequences involved in the reconstruction. Something that's, I don't know if we touched on this much, but in terms of training, we have one of the biggest neural net training systems in the world, and that we expect to increase that capability by an order of magnitude by the end of this year, and probably another order of magnitude by the end of next year, with some combination of NVIDIA and Dojo. So I'm not sure the scale of that is quite dawned on people. It's enormous. Maybe the final two questions, one from Alex and one from Chris. Okay, Alex Potter with Piper. So I definitely want to ask Drew or anybody else up there for an update on dry battery electrode, right? So if you're trying to overcapacitize towards cells, scale a lot of this, clearly there's a lot of moving pieces and it's a complex sort of orchestra with the supply chain, but a lot of it comes down to dry battery electrode, at least to me. So how are you trending? That was the most fascinating part of the factory tour for me, and looking through that window and seeing that this is clearly not a science project, but anything that you're willing to disclose, yields,
progress, where you are Ouais, today Dojo, c'est la versus clé, thought ouais. you would Dojo, be. c'est une des clés, ouais, effectivement, pour arriver à la voiture autonome. Il va tellement avoir une capacité de réflexion que ça va être fou. Encore une Yeah, fois, I je mean, pense as que you saw, tout right, arrive au like bon moment. this is a real factory making Ça a lot of servira à rien, electric encore une fois, que l'autopilote automated fashion. soit full self-driving We've made a maintenant. lot of À quoi ça progress. sert? It's a spectrum. Like we're perfectionists, and we have clear end goals, and we are every week that goes by making progress towards those end goals, whether it's speed of the tool, yield of that process, or the downstream process. We haven't stalled out yet on the rate of progress either, and that's both on the anode and the cathode side. And I think the great thing about where we are with the overcapacity that Elon mentioned is it's giving us the opportunity to experiment as we go, rather than just being like stuck to something that we happened to kick off a year and a half ago and it is here. Something that Elon has said to the team many times is it's okay to scrap equipment or money. It's not okay to scrap time. So the way we've been approaching it is probabilistically, what do we think is the most likely thing to succeed? And even actually in the factory here, you saw more than one anode line. They are actually operating two slightly different versions of the final process step of the powder entering the tool. And it's a competition. You know, which is going to be more higher yield, which is going to be C'est dingue, hein. Ils se font eux-mêmes des able to do that. compétitions sur la même And we're façon de taking pouvoir full envoyer la advantage of the poudre tidbits dans of le technology système as quickly as possible. de production des anodes. Ils ont deux The dry façons electrode différentes de problem la is faire. Ils sont en really train de quite a hard tester problem. lequel des deux est le mieux. Il y a I mean, certainement we deux acquired équipes qui travaillent Maxwell dessus. really just Une for le the point dry A, l'autre le electrode, plan B. Et technology, ils verront avec le but, temps ce qui est le just plus efficient. illustrates what a gigantic Et gap there is ça va between de something bousiller working at small de scale and l'argent large ou scale. ou des équipements. Mais par contre, il ne faut pas perdre de We've temps. had an Ce qu'il dit extremely Elon, talented ça team c'est pas mal comme truc. engineers working on scaling the dry electrode process and having it be reliable, and consistent, and we've been grinding hard, literally and figuratively, on this for quite a while. It seems likely that we will be able to scale it to volume this year. Yeah, I mean, we're basically increasing the output week over week, like roughly 1K a week per quarter is our internal target, and we're tracking to that. I think what you saw is effectively like a ton of material per hour per tool. It's kind of like hard to like rationalize like what that really means, but it's different than like, oh, something works in a lab. It's like, well, when it's tons of material per hour, there's just different kinds of problems. Like even if you have like 0.1% escape of like fines into the enclosure that your equipment is in, now you have a dust problem, and like that could short out some electronics. It's like just things like this, where when you're on a lab scale, you don't even notice it, but when you're doing thousands of tons over the course of months, it's like, oh, a new failure mode we found, and that's where we're at. But we're knocking those out though, and the team is grinding through it, but progress every week. And the last question from Chris. Ouais, ils en reviennent toujours à la même chose, hein. C'est facile de faire les choses en laboratoire. D'en faire un, c'est facile, mais de monter en capacité, comme il dit, on gère des tonnes et des tonnes de matériaux. Là, il y a des problèmes qui apparaissent à ce moment-là. The size, the content, the performance, and then third, I think you mentioned that you would produce it in other plants in addition to Mexico. Should we take that to mean that you can launch it at an existing plant before you're finished constructing the new plant in Mexico? I think we'll actually have to probably decline that answer. We will have a proper sort of product event, but Voilà. we would be jumping the gun if we were to answer your questions. Maybe another question, if there's... Tu vois, il n'a pas répondu à la question de savoir, alors, elle va sortir quand la petite? Est-ce que ça sort avant ou après? Il a dit qu'il y aura un event spécial pour le lancement de la petite compacte. C'est pas pour aujourd'hui. Il en parlera plus tard. Elon, I'm curious, as you've doubled and you'll double again, what you've learned about sort of managing a larger enterprise and what you might have to, do to manage a bigger enterprise. And then secondly, I'm curious on your thoughts on
how, generative AI and, these rapid breakthroughs in AI in the last months could help you make cars sort of, less hard to make. Thank you. I don't see AI helping us make cars anytime soon. At that point, I mean, at no point any of us working, I think. Big problems. So we'll just chill out. I mean, I'm a little worried about the AI stuff. I think it's something, I don't know, which we should be concerned about. Il réfléchit. I don't know, I think we should need some kind of like regulatory authority or something that's overseeing AI development and just making sure that it's operating within the public interest. And, it's quite a dangerous technology. And I fear I may have done some things to accelerate it, which is, I don't know. So, I mean, some of the AI stuff I think is just obviously useful, like what we're doing with self-driving, which is, some people think is an AGI type problem. I don't think it's quite an AGI problem, but it's certainly requires very sophisticated neural nets because the road system is designed for eyes and biological neural nets. So naturally, the analog to that is cameras with digital neural nets. The thing we found is just C'était justement la question d'avant. Est-ce que ça veut dire que la nouvelle compacte n'apparaîtra que quand l'usine de Mexico sera finie? Et ils ont dit, on en parlera plus tard, on fera un événement spécial sur la compacte, on vous en parlera. La question était, est-ce que ça apparaîtra que là ou est-ce que vous allez la sortir ailleurs? Ils pourraient très bien la faire aussi à la Gigafactory, là où ils sont à Austin. Hein. Mais bon, ils n'ont pas répondu à la question. Mais bon, on comprend quand même que ça serait là-bas qu'elle serait produite. Donc pas avant 1 an. Enfin, pas avant 1 an. 1 an, c'est demain. Like Tesla's doing good things in AI. I don't know. This one stresses me out, so I don't know what to think to say about it. C'est marrant parce qu'il dit que il craint l'intelligence artificielle, mais il participe à accélérer l'intelligence artificielle. Donc, c'est un peu ambivalent quoi, dans cette époque. Et voilà. Je pense que là, ça se termine. Ça se termine après 4 heures. 4 heures de présentation. Waouh. C'est peut-être la plus longue, hein, parce que le premier AI Day, il avait duré 3 heures, quelque chose comme ça. Waouh. Waouh, waouh, waouh. C'était impressionnant. C'était impressionnant, les amis. On va mettre sur pause. Il y aura énormément de choses à débriefer. Je ne sais pas comment on va faire avec Mathias pour arriver à vous faire quelque chose de tout ça. Tellement qu'il y a de choses qui ont été dites sur 4 heures. C'est incroyable. Et puis, j'ai même pas pensé à... J'ai fait quelques screens, mais j'ai même pas pensé à prendre des notes. Ah, misère. Mon Dieu, ça va être tellement, tellement dur. Tellement dur. Bon, on en retient pas mal de choses quand même. Toujours cette volonté de faire 20 millions de voitures à l'horizon 2030. Je trouve que c'est incroyable. Le fait même qu'ils en reparlent, le fait même qu'ils assument cette volonté-là, c'est fou, c'est incroyable. On a eu aussi l'info 1 TWh de stockage pour les batteries, à l'horizon aussi 2030. Comme je vous ai dit, 1 TWh, c'est ce que produit l'humanité, ce qu'a produit l'humanité en 2022. Donc rien qu'à eux, ils pourraient faire ça. Ils ont bien dit que le produit de stockage, c'est quasiment à la demande illimitée. Ils ne pourraient produire quasiment que ça. Et encore, Tesla gagnerait énormément d'argent. Il gagnerait peut-être même plus qu'en faisant des voitures parce que, comme il a dit, c'est plus simple à produire. Donc, on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas pourquoi il n'y a personne qui se lance dans ce business. Pourquoi personne se lance dans le business de faire des méga packs? Ils n'ont aucun concurrent sur la planète. C'est incroyable.
Alors qu'on voit bien, le business, il est juteux, mais encore une fois, personne ne sait les faire, personne n'a la capacité de pouvoir rivaliser avec eux. Et c'est quand même assez malheureux parce que même les géants de la tech, les Catel, les BYD et tout ça, ils font des cellules, mais ils font pas le produit qui va derrière les cellules. Donc, c'est quand même dingue, 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 dingue. Alors, certes, on a des concurrents à des produits plus petits. On a les EcoFlow, les Endure, etc., qui se lancent à concurrencer du Powerwall. Mais quelque chose aussi puissant, industriel, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il n'y en a pas qui ont la capacité d'en produire autant qu'eux. Donc, c'est quand même dingue. Confirmation de la Gigafactory au Mexique. On a compris à demi-mot que ce serait elle qui allait lancer les prochaines plateformes, puisqu'ils nous ont bien dit on n'a pas envie de faire les nouvelles plateformes dans les anciennes usines. Il faudrait tout refaire les équipements, donc ça n'a pas de logique en fait de devoir tout refaire. Donc je pense que cette nouvelle usine arrive à point nommé avec la nouvelle plateforme. Donc ouais, à voir ce qu'il va produire. De toute façon, on aura un événement spécial dédié à la Gigafactory du Mexique et un événement spécial dédié aux nouveaux produits. Là, pour l'instant, ils n'en ont pas parlé. Mais voilà, il fallait un petit peu il fallait s'attendre à ça. Comme beaucoup ont dit dès le départ, la scène était trop petite pour présenter une voiture. Et c'est jamais comme ça que ça se passe chez Tesla. Si vous suivez l'actu Tesla, les Investor Day, on ne présente pas de produits. Quand on a un AI Day, on ne présente pas de produits. Il y a toujours un événement spécial. Le Powerwall a été présenté dans un événement spécial avec les tuiles solaires. Et chaque voiture a été présentée avec un événement spécial. Donc, il n'y a pas de raison que ça change cette fois-ci. On n'avait pas de raison. Ah oui, et aussi, on a atteint, voilà, ça c'est viré, ils ont atteint les 4 millions de voitures produites depuis la naissance de Tesla. Ça a été fait à la Gigafactory, là où ils étaient à Austin. Donc, c'est fou, c'est fou. Ont-ils parlé des 4680 ? Oui, effectivement, ils ont parlé des 4680, ils en ont beaucoup parlé. Comme quoi, c'est la taille des batteries qu'ils vont utiliser le plus maintenant. On savait avec le batterie D pourquoi, on sait pourquoi c'est intéressant. Et ils ont dit qu'ils améliorent chaque semaine, ils améliorent de petit à petit le système pour monter en capacité sur les 4680. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à faire. Encore une fois, nous on ne le voit pas, mais c'est très, 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 très dur. Et voilà. Donc, beaucoup d'informations sur Tesla, l'entreprise, Tesla, le concepteur de produits, comment ils conçoivent l'usine qui conçoit, comment ils ont baissé les prix à tous les niveaux, au terme de la production, la supply chain et tout ça. Donc, c'était très complet. C'était très, très, très complet. Début de production du Cybertruck cette année aussi, oui, ça a été confirmé. Normalement, c'est pour l'été que le Cybertruck arrive. Il y a un reportage sur Arte qui montre le stockage par batterie en France, par RTE. Tu devrais regarder. Ouais, il y a 2-3 projets pilotes qui existent en France de stockage par batterie, effectivement. Ouais, content comme moi d'avoir gardé. Bah oui, moi je suis très content d'avoir gardé ma voiture pour l'instant. Et on verra le projet Highland. De toute façon, ils ont parlé de ce dont ils devaient parler ce soir. Hein. C'est un Investor Day. Comme il a dit, c'était pas un project release ou autre chose. Donc, chaque chose en son temps. À chaque fois, il y a une présentation par thème. Et le projet Highland, les nouvelles voitures, auront leur présentation aussi, ça c'est clair. Et les prochains produits auront leur présentation. Ouais, le Mexique, c'est proche de la frontière, hein, de toute façon. Et voilà, le Mexique, ils sont capables de produire énormément de choses. Il y a beaucoup de constructeurs de voitures qui sont au Mexique. C'est un gros pays industriel quand même, le Mexique. Ils produisent énormément de choses, énormément de produits pour les États-Unis et pour le reste du monde. Là, niveau batterie, il a quand même dit que les batteries au nickel, c'est pour les plus puissants et c'est aussi pour ce qui a le plus d'autonomie. Hein. Donc voilà, et on a eu quand même 2 photos
ce qu'on pense être un Tesla van et une petite compacte et 2 produits aussi sur l'énergie. Donc, je pense à un nouveau Powerwall. Elon avait dit qu'il allait faire un Energy Day. Donc, ça, il faudrait qu'il parle de ça, un nouveau Powerwall. Mais c'est toujours pareil. Pour l'instant, ils ne peuvent pas sortir de nouveaux Powerwall. Ils n'arrivent déjà pas à produire le Powerwall 2 en assez grande quantité. Ils sont coincés niveau production. Ils ont tellement de choses à produire. Tous les produits qui veulent sortir sont des best-sellers mondiaux. Et ils n'ont pas assez d'usines dans le monde pour produire tout ça. C'est le truc. Donc, déjà, une Gigafactory d'annoncé. On verra ce qu'elle va produire exactement. Donc, ça donne pas mal de bonnes perspectives pour les mois à venir. Hein. Est-ce qu'elle va produire que de la voiture? Est-ce que de la nouvelle gène de voiture? Est-ce qu'elle va produire des batteries? Certainement aussi. Donc, ouais, c'est ultra intéressant. Et ouais, on veut du Powerwall, on veut de la batterie, on veut du stockage. Donc voilà, écoutez les amis, je pense qu'on va peut-être aller se coucher parce qu'il est 2h10 du matin, je suis en live depuis 9h30. Ça fait beaucoup. Et puis ouais, il y avait un dernier truc, c'était par rapport au véhicule to grid. Hein. Il a annoncé quand même que le véhicule to grid, c'est quelque chose qui va être intégré dans les voitures d'ici à 2 ans. Donc ça, c'est quand même un grand coup de tonnerre, je pense. Même si Elon, pour lui, il vaut mieux quand même avoir d'abord un Powerwall de base pour s'assurer d'avoir de l'électricité chez soi H24 et se servir de la voiture en plus comme stockage en plus du Powerwall. Donc ouais, ça a sa logique et c'est cool. Et c'est quand même fou de voir qu'au départ, ils n'ont pas fait de véhicule to grid. Pourquoi? Parce que c'était compliqué pour eux. Hein. C'est de l'implémentation supplémentaire à mettre dans les voitures et ils n'étaient pas capables de le faire. C'était très compliqué. Il fallait sortir vite les voitures. Ils se sont dit ça, on sortira ça plus tard. Et peut-être, non, ça ne viendra pas dans le projet Island. J'allais dire une bêtise parce que le projet Island, c'est un restylage qui arrive en fin d'année et ils ont dit d'ici 2 ans. Donc, ils n'auraient pas dit ça. Ils mentent pas. Soit ils disent rien, mais ils mentent pas. Donc, non, ça n'arrivera pas dans la prochaine Tesla, ça c'est sûr. Dans la prochaine Model 3. Donc voilà, merci beaucoup. Et on est encore plus de 300 dans le live. On a été 1700 à un moment. Plus de 1700, on est encore 300. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir participé. Ça me fait chaud au cœur. Si vous êtes encore là, merci de lâcher un like. Si tout le monde là lâché un like, on aurait 330 likes de plus là, tout de suite là. Ça serait vraiment génial. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. J'ai fait de mon mieux pour pouvoir vous faire la traduction, mais il y a des gens qui parlent anglais, il y a des gens qui ne parlent pas anglais. Ceux qui parlent anglais me disent « chut, on est en train d'écouter ». Ceux qui ne parlent pas anglais disent on aimerait bien avoir plus d'infos. Moi, en même temps, je suis en train d'écouter, de digérer tout ce qu'ils sont en train de dire. Donc, ce n'est pas forcément évident, mais merci beaucoup parce que on a eu Rémi qui nous a fait la traduction pendant un petit moment. J'avais juste à poster ces messages. Donc, je pense que ça vous a bien aidé. Un grand merci à lui. On peut le remercier en partie commentaire. Oh, je meurs. J'ai plus de voix, c'est la folie. Et voilà, on se retrouve très bientôt. On parlera encore de batterie, on parlera de Tesla. On va faire toujours nos podcasts. Il y a beaucoup de choses à voir. Ça sera vraiment génial. Merci beaucoup. On va se quitter avec notre petite musique habituelle. Je vous dis que je vous aime. Et puis, à très bientôt, les amis. Merci beaucoup. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, ciao. À très vite. Et un grand bravo aux équipes de Tesla, parce que je pense qu'ils nous ont quand même fait voir plein de trucs super intéressants. C'était un super live, c'était une super conférence. Donc avant de partir, je félicite tout le monde chez Tesla, les équipes, Elon et son équipe. Bravo, merci encore. Vous nous faites rêver, vous nous faites vibrer. C'est top. Et j'espère qu'on ira vers un futur 100% renouvelable avec plein de voitures électriques. Ça serait génial. Donc, merci de nous faire rêver, merci de nous faire croire à un futur plus agréable. Ça nous donne envie de nous lever le matin. C'est quand même pas mal dans la morosité ambiante. Merci encore tout le monde. Ciao, ciao, bye bye.